gotta believe. Okay. All we need is music running around the city every day. You got to stop and listen to the beat. Move your funky feet. Representing one time for your man. All the kids like to do is have some fun. I'm so happy, I'm so happy. Just fun and games, no guns or gang names. Positive vibes, that vibe all the same. When I play tag, it's hard to run cause my pants sag. Don't stay out late. Parappa the Rapper. Une des franchises de jeux vidéo les plus atypiques et spéciales de la fin du millénaire dernier. Mais aussi une des plus injustement négligées. Et vu la discrétion de cette série en Occident, et surtout en France, il est possible que la majeure partie d'entre vous se disent « Mais qu'est-ce que Parappa the Rapper ? En quoi consiste ce jeu qui, au final, est beaucoup plus qu'un jeu ?» Eh bien, aujourd'hui, je suis là pour tout vous raconter sur cette légende du 8e art. Hey, all we need is fun. Having fun with the funk, the fun with the funk. We having fun, all about having fun. Parappa the Rapper, c'est le nom donné à la toute première franchise de jeu de rythme. Créée par la boîte japonaise Nana Onsha sous la supervision de Masaya Matsuura et du style graphique unique de Rodney Alan Greenblatt, qui a joui d'un succès absolument fou lors de la sortie du premier opus sur PlayStation en 1996. La série ira s'étendre légèrement avec un spin-off sorti en 1999 nommé Jammer Lemmy, ainsi qu'une suite sur PlayStation 2 sobrement nommée Parappa the Rapper 2. Un remaster du premier opus fut produit en 2017 sur PS4 et un autre un peu plus tôt sur PSP. Le jeu est sorti peu de temps après la sortie officielle de la PlayStation à travers tout le globe. Et rapidement, il est devenu un des best-sellers de la console. Et c'est sans doute grâce à son identité et à son gameplay. Le gameplay de Parappa the Rapper est certainement l'aspect du jeu le plus unique, surtout à son époque. Là où dans les jeux de rythme dits classiques, vous vous contentez de presser des touches au rythme de la musique, dans Parappa the Rapper, vous appuyez sur les touches pour jouer les paroles. Plus précisément, des lignes de rap, avec un autre personnage rappant avec vous et vous donnant les lignes de rap à jouer. Now turn to the right. Mais le jeu ne vous pénalise pas pour un rap qui est différent de ce qu'il vous dicte. Vous pouvez très bien vous sentir chaud et tenter des freestyles pour gagner encore plus de points. La clé, c'est de rester en rythme. Dans tous les cas, il s'agit du tout premier jeu en son genre. Un jeu de rap, où vous faites rapper le protagoniste. Parappa, un jeune chiot adolescent qui ira tout faire pour séduire l'amour de sa vie. Sunny Funny, une fleur avec un visage. Well, here I am, with the girl of my dreams, Sunny Funny. Boy, she sure is beautiful today. Tout en évitant son rival, Jao-Chin, un businessman polyvalent et narcissique qui n'arrête pas de draguer Sunny et de faire passer Parappa pour un loser lorsqu'il est devant Sunny. Come on, girls, sit up front with me. You guys can sit in the back. Il est également accompagné de PJ Berry, son meilleur pote, qui est également son DJ, et Cathy Cat, la copine énergique de service, fan de shopping. Et afin de conquérir le cœur de Sunny Funny, Parappa, empli d'innocence, se verra accomplir de nombreuses quêtes afin de démontrer sa maturité et sa virilité à sa jeune donzelle au pétale rose. Il ira apprendre les bases du karaté avec Chop Chop Master Onion, passer son permis de conduire avec Instructor Mussolini, perfectionner ses talents d'agent marketing avec Prince Flea Swallow, maîtriser la cuisine en cuisinant un gâteau aux fruits de mer avec Chip Chip, quasiment se chier dessus à cause d'une indigestion de ce même gâteau, It's all yours.
This is life. Juste avant de passer sur scène devant des tas de gens avec King Kong Moshi. I gotta be Dean. I gotta believe. Tout ça à travers des chansons très rythmées et entraînantes. C'est tout un univers assez burlesque, mais qui est tellement adorable. Et même si parfois toutes ces situations ont l'air insurmontables pour Parappa, il ira toujours regagner confiance en soi. Car telle est sa devise. I gotta believe. Et voyez-vous, quand le jeu est sorti en 1996, c'était parti pour être le jeu le plus populaire de tous les temps. Le jeu avait une équipe marketing qui marchait du tonnerre, on voyait Parappa absolument partout, dans la rue, à la télé, dans les magazines, et la franchise s'est essayée à tout et avec grand succès. Elle a eu le droit à ses CD de musique, à ses jouets par milliers, à ses vêtements et même à un animé. La formule de Parappa the Rapper était excellente car adaptée à tous les publics. Cet atypisme a su plaire à une majorité de joueurs. Parappa était vraiment, avec Sonic, une autre image du personnage de jeu vidéo qui se la jouait à la cool. Le jeu était également très soigné, attendrissant, drôle et bourré de moments mémorables avec ses cinématiques, qui se présentent comme de petits dessins animés en 3D avant et après les stages. Et bien que le jeu avait une durée de vie très limitée, tout son charme a su séduire les joueurs du monde entier. Et même en approchant la fin des années 90, Parappa the Rapper semblait imbattable en termes de popularité au Japon. Rien ne pouvait l'arrêter. Et puis, en 1997, lorsque Parappa fascinait encore les esprits, Nana Onsha décida d'entamer le développement de la suite spirituelle de Parappa the Rapper. Et la question qu'on se posait tous, c'était « Est-ce que l'éclair va de nouveau frapper ?» Eh bien oui. Cet éclair, c'est un jeu qui, aujourd'hui, est encore considéré comme une des plus grandes perles de la PlayStation. Jammer Lamy. Jammer Lamy est né de l'esprit de Masaya Matsuura dans le but de reprendre les codes de Parappa the Rapper, mais dans l'objectif que le joueur s'amuse avec un autre type de musique que du rap. Ici on ne joue pas Parappa, mais Lamy, une agnelle timide remplie d'anxiété qui joue de la guitare comme personne sur cette planète. On la suit dans son aventure totalement déjantée à travers un fil conducteur plus que simple. Lamy se réveille un jour en retard de 15 minutes pour son concert. Elle file donc de chez elle afin de se pointer à l'heure, mais elle se fera stopper dans sa course par des situations toutes plus loufoques les unes que les autres, qu'elle ira surmonter en montrant ses talents de guitariste aux personnages qu'elle ira rencontrer. Chop Chop Master Onion, à nouveau. Chief Puddle, le pompier glouton. Caterpillar, l'infirmière psychédélique. Captain Fuzz Pepper, le pilote amnésique. Paul Chuck, le bûcheron psychopathe. Puis Yoko Teriyaki, la diva de l'outre-monde. Son aventure chaotique consistera à jouer sur scène dans son rêve, éteindre un incendie, s'occuper d'une centaine de nourrissons dans une crèche, piloter un avion de ligne, tronçonner un arbre pour se faire une guitare elle-même, jouer sur scène en enfer. Puis elle finira tout de même par mettre un terme à ses péripéties. Et elle arrivera à rejoindre les membres de son groupe, nommé Milkan. Hey, don't forget, we are Milkan. With my son's beats, Lammy's guitar, and my almighty bass combined with that distinguished voice, there's nothing to be afraid of. Et une fois toutes réunies, elles pourront jouer leur tube incontesté dans l'univers de Parappa, une chanson du nom de Got to Move. Le jeu
jeu ici ne nous fait donc pas jouer des paroles de rap, mais de la guitare, jouée par l'ami. Et ça à travers une myriade de styles de musique différents. De la pop au métal, en passant par de la country, et tout ça dans une ambiance particulière et saisissante. L'esthétique hors norme et son ambiance délirante, c'est une des grandes forces de ce jeu. Il est complètement imprévisible et aléatoire. On a l'impression que c'est la matérialisation d'un sérieux trip aux acides. Mais malgré l'absurdité de ce qu'on voit et du sentiment d'incompréhension que ça peut nous laisser, Jammerly Me fait partie de ces jeux comme Conker's Bad Fur Day que les gens décrivent comme des jeux défiant les limites de l'imagination. On sent toute la passion que les développeurs ont mis dans cette œuvre. Et on peut peut-être également sentir les nuits blanches pour le finir à temps. People think we must be on drugs. We don't take drugs. But there's so much pressure I don't sleep for a week and I get very spacey. Deadlines help us too. I face so many that my body is tuned to come up with something. Panic is my inspiration. Et en ce qui concerne le gameplay et les nouveautés, il est important de notifier la naissance du mode versus et du mode coop, qui rend le jeu à 2 joueurs vraiment cool. Et en plus de tout ça, le jeu possède un post-game bien garni. En effet, une fois que l'histoire principale est terminée, on peut rejouer tous les stages du jeu, mais cette fois-ci avec Parappa qui est de retour. Sans exclure qu'à côté de ça, le gameplay de Jammerly Me prendra une tournure possédant beaucoup plus de style et de complexité. Car là où dans Parappa the Rapper on contrôle la voix, là on contrôle une guitare possédant des tas d'effets sonores variés. On a une pédale wah-wah, une pédale de distorsion, une pédale de reverb. Bref, les guitaristes, vous avez capté. Mais tout comme Parappa the Rapper 1, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant d'écouter les sons de nos boutons se connecter entre eux pour former un tout harmonieux à l'oreille. La prise en main se fait plutôt facilement et le contrôle de la guitare, lui, est extrêmement gratifiant. Par exemple, si le jeu considère que vous jouez assez bien et ce avec beaucoup de style, d'originalité et d'audace, vous allez passer en cool mode. Mode qui vous laisse jouer de la guitare comme vous le souhaitez sans avoir à suivre ce que le jeu vous ordonne de jouer. Le cool mode existe aussi dans Parappa the Rapper évidemment, mais ce n'est pas aussi cool et badass que dans Jammerly Me. Il n'y a pas 2 univers comme celui de Parappa the Rapper et Jammerly Me. Et vous vous souvenez quand je vous ai parlé du succès de Parappa the Rapper lors de sa sortie ? Eh bien, avec Jammerly Me, tout le monde en parlait. Et le jeu a eu droit à ses propres conventions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était inhabituel et impressionnant pour l'époque qu'un jeu buzz à ce point. It is a very, very fun and addicting and awesome game. It's a perfect sequel to Parappa the Rapper. Mais malheureusement, c'est le genre de succès qui dure le temps qu'il doit durer. Car c'est triste, mais le jeu est vite tombé en impopularité au milieu des années 2001. Il a tenu bon lors de la fameuse transition du 20e au 21e siècle, mais au bout du compte, les gens ont eu leur dose. Une bonne dose qui a fait du bien, mais avec la montée des FPS et de l'image adulte que se faisait progressivement la PlayStation, un jeu où on joue une petite Agnelle qui joue de la guitare avec ses amis, ça n'intéressait plus grand monde. Jammerly Me n'a pas vraiment connu aux États-Unis le succès qu'il aurait dû avoir. Et même avec le carton critique du jeu, les ventes, elles, n'ont pas vraiment suivi. Tandis qu'au Japon, Lamy et Parappa étaient devenus les figures de proue de ce nouveau genre émergent du jeu vidéo maintenant devenu phare, les jeux de rythme. Et encore aujourd'hui, plusieurs personnes affirment que Jammerly Me est le meilleur jeu de la série, ce qui est une opinion qui se comprend totalement. C'est Jammerly Me qui a posé la base de ce genre de jeu de rythme. Qu'on soit d'accord ou pas, Jammerly Me reste un des jeux les plus uniques de la PlayStation. Quelques années se sont écoulées et malheureusement, la hype Parappa the Rapper et Jammerly Me semble s'affaiblir très vite. Mais Nanaonsha n'a pas dit son dernier mot. Avec la popularité de la PlayStation 2 qui explose fin 2000, l'équipe de Parappa the Rapper décide de lancer le développement de Parappa the Rapper 2. Let me hear you say alright. Let me hear you say oh yeah. Oh yeah. Now let me hear you say what you gonna do. What you gonna do? I need to hear you say you gotta believe. If you thought your dreams were fulfilled
boy, you need to come on back, Jack. Parappa The Rapper 2, le troisième opus de la franchise. Nanaonsha ira réunir toutes ses forces niveau communication et développement pour le sortir le 30 août 2001. Et le jeu fut un flop. Une fois de plus. Du moins, il n'a pas connu une renaissance de hype que la franchise attendait. Et aux yeux des gens qui, eux, sont passés à autre chose depuis, la majorité furent dans l'indifférence la plus totale au vu de ce nouvel opus. Le jeu ici reprenait la formule originale de la série, avec Parappa qui, cette fois-ci, doit empêcher Parappa Town de subir une invasion de nouilles, après avoir gagné une offre qui a comme récompense de fournir Parappa en nouilles gratuites pendant 100 ans. Tout dans la ville se transforme en tas de nouilles, ce qui dégoûte profondément Parappa, qui ne peut juste plus en manger tellement il en a marre de ces dernières. Il doit donc venir à bout de ce cataclysme et sauver sa ville. Et pendant son aventure, il rencontrera Beardburger Master, le fantôme d'un cuisinier allemand, Chop Chop Master Onion, encore lui, qui lui donnera un cours de karaté romantique, Guru Ent, la fourmi philosophe, Instructor Mushesha, l'entraîneuse militaire sœur d'Instructor Mussolini, Hairdresser Octopus, le coiffeur poulpe, Colonel Noodle, le grand méchant responsable de cette invasion de nouilles, puis enfin King Kong Bushi, une fois de plus pour le grand climax du jeu. Le jeu ici fourmille d'idées plus intelligentes et ordonnées. Le gameplay sera amélioré avec des musiques beaucoup plus complexes dans leur composition, mais qui sont toujours aussi fun. Et aussi un nouveau mode versus qui permet de jouer ce qu'on appelle les teachers, ces personnages qui iront nous accompagner pendant le rap d'une chanson. Tous les problèmes que le premier épisode de la série a eu ont été corrigés dans cette suite plus que réussie. Parappa The Rapper 2 est vraiment un très bon jeu, et il est encore plus drôle et déjanté que le premier opus. Il est plus beau, plus fluide, plus agréable à jouer, et il a un sens beaucoup plus profond et romantisé, avec notamment les petites morales de fin de chaque chanson, ainsi qu'une approche plus sérieuse sur la relation de Parappa et Sunny Funny. Mais ce qui pêche, c'est une légère perte du style mignon et innocent du premier opus. Le jeu étant sorti en 2001, il penche son esthétique et son attitude sur le style du rap des années 2000, ce qui donne un univers un peu plus ghetto youth et bad boy. Et c'est normal, c'était à la mode, c'est ce qui doit plaire aux gens. Bon, après, c'est aussi ghetto youth et bad boy qu'un jeu qui parle d'un chien rappeur qui veut séduire une fleur. Mais c'est une approche esthétique comme une autre. Et honnêtement, moi, j'adore. On peut difficilement faire plus années 2000 que ce jeu-là. C'est vraiment le genre de jeu qui ne pouvait exister qu'à son époque. Mais ces jeux ayant une durée de vie assez limitée, Parappa The Rapper 2 n'ira pas amener la hype, mais l'enterrer à jamais. En termes de jeu, la série n'a sorti aucun contenu inédit depuis. Mais la série ne s'est pas endormie pour autant. Nanaonsha n'a toujours pas fermé ses portes, il existe encore une petite partie du Japon qui fait vivre la licence, que ce soit sur YouTube ou même à la télé. Du merch officiel de la série voit encore le jour, notamment avec les collaborations entre Wind & Sea et la NBA quand même. Et Rodney Allen Greenblatt est toujours actif sur le sujet et est toujours là pour répondre à ses fans. Parappa The Rapper est devenue une franchise qui se vit à travers les efforts communautaires, et elle dépend seulement de ça. Si sa communauté n'était pas aussi déterminée à faire vivre le jeu quoi qu'il en coûte, elle serait tout de suite beaucoup moins bruyante sur les réseaux. Le Japon n'a pas et n'oubliera jamais Parappa. Et ceux qui l'ont connu pendant ses heures de gloire ne l'oublieront jamais. Car c'est un jeu qui a marqué au fer rouge le monde du jeu vidéo. Et c'est à peu près tout pour la timeline de Parappa The Rapper. Comme vous aurez pu le deviner, c'est un jeu qui a fait son temps, mais qui aux yeux des internautes n'a pas perdu son charme d'antan. Et c'est très clairement un des grands classiques de la PlayStation. Parappa a même eu droit à sa place dans PlayStation All Stars Battle Royale, comme quoi c'est bel et bien un des personnages les plus phares de Sony.
Car ouais, vous l'aurez peut-être compris, mais le but de Parappa the Rapper, c'était de devenir la mascotte ultime de Sony, tout comme Mario avec Nintendo ou Sonic avec Sega. Malheureusement, malgré le buzz qu'a été les jeux, les consoles de Sony se vendant de plus en plus au fil du temps comme une console sérieuse, offrant un catalogue de jeux assez mature, l'univers de Parappa the Rapper et Doomjammer Lemmy n'a absolument pas collé avec l'image que les consoles souhaitaient se faire auprès du public ado, et ce projet de faire Parappa la vedette de Sony fut tombé à l'eau. Remarque, ça aurait été chelou mais rigolo de voir Parappa pris en sandwich avec Snake, Dante, Raiden, Lara Croft, Kratos et Big Smoke. Dans tous les cas, Parappa the Rapper est une série de jeux vidéo à ne pas laisser mourir. Car ce sont des chefs-d'œuvre repoussant la limite de l'excentricité. Et le fait que Masaya Matsuura n'a jamais conçu de jeux vidéo traditionnels avant de créer Parappa the Rapper a sûrement donné raison de sa particularité. Et puis, il y a quelque chose de tellement charmant dans la direction artistique de ces jeux. Le vieux style des débuts de l'animation 3D qui donne un côté weirdcore au jeu, couplé avec ses personnages hyper attachants et des musiques magnifiquement bien composées mais qui restent old school, c'est exactement le genre d'œuvre vidéoludique qui vous évoque un lourd sentiment d'anémoïa. Ce qui signifie, dans le dictionnaire néologique, ressentir de la nostalgie envers une époque ou un plan spatio-temporel que vous n'avez pas forcément connu. Et c'est un sentiment tristement indescriptible, mais qui est étrangement plaisant. Moi qui est né en 2005, je n'ai pas connu l'arrivée de la franchise, et pourtant je ne peux m'empêcher de me projeter en 1996, où cette icône du jeu vidéo déchaînait les passions. Énormément de gens ont découvert la franchise lors de cette décennie, et ont su trouver en ces jeux leur zone de confort. Tant les éléments qui englobent son ambiance sont paisibles et respirant la joie de vivre. Et aucun autre jeu au monde ira vous mettre dans cet état de béatitude totale. Bon, maintenant que je vous ai posé les bases, je pense qu'il est temps de vous parler du sujet de la vidéo quand même. Et bien qu'il était nécessaire de vous retracer la timeline de ce jeu légendaire, ce qui est important, c'est le cœur du concept de cette vidéo. Je vous présente l'iceberg de Parappa the Rapper. Pour les 2-3 du fond qui ne savent pas, un iceberg sur internet, c'est une approche d'explication de sujets vastes, obscurs, flippants, inconnus ou juste intéressants d'une œuvre vidéoludique. C'est représenté sous l'image d'un iceberg, séparé par des catégories, où on ira répartir des facts, anecdotes, théories et autres curiosités d'un produit culturel en particulier. Ça peut être sur un jeu vidéo, mais aussi sur un film, un animé, une série ou même des livres. Et chacun des faits pertinents sur ces produits culturels sont placés sur l'iceberg selon leur degré de popularité ou de violence. Plus le sujet est obscur, étrange ou extrême, plus il se trouvera au fond de l'iceberg. Et donc, de mon côté, je me suis mis à noter tous les trucs insolites de la série. Des sujets étranges ou juste très intéressants, voire juste emplis d'une nostalgie avec une touche de douceur. J'ai ainsi conçu mon propre iceberg de la série Parappa the Rapper. Il y en avait déjà sur internet qui existaient bien sûr, mais j'ai cherché à faire le plus pertinent et le plus fourni de tous. On va donc procéder par plusieurs niveaux, très exactement 6 niveaux. Le ciel, la surface, sous la surface, le milieu de l'iceberg, le fond de l'iceberg, puis enfin les abysses. Au début, on va aborder des sujets plutôt simples, que les initiés connaissent. Puis plus on descendra dans les profondeurs de l'océan, plus vous découvrirez des choses bien étranges, mais surtout très peu connues. Cet iceberg n'a clairement pas but de vous faire peur contrairement à certains, mais plutôt de déterrer de très vieux souvenirs. Si vous venez d'être introduit à la série, cela va être une découverte pour chaque entrée. Et ceux qui connaissent bien la série vont élargir leurs connaissances sur l'univers du petit chien rappeur. Ça va être très long, prenez-vous de quoi boire, de quoi manger, car on s'apprête à partir pour un voyage long et périlleux, pour tout savoir sur les curiosités et secrets de cette série iconique qu'est Parappa the Rapper. J'espère que vous savez nager, car on est parti pour plonger longtemps et profond. Très profond. Je suis Jules Leuf et je vous présente l'iceberg de la franchise Parappa the Rapper. Bon voyage!
On commence doucement avec un fait que beaucoup de fans de la série connaissent, et à raison. C'est une curiosité très populaire dans la série, mais il est important de la notifier quand même dans cette vidéo. Il existe en effet vraiment beaucoup de différences, que ce soit de gameplay, de son, de graphisme, voire même de scénario, entre les différentes versions de Parappa the Rapper 1, 2 et Jammer Lemmy. C'est-à-dire la version PAL, donc la version européenne, la version US et la version japonaise. Cela peut aller de petites différences mineures, comme des écrans titres qui changent d'aspect et tout ça, mais parfois ça va vraiment loin. L'exemple le plus parlant, et surtout celui qui aura fait le plus parler de lui, c'est celui des paroles qui changent à travers les pays. Par exemple, dans Parappa the Rapper 2, lors du premier stage avec le Beard Burger Master, la ligne de parole « We cook the best tastes better than wine » présente dans la version PAL et japonaise, a été changée en « We cook the best, you better get in line » dans la version US. Probablement pour éviter des allusions à l'alcool dans un jeu pour enfants. Ou encore dans Jammer Lemmy, dans le stage 6 avec Yoko Teriyaki, la ligne de parole The Angel's been mean to me, that's for sure, présent dans la version PAL et japonaise, a été changée en My friend's been mean to me, that's for sure, dans la version US. Certainement pour éviter les allusions religieuses que les Américains prohibaient constamment à l'époque. Le plus flagrant quand même, c'est dans la cinématique d'introduction de ce même stage, où le scénario a complètement changé dans la version américaine. Là où dans la version originale, l'ami glisse sur une peau de banane, se cogne la tête puis littéralement meurt et part en enfer, enfer dans lequel se déroulera le stage où elle rencontre Yoko Teriyaki qui, en toute logique, est un personnage qui vit en enfer. Eh bien, dans la version américaine, l'ami s'accroche accidentellement à une poignée de porte tellement fort qu'elle se fait catapulter très loin pour finalement arriver sur une île. Où se trouve cette fois-ci Yoko et tout ce qui va avec. Les Américains ont toujours été très sensibles en ce qui concerne la façon dont les Japonais traitent les images religieuses dans les œuvres de la pop culture, mais là quand même, je trouve que ça va un peu loin. Pour résumer, les jeux sont bourrés de différences. Sans grande raison parfois, mais nous, Européens, avons eu de la chance. Car niveau scénario et paroles, on a eu tout le contenu original de la version japonaise, contrairement à la version US, qui s'est retrouvée privée de l'authenticité de base du jeu. Parce que la série s'est essayée à tout, il fallait qu'elle passe par là. En effet, la franchise a eu droit à son propre animé, produite par JC Staff et diffusée qu'au Japon sur Fuji TV entre avril 2001 et janvier 2002. La série a une durée de vie tragiquement petite, étendue sur 30 petits épisodes et 2 saisons. L'animé ne suivait malheureusement pas du tout le concept du jeu, avec Parappa qui ne rappe qu'une seule fois de tout l'animé. Et la présence de Matt Major et Paula Fox, qui pallie l'absence injustifiée de Lamy et de Masan, fait que l'animé n'était pas aussi corrélatif que Pokémon l'a été entre jeux vidéo et dessins animés. De ce fait, il n'a pas du tout été populaire et n'a même pas eu le droit à une diffusion internationale ainsi qu'un doublage autre que japonais. Car Sony, qui détenait la licence, a absolument fait tout le taf derrière, et Rodney Greenblatt a été forcé à ne bosser que sur le design des personnages. Masaya Matsuura, lui, voulait vraiment orienter son dessin animé vers un public bien plus ado, mais lui-même n'était pas fan du résultat final de l'animé en fait, qui n'était après tout qu'un outil promotionnel de Parappa the Rapper 2. Et ce qui est très cocasse et révoltant avec ce dessin animé, c'est qu'il a failli être un Lost Media 2 fois d'affilée. Sans trop rentrer dans les détails, les internautes non japonais qui essayaient de se procurer les épisodes de l'animé par du bouche à oreille au début du millénaire avaient comme but de les traduire et de les rendre disponibles partout dans le monde afin que n'importe quelle personne autour du globe puisse en profiter. Au début, tout le monde arrivait à réunir les épisodes des 2 saisons petit à petit, notamment grâce aux sorties DVD et VHS de l'animé. VHS qui sont d'ailleurs totalement introuvables. Mais une fois que la diffusion de l'animé a été stoppée en 2002, Fuji TV a supprimé toute trace de l'animé sur internet pour principalement des raisons de copyright. Ça a agacé tous ceux qui voulaient rendre l'animé disponible de manière mondiale, mais Fuji TV, eux, ils s'en foutent. Pour eux, Parappa the Rapper, c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne et ça n'aurait aucun intérêt de rediffuser la série.
Et quand bien même il n'existe aucun moyen de revisionner l'anime autre qu'avec les DVD et les VHS, Fuji TV ne veut pas rendre ces épisodes disponibles. Même quitte à réduire l'anime en un lost media aux yeux des téléspectateurs qui souhaiteraient le revisionner. Et tout ça, même si Fuji TV ne gagne plus rien avec cet anime. Ça a vraiment saoulé la foule et on était parti pour un combat acharné entre les internautes et la chaîne de télé pour passer outre cette décision débile et tenter tant bien que mal de réunir les épisodes de la série dans la discrétion la plus totale. Au bout du compte, tous les épisodes ont été ripped et archivés autour de 2015, avec des sous-titres anglais et des chaînes YouTube comme Defend PTR qui ont fait partie de ces internautes qui ont milité pour contrer les décisions de Fuji TV, bien que, apparemment, ces histoires de copyright sont bouclées depuis un long moment. Et aujourd'hui, tout le monde peut visionner les épisodes de l'anime sur YouTube, avec des sous-titres en anglais. Ce dessin animé a vu des hauts et des bas, il a vraiment toute une histoire, et le visionner, c'est observer ce qui aurait pu être perdu à jamais. Dans tous les cas, l'anime fait partie de cette norme de qualité à l'époque. Dommage qu'il n'a pas grand chose à voir avec les jeux, mais il reste quand même très mignon et assez marrant. Et malgré le peu de rapport que l'anime entretient avec le jeu, on retrouve quand même une majorité des personnages du jeu, ainsi que l'attitude loufoque et amusante du deuxième opus de la franchise. Tous ceux qui ont joué à Parappa the Rapper, on connaît bien ce questionnement. Qu'est-ce qu'il y a sous le fameux bonnet orange de Parappa? Est-ce qu'il a des cheveux? Est-ce qu'il est chauve? Si oui, comme ça ou comme ça. En tout cas, on ne saura probablement jamais ce qu'il y a sous son chapeau, bien que pour alimenter toutes les théories, on a un passage très intéressant dans le dernier épisode de l'anime, dans l'épisode 30, Gimme de Parappa Hat. À la fin de l'épisode, Parappa se fait voler son chapeau par des oiseaux, ce qui laisse son crâne à découvert. Mais comme par hasard, son crâne est caché par la main de PJ Berry et les éléments du décor. On ne saura donc jamais ce qui se trouve sur le crâne de Parappa. Et on n'est pas sorti de l'auberge, car même lui ne sait pas. Hey! Take that stupid hat off! What does it look like in there? I'm not sure myself. Anything goes, even Chinese. Le 30 octobre 2012, soit il y a plus de 13 ans, la chaîne Tasrats sort une vidéo du nom de Chinese, soit littéralement chinois. Cette vidéo est une sorte de best-of d'un live de la même personne où lui et un de ses potes jouent au mode versus de Parappa the Rapper 2, sauf qu'ils sont alcoolisés de manière conséquente, pour ne pas dire qu'ils sont complètement rabat. Ainsi, ils nous font révéler pourquoi le gameplay de Parappa the Rapper 2 est si drôle. Ils font dire aux personnages plein de conneries. Chinese, anything goes, even Chinese. La vidéo a accumulé plus de 8 millions de vues sur YouTube, ce qui en fait une des vidéos autour de Parappa les plus vues sur la plateforme. Mais alors, pourquoi je mets cette vidéo dans l'iceberg? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est très importante pour la communauté. Elle a vraiment forgé le YouTube de Parappa the Rapper et est devenue une référence très connue pour la fanbase. Et c'est de là qu'a découlé tous les mêmes shitposts et autres plaisanteries sur le jeu. C'est le premier contenu sur Parappa the Rapper qui a buzzé sur YouTube en fait. Et en parlant du YouTube de Parappa the Rapper... Bandaten, c'est le youtubeur Parappa the Rapper. Il a également un serveur Discord qui s'est fait un nom dans la communauté, le Ban Server. Si vous souhaitez être actif dans la fanbase, il vous faut absolument connaître son existence. Mais alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur sa chaîne? Eh bien, on va souvent croiser des tasses, des expérimentations assez intéressantes sur le fonctionnement de tous les jeux de la série, mais en général, ce qu'on retient le plus, c'est ses vidéos à la con, suivant le même dynamique que la vidéo Chinese, où il fait dire à Parappa plein de conneries. Et c'est de loin les vidéos qui marchent le mieux sur sa chaîne, et à raison. Je sais pas moi, ça vous fait pas rire de voir l'ami jouer Camel by Camel en cool mode? Ou même d'entendre Parappa balancer des injures tout en cuisinant un gâteau? Les vidéos de Bandaten sont vraiment un point de détour très important pour la communauté. Et même si vous n'êtes pas fan de la série, ça vaut quand même le coup de voir ce qu'il propose. Les liens sont évidemment en description. Okay, are you ready?
Robot Chicken, c'est le nom donné à une série télé américaine en stop motion diffusée depuis le 20 février 2005 sur Adult Swim. Elle a l'habitude de faire beaucoup de parodies de la culture populaire et d'internet, avec notamment ce passage que vous avez sûrement vu, qui parodie le fait que Nintendo ne veut toujours pas nous donner Mother 3 en Occident. Et donc, la raison de cette entrée dans l'iceberg, eh bien, tout simplement parce que Robot Chicken a fait 3 épisodes sur Parappa the Rapper. Il y a l'épisode où Parappa rappe avec 50 Cent. Block, turn around, kick, punch. Yeah, you know when the club we get down. Kick, punch, turn around. L'épisode où PJ n'aime pas quand Parappa se rapproche un peu trop de lui. I'm Parappa, the rapper, and I'm filled with love. My friend PJ gives me a big hug, and I squeeze real hard and I hold on tight, but he pushes me away cause he thinks it's not right. Et mon préféré, et sûrement le plus connu, celui où Chop Chop Master Onion et Parappa se la jouent avocat. Snitch, rat, 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 rat. Snitch, snitch, rat. Snitch, snitch, rat. Rat, rat, snitch, rat, rat, snitch. En tout cas, la présence de Parappa dans cette émission renforce le fait qu'il est et sera toujours, même s'il est un peu floppé, une figure importante du jeu vidéo. Surtout pour les adultes d'aujourd'hui qui ont pu jouer au jeu à l'époque. Ce genre de petit happening de personnages un peu niche dans une émission populaire, ça a toujours été un bon moyen pour faire de la pub et faire plaisir aux fans de cette franchise. Like Parappa, you gotta believe. Comme dit dans l'introduction, si vous rappez assez bien et avec originalité, le jeu va passer en Cool Mode. Un mode où le jeu vous laissera rapper comme vous le souhaitez, avec les mots des différentes lignes de rap du niveau. I have nothing more to teach you. Let me rest in peace. Et si vous terminez le dernier stage de Parappa the Rapper 2 en Cool Mode, lors de la fin du niveau, au lieu de le quitter et de passer à la dernière cinématique du jeu, la musique va se relancer et la caméra va se recentrer sur Parappa, où il pourra en exclusivité chanter son célèbre Say Alright, Say Oh Yeah, What You Gonna Do, I Gotta Believe, avec le public qui suit cette ligne de rap. Et vu à quel point le cool mode est dur à maintenir dans Parappa the Rapper 2, c'est pas étonnant que certaines personnes n'étaient même pas au courant de l'existence de cet easter egg. C'est un secret que je trouve tout mignon et qui renforce la symbolique de cet événement, qui est quand même, quand on y pense, le dernier stage, et ce de toute la franchise. On vient de passer à la première partie de l'iceberg. C'était pas mal, hein? Bon, c'est vrai, c'était un peu bateau, mais je vous rappelle que nous ne sommes qu'au début. Le voyage ne fait que commencer. Donc maintenant, on va commencer à tremper les pieds dans l'eau et à se rendre à la surface. Chip Chip, c'est le nom donné à la poule cuisinant un gâteau pour l'anniversaire de Sunny Funny, avec Parappa dans le stage 4 de Parappa the Rapper, premier du nom. On peut donc la voir en mouvement dans ce même niveau où sa tête et son bec sont orientés vers la droite ou vers la gauche. Mais dans les fichiers du jeu, on peut retrouver des textures inutilisées du visage de Chip Chip, où elle fait face à la caméra, ce qui est plus confus en effet. D'ailleurs, Bandaten a fait une vidéo où il remplace les textures de base avec ces dernières. Et le résultat est pour le moins dérangeant. Si vous finissez tous les stages de Parappa the Rapper 1 en Cool Mode, vous débloquerez un mode, ou plutôt un secret assez spécial et surtout what the fuck, s'appelant Katie and Sunny Funny Band. C'était une sorte d'easter egg se montrant comme une espèce de récompense pour les joueurs ayant fini le jeu à 100%. Mais alors,
qu'est-ce qu'on trouve dans ce mode ? Eh bien il s'agit d'une mise en scène où on voit Katy Cat et Sunny Funny danser autour d'une foule de gens. On peut également changer leur danse et leurs habits, ainsi que l'angle de la caméra. Ready? Let's go! Vous l'aurez deviné, c'est un peu inutile. Mais moi, je me suis vraiment tapé une barre devant autant d'aléatoires de la part du jeu. Et pourtant, l'existence de ce mode est justifiée. Dans le guide japonais de Parappa the Rapper, on a un passage justement nous parlant de cet easter egg plutôt curieux. Les rédacteurs expliquent vaguement que, Parappa étant la grande vedette masculine du jeu, les développeurs voulaient que les figures féminines obtiennent, elles aussi, un moment de gloire à l'écran. Cette récompense se présente un peu alors comme une sorte de défilé, où cette fois-ci, Katy Cat et Sunny Funny sont sous les projecteurs. Plutôt marrant comme récompense, même si ne pas connaître le contexte derrière rend cette scène un peu absurde. Dans la cinématique d'ouverture du stage 2 de Jammer Lemmy, la cinématique où elle se réveille de son rêve en sursaut, rêve qui était en fait le premier stage du jeu, on peut voir Lamy se préparer pour son concert où elle est salement en retard. Et juste avant de quitter son appartement en panique, on peut la voir donner un bisou à une peluche. Cette peluche, c'est le doudou de Lamy en conclusion, non ? À ce moment-là, je pensais que c'était juste un élément de développement de personnage qui lui donnait un côté un peu plus attendrissant et enfantin. Genre, elle fait des bisous à son doudou avant de partir, c'est trop mignon. Mais non, je me suis trompé. Si on feuillete le guide stratégique Jammer Lemmy, il y a une section qui parle de ce fameux doudou. Et ce doudou, il a un nom. Il s'appelle Pandatsu. Et au tout début du développement, Pandatsu était parti pour être un élément central du scénario Jammer Lemmy. Les développeurs n'appelaient pas ça un doudou, mais plutôt une amulette. Considéré comme le porte-bonheur de Lamy, Pandatsu était censé lui servir afin qu'elle puisse se détendre et faire le vide quand elle se sentait acculée par les nombreuses situations grotesques et stressantes de son aventure. Mais au final, cette idée de faire de Pandatsu un artifice donnant de la profondeur au scénario n'a pas été retenue. Mais on peut quand même voir de temps en temps Lamy et son Pandatsu sur de nombreux artworks. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ne voit pas plus de fanart de Lamy avec cette peluche. Ça renforce tellement le côté anxieux et innocent du personnage qui a besoin de trouver du calme à travers cette petite peluche. Je trouve que même s'ils ne sont pas allés au bout de leurs idées, les développeurs ont quand même fait un bon move de garder ce petit personnage bien discret et inconnu, même des joueurs les plus dévoués. Get up and turn your dance song on. Comme je vous l'ai dit, la franchise Parappa the Rapper a vraiment mis le paquet niveau marketing. Et le jeu, ayant une ambiance bon enfant et tout public, l'équipe de développement a sorti toute une gamme de jouets pour amplifier la hype. Ça, c'est très commun dans les franchises de jeux vidéo émergentes comme Beyblade, Digimon ou Yokai Watch. Et dans ce cas-là, Parappa the Rapper n'a pas du tout échappé à la règle. En effet, c'est plus de 200 jouets, figurines, peluches et plein d'autres qui sont sortis entre 1996 et 2003 lors de son explosion. Le problème, c'est que cette hype était exclusive au Japon. En Occident, on n'a eu rien de tout ça malheureusement. Et résultat, le merchandising de Parappa the Rapper est aujourd'hui énormément convoité par les collectionneurs. Et à raison, les objets qui sont les plus cotés sont vraiment des pièces de collection très atypiques et vraiment charmantes dans leur style qui leur est propre. Ce sont des objets qui ne pouvaient exister qu'à cette époque. Il y a des porte-clés de Parappa et des membres de Milkan, des badges, des figurines de l'animé, des BD, des guides stratégiques, des CD, des figurines musicales. Des dioramas, des jouets McDo, des attaches sur Dragon, des peluches anti-stress, des trousses, des agendas, du scotch. Ouais, je sais, ça va un peu loin. Et si on a envie de creuser dans des trucs encore plus improbables et surtout chers, on a les figurines articulées de Lamy et Lamy sur scène, des figurines articulées de Parappa ou encore le réveil Parappa et le réveil Lamy, que vous devez éteindre en rythme pour rendre Parappa et Lamy heureux. Okay. Alright. Et le truc que je trouve le plus attendrissant au monde, c'est le toaster Parappa. C'était un toaster qui pouvait imprimer des visages de personnages de la série sur vos tartines. Clairement une masterclass dans le catalogue des objets dérivés de la série.
Mais on peut aller encore plus loin. Niveau rareté et surtout niveau truc vendu en édition limitée, il y a l'animatronique sonore de l'ami qui joue de la guitare. Il y a également le vinyle Bus Parappa. Et d'autres choses qu'on ira aborder un peu plus tard. Bref, il existe encore beaucoup d'autres jouets. Et en fait, il y a tellement d'objets aléatoires qui ont été produits depuis 1996 qu'une liste existe sur internet, sur le wiki de Parappa the Rapper, liste qui compile tous les jouets et autres produits dérivés de la franchise. Et une grande partie de ces objets n'ont jamais été retrouvés ou archivés, malgré le fait qu'on sache pertinemment qu'ils ont existé. Pour faire simple, le merch de Parappa the Rapper est un vrai terrier de lapin. Plus on s'y intéresse, plus on trouve des objets aléatoires qui dégagent un charme inégalé. Mais je ne vous ai pourtant pas encore parlé de l'objet le plus convoité. Peut-être pas le plus rare, mais surtout le plus coté et le plus cool, qui est sorti pour alimenter encore plus le hit qui est Jammer Lemmy. Fernandez, c'est le nom donné au fabricant de guitares le plus phare au Japon fin année 2000. Cette marque était surtout connue pour sortir des guitares assez atypiques, notamment sur leur collection sobrement nommée Characters. En gros, c'était un catalogue de guitares à l'effigie de personnages de la pop culture. Et évidemment, pour pousser la force de la franchise Parappa à fond, Fernandez a conçu, pour la sortie de Jammer Lemmy, non pas une, ni deux ou même trois, mais 4 guitares électriques rentrant dans le cercle bien large du merch Parappa. La plupart de ces guitares reprenaient le modèle ZO3 de chez Fernandez, car c'était un modèle très populaire à l'époque, peu cher et parfait pour les enfants voulant apprendre à jouer de la guitare, avec son ampli intégré. Les guitares dont je vais vous parler étaient vendues neuves pour 29 800 yens, soit environ 218 €, mais à l'époque. Je vais vous présenter ces 4 guitares. En premier, on a la ZO3 PTR, une guitare ayant une finition sur le look de Parappa. On le voit lancer son fameux I Gotta Believe sur l'ampli avec le label de Parappa sur la tête de la guitare. Il existe cependant 2 modèles de cette guitare portant le même nom. L'autre a un look bien plus coloré avec plus de personnages. On y voit Parappa, PJ Berry, Sunny Funny, Catty Cat et même Chop Chop Master Onion. La troisième guitare, c'est ma préférée, c'est la ZO3 UJL, un modèle basé sur l'ami. On peut y voir plusieurs têtes de l'ami avec différentes expressions sur le corps de la guitare, une lamy jouant de la guitare sur l'ampli et un écriteau Milkan à côté du contrôle de volume. Et enfin, le saint graal de tout le merch Parappa the Rapper, c'est l'UJL 2000. Cette guitare est celle qui sort le plus du lot. Vous l'aurez deviné, c'est une guitare à part entière, originale, conçue pour être une reproduction de la guitare de l'ami en jeu. Et c'est plus que réussi. Bon, après, même si l'UJL 2000 est bel et bien la plus convoitée des 4, c'est la ZO3 PTR2 la plus rare en fait. Car, excepté les photos prises pour la promotion de ces guitares, il n'existe que 2 photos de cette guitare sur internet. Ces instruments sont de très loin vus comme les plus précieuses trouvailles de tous les collectionneurs de la franchise. Tout le monde veut se les arracher. Il faut savoir que seulement 2000 exemplaires de chaque modèle de ces guitares ont été produits. En bref, ces guitares montrent vraiment qu'à l'époque, la série Parappa the Rapper s'est poussée à fond pour nous pondre des choses que un seul jeu comme tel peut faire rien qu'avec son univers déjanté. Et ces choses, c'est plein de jouets originaux et la production exclusive de 4 modèles de guitare. Et je n'ai jamais vu une autre franchise sortir un truc pareil. Et je trouve ça magistral. Bon, avant de vous parler de cette entrée de l'iceberg, j'ai besoin de clarifier certaines choses en ce qui concerne les différents modes de jeu de Jammer Lemmy. Quand vous commencez à jouer au jeu pour la toute première fois, le seul mode disponible, c'est le mode 1 joueur. Le mode 1 joueur avec l'ami qui joue de la guitare sur les musiques principales du jeu.
Et une fois que vous avez fini l'arc narratif de l'ami, c'est-à-dire une fois que vous avez fini les 7 stages du jeu et fait passer les crédits, vous aurez 3 nouveaux modes de jeu en post-game. Et d'autres modes de jeu découlent de ces 3 modes de jeu. Déjà, le contenu post-game principal de Lemmy, c'est la possibilité de recommencer le jeu avec cette fois-ci Parappa. Avec en plus de cela, un nouvel arc narratif qui, bien qu'anecdotique, reste amusant et c'est un plus non négligeable d'avoir des cinématiques inédites. Ainsi, vous allez pouvoir rejouer les musiques principales du jeu, mais avec Parappa. Et pour suivre la logique du personnage du petit chiot rappeur, les musiques vont être remasterisées pour qu'elles obtiennent un genre beaucoup plus rap. Exemple avec le stage 2. Let's get on, let's get on. Oh, yes, welcome to the fire. Yes, welcome to the fire. Ou avec le stage 7. Donc en tout, dans Lemmy, vous avez non pas 7, mais 14 stages originaux jouables avec 2 personnages. L'ami qui joue de la guitare et Parappa qui rappe. Mais ce n'est pas tout, car en plus du mode Parappa qui se libère après la fin du jeu, comme dit dans l'introduction, il y a bien sûr le mode Versus et le mode Co-op qui est disponible. Et c'est exactement ce que vous pensez. Dans le mode Co-op, un personnage prend le contrôle de l'ami et l'autre joueur prend le contrôle de Rami, les deux jouant de la guitare. Le but de ce mode, c'est de faire grimper le plus possible des points dans un compteur commun en jouant chacun son tour. Et en mode 2 joueurs, le déroulement de la partie fait Teacher, premier joueur, Teacher, deuxième joueur, etc. etc. Et chose très intéressante, en co-op, on peut également jouer avec Parappa. Le premier joueur prend l'ami et le deuxième prend Parappa. Donc, entre chaque tour, le style va alterner entre rock et rap, ce qui donne un côté très dynamique à la partie. Et en ce qui concerne le mode Versus, c'est exactement le même principe, sauf que les deux joueurs vont cette fois-ci s'affronter en faisant une subtraction de leurs points. Par exemple, chaque joueur commence la manche avec 300 points. Le premier joueur va jouer son tour et va faire, mettons, 60 points. Ensuite, ça sera au tour du deuxième joueur et il va faire cette fois-ci 25 points. Et une fois que les deux joueurs auront joué chacun une manche, le jeu va calculer la différence. Et dans ce contexte-là, la différence de points, elle est de 35 points. Et sachant que c'est le premier joueur qui a marqué le plus de points pendant ce tour, le jeu va ajouter 35 points à son compteur. Et en contrepartie, il va soustraire 35 au deuxième. Ainsi, le premier tour de cette manche se fera avec 335 points chez le premier joueur et 265 points chez le deuxième. Et ce cycle va durer jusqu'à ce que l'un des joueurs se retrouve avec 0 points, ou que la musique se termine. Et dans ce cas-là, le jeu va désigner gagnant celui qui aura marqué le plus de points de toute la partie. Donc, pour résumer, en additionnant les possibilités du mode solo avec l'ami et Parappa et celles du mode co-op et versus avec Parappa et Rami, il y a 6 façons de jouer les 7 stages du jeu, ce qui nous fait un total de 42 types de parties possibles. Et encore, je ne compte même pas le fait que vous pouvez jouer avec ou contre un ordinateur. Donc, ça fait 42 types de parties possibles. Attendez, est-ce que vous êtes sûr que ça fait 42 ? Eh oui, en effet, si je vous ai raconté tout ça, c'est pour clarifier une anomalie remarquable de Lemmy. Car pour une raison très floue, il y a un stage qui n'est disponible qu'avec le mode 1 joueur avec l'ami. Je veux parler du premier stage, avec Chop Chop Master Onion. Donc, on ne peut ni jouer avec Parappa, ni en mode coop, et ni en mode versus sur ce stage. Il est réservé uniquement à l'ami. Le manuel du jeu essaie de nous justifier ce fait en disant que la scène du premier stage se déroule dans le rêve de l'ami, et que donc d'autres personnages ne peuvent pas finir dans sa tête. Or, c'est une théorie qui se casse totalement la gueule quand on voit que le stage 6, lui, est jouable avec tous les autres modes. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le stage 6 se passe lui aussi dans la tête de l'ami. Une fois qu'elle s'évanouit par terre après avoir glissé sur une peau de banane pour finalement finir en enfer. En réalité, c'était juste des hallucinations qu'elle avait, et à la fin de ce stage, elle reprend conscience. Alors ça, c'est dans la version originale, hein. Je rappelle que ce n'est pas du tout comme ça que le scénario se déroule dans la version américaine. Donc du coup, c'est justifiable seulement pour la version américaine ? Non.
non, cette théorie ne marche pas. Dans tous les cas, je peux vous dire que la raison pour laquelle ce stage n'est disponible que pour l'AMI, c'est certainement dû à une contrainte de temps. Car oui, c'était prévu que Parappa et les autres modes soient disponibles pour ce stage. Et la raison de cette supposition ? Eh bien, caché dans les fins fonds des fichiers du jeu, on a réussi à trouver des restes de ce qu'aurait dû ressembler le premier stage du jeu, mais avec Parappa. Et il est possible de voir ce qu'il reste de ce niveau avec un code de triche qui force le chargement du stage incomplet. Hormis les pistes musicales, les données existantes sont très sommaires. Les personnages n'ont aucune animation qui leur sont attitrées et il y a seulement des triangles dans la ligne de rythme. Big Bang Cry, Big Bang Cry, Cry Fly Chop, Cry Fly Chop, Big Burning Cry, Big Burning Cry, Fly Chop Chop, Fly Chop Chop, Big Burning Cry. Donc oui, c'était bel et bien prévu que Parappa et les autres modes soient disponibles pour le premier stage. Mais un manque de temps en ce qui concerne le développement du jeu a fait rayer cette idée de la carte. Mais on y reviendra sur cette histoire. En résumé, il est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir rappeler les paroles du stage d'ouverture de ce jeu. Mais vu qu'on peut considérer ce niveau comme le plus anecdotique des 7, car considéré comme un tutoriel, on accepte que ce n'est pas non plus une grande perte de ne pas pouvoir profiter de ce stage avec Parappa ou Rami. Mais attendez, c'est qui Rami ? Phew! Is the show over? So you're the one who took my job. My watch is broken, my guitar strings broke, my costume has wrinkles, and I don't get any messages on my beeper. All because of you. Rami, c'est l'alter ego maléfique de l'ami, avec des traits identiques mais une palette de couleurs bien plus sombre et monochrome. Rami, contrairement à l'ami, est considérée comme arrogante, grossière et de très mauvaise foi. Elle apparaît pour la première et dernière fois à la fin du stage 6 avec Yoko Teriyaki, lorsque l'ami a, je cite, pris sa place de guitariste du groupe. Et on la reverra donc ensuite en tant que second joueur dans le jeu lors des niveaux en coop et mode versus. Dans le manuel du jeu et dans le guide, elle est décrite comme ceci. Rami joue en tant que musicienne de studio libre, vivant en enfer. Elle veut faire partie d'un groupe, mais elle est paranoïaque et a tendance à être en retard. Donc, elle est facilement virée. Mais Rami a une technique plutôt bonne qui pourrait l'amener à la célébrité. Ah, c'est donc pour ça qu'elle en veut à l'ami. Rami, étant l'alter ego de l'ami vivant en enfer, se retrouve démuni et victime d'un paradoxe spatial lorsque l'ami est envoyé malencontreusement en enfer après avoir glissé sur cette fameuse peau de banane. Bon, du coup, la version américaine du jeu détruit totalement le lore du personnage, vu que cette fois-ci, elle ne vit pas en enfer, mais sur une petite île déserte, d'après les cinématiques américaines. Et même si le personnage a un background qui peut être creusé, le vrai intérêt de Rami en tant que figurante dans le jeu, c'est d'être une sorte de clone de l'ami à la manière d'un Ryu et Ken, juste là pour remplir un slot de deuxième joueur. Mais les fans semblent vraiment l'apprécier, et elle a même droit à son propre thème dans le jeu. On peut noter par exemple son nom en japonais, qui est un beau mot d'esprit sur le mot Ura, qui signifie côté inversé ou mauvais côté, puisqu'elle est l'opposé polaire de l'ami. Ou encore un autre jeu de mots basé sur Urami, qui signifie rancune ou ressentiment. Et bien que ce personnage a été développé comme étant un clone glorifié de l'ami destiné aux multijoueurs, Rodney a quand même bien donné une profondeur au personnage, ce qui a fait de Rami une grande favorite de la fanbase. Malheureusement, on ne la reverra pas dans Parappa the Rapper 2, ce qui montre encore plus que son destin n'était que de prendre la place du second joueur. Ce qui est bien dommage, car tout le monde aime ce personnage. Comme je vous l'ai dit, l'équipe marketing de Lemmy a tout donné pour se donner un côté cool et branché. Et comme vu précédemment, ça part de la production de jouets à la fabrication de guitares. Par contre, une des choses qui n'a pas changé lors de la sortie de Lemmy, c'est la production de CD venant accompagner le jeu dans ses ventes. Et le tout premier dans sa catégorie, c'était un CD contenant toutes les musiques de Parappa the Rapper 1, un CD sorti le 12 décembre 1996. Et pour Lemmy, c'est pas 1 ni 2 ou même 3, mais bien 4 CD qui furent produits entre le 21 avril et le 20 novembre 1999. Tiens, comme les guitares. Des CD venant glorifier les musiques plus que folles de ce jeu. Des CD d'ailleurs produits sous le label Vorn. Parmi ces 4 CD, je vous le donne en mille, il y a l'OST de Lemmy. C'est celui qui est sorti en dernier, et juste avant lui, il y a eu 3 autres disques qui furent mis à disposition du grand public.
Et on va commencer par le plus populaire des 4, Make It Sweet. Cet album était vendu de sorte à ce qu'il soit propice à une interprétation du style « C'est le vrai groupe du jeu Milkan qui sort un vrai album, en vrai !» Alors que bien sûr, c'était toute l'équipe de production des musiques du jeu qui était derrière ce premier album. Et putain, quel premier album! Make It Sweet contient en fait toutes les musiques des niveaux du jeu, mais chantées en partie par la fabuleuse Cathy Cat, interprétée par Michelle Burks, et ce, en duo avec certains personnages comme Yoko Teriyaki ou encore Paul Chuck. Mais ce qui fait que cet album est différent des autres, c'est sa direction. On y retrouve des musiques originales avec un mix définitif, comme la chanson finale légendaire du jeu Got to Move. Ou encore la version complète de Keep Your Head Up, qui est présente en tant que musique de crédit dans la version européenne et américaine. It was the 36th time that he broke my heart. It was the 80th time that I've fallen apart. I knew from the start it was gonna be rough, but not as painful as this. Alors que dans la version japonaise, c'est une version instrumentale et orchestrale qui est jouée. On y retrouve également des versions bien plus travaillées et complètes de toutes les musiques accompagnant les cinématiques du jeu, comme Casino in My Hair, Where's that place that comes in pairs whenever I'm aware? Casino here, casino there, casino in my hair. I wish my bear was in... ou encore le saint graal de l'album, We Are Milkan, une sorte de mix orchestral de toutes les musiques des cinématiques d'entre les stages, dont la vitesse, le rythme et l'interprétation sont d'une nervosité et d'un style rarement égalé. Rockin' to the rhythm, rollin' with the beat. Here we go, but what do you see? Cheerful and pleasing, cute and appealing. Give it up, can you feel it? We're the girls from around the block, gorgeous, sweet. Malheureusement, lors de la sortie physique de ce CD, les ventes, tout comme le jeu, n'ont pas été superbes. Donc, au lieu de sortir cet album à l'international et de risquer de perdre encore plus d'argent, Vorn a décidé de mettre en téléchargement gratuit le CD sur internet partout dans le monde. Et c'est un mal pour un bien, car c'est une décision qui l'a empêché de devenir un Lost Media. Enfin bref, allez écouter cet album, c'est une dinguerie, et sur une note plus personnelle, c'est honnêtement mon album physique préféré. Dans Parappa the Rapper 2, seulement dans la version européenne et américaine, après avoir complété le jeu avec le Yellow Hat, la difficulté maximale du jeu, si vous attendez la fin de l'écran titre, il y a une petite chance qu'une certaine musique se lance. Cette musique, c'est un bout de la version complète du thème principal de Parappa the Rapper 2, Say I Gotta Believe. If you thought your dreams were fulfilled before, you need to come on back, Jack. Look who walked in the door. It's Parappa the Rapper, and my name is Paz. I'm known to Interprété par De La Soul, s'il vous plaît, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le Parappa the Rapper Party Mix. Une sorte de mixtape d'à peu près 90 minutes, regroupant plusieurs chansons de La Soul, Queen Latifah, Naughty by Nature, entre des musiques de Parappa the Rapper 2. Et d'ailleurs, cette musique de La Soul dont je vous parle, eh bien, elle possède un clip qu'on a retrouvé il y a pas si longtemps. Un clip qui sent bien le début des années 2000, où on voit même des images inédites faites avec le moteur graphique de Parappa the Rapper 2. Donc ouais, grosse découverte. Voilà qui est fait, revenons au jeu. Donc après avoir laissé tourner cette musique pendant quelques minutes, vous tomberez sur une cinématique secrète du jeu, que peu de gens ont pu apercevoir. Cette cinématique peut être considérée comme une version longue de la cinématique d'introduction du stage 8 du jeu, qui est le dernier stage avec King Kong Mushi. Cette version est en fait ce qu'on peut considérer comme le clip de Come the Long Way, qui est en substance le deuxième thème principal du jeu. C'est la chanson que Sonny Funny chante à Parappa. Was cold at night when you came into my troublesome life. Dans cette cinématique, on y écoute donc la version complète de cette chanson, accompagnée d'images inédites, où on y voit... En vrai, je ne vais pas vous décrire dès maintenant ce qui se trouve dans cette cinématique, car elle nous cache un sens que je trouve très attendrissant, mais aussi bien triste quand on réfléchit un peu. Je préfère laisser ce sujet de côté car il sera parfait pour conclure la vidéo. Et à la place, on va s'attarder sur la dernière entrée de ce niveau de l'iceberg. Et avant qu'on commence, je vais vous laisser faire apparaître la barre de progression rouge de YouTube.
Ouais, comme vous pouvez le voir, ce prochain sujet est très long. Mais c'est parce que c'est de loin le plus important de tous. Connaissez-vous Jammer Lay Me Now? Si vous vous demandez de quoi il s'agit, eh bien, c'est pas compliqué. Jammer Lay Me Now, c'est le nom donné à l'adaptation arcade de Jammer Lay Me, produite par Namco en 1999. Preuve irréfutable que le jeu était prêt à tout pour avoir du succès et s'imposer en tant que jeu de rythme d'exception, il a eu le droit à une adaptation en salle d'arcade, avec des innovations de gameplay et de contenu sacrément larges. Le jeu avait une approche totalement différente de la version d'origine. Il se jouait avec une manette qui était nommée la Guitar and Table, une manette très similaire au contrôleur Guitar Hero. Et avec un look très extravagant et grotesque, réussissant parfaitement bien à refléter l'univers déjanté et coloré de Jammer Lay Me, on sent tout l'amour que les développeurs avaient pour ce jeu rien qu'avec l'allure de la cabine. Mais cette machine, à l'aspect psychédélique, cache une histoire complètement folle. Tout commence fin 1998, quand la frénésie des jeux de rythme explose avec des jeux comme Beatmania, Dance Dance Revolution ou Guitar Freaks. Et dans ce marché, c'est Konami qui domine la scène. Cependant, Masaya Nakamura, le président de Namco, souhaite prendre le dessus du marché des jeux de rythme en développant leur propre jeu du style. Et pour commencer, ils s'attaquèrent à des jeux musicaux basés sur la guitare. C'est ainsi qu'ils développent 4 jeux d'arcade simultanément, et ces jeux furent Quest for Fame, Guitar Jam, Million Hits et Jammer Lay Me Now. La compagnie appelait ce set de 4 jeux les Gitaion Kyodai, ce qui veut dire les 4 frères guitares. Et vous vous doutez bien, c'est Jammer Lay Me Now qui sort le plus du lot. Pas parce que c'est le seul jeu parmi les 4 issu d'un jeu existant déjà, mais parce que c'est le jeu qui a fait l'objet du plus grand nombre de tests de localisation, avec environ 114 salles d'arcade affiliées à Namco qui ont été prises en compte pour les tests. Mais on ne sait pas si toutes les salles ont été équipées d'une machine. Ce que j'explique en fait, c'est que avant de commencer à produire en masse des machines d'arcade, elles sont d'abord placées en localisation test pour voir tout simplement si le jeu marche bien auprès du public et si ça en vaudrait peut-être la peine d'en produire plus, voire même de l'exporter à l'étranger. Cette centralisation d'attention de la part de Namco sur Jammer Lay Me Now est sûrement due au fait que la compagnie s'attendait à ce que ça soit le jeu le plus populaire parmi les 4. Mais malgré leurs efforts pour réussir sur la scène des jeux de rythme, les jeux de Namco ne se sont pas bien vendus. Et il faudra attendre encore 1 an avant que Namco ne sorte Taiko no Tatsujin, qui est le jeu de rythme à succès qu'ils souhaitaient depuis le début. Et après cette douche froide, Jammer Lay Me Now et les jeux de la collection des 4 frères guitares ont été oubliés par Namco ainsi que par le grand public, jusqu'à ce que les machines soient retirées définitivement de la plupart des salles d'arcade à la fin de l'année 2003. Et à partir de là, plus rien. Le jeu ne fut disponible qu'au Japon et avec aussi peu d'exemplaires produits et la hype parappa qui est en descente depuis 2002, le jeu disparaît des salles d'arcade et de la mémoire des gens qui y ont joué. Et fut rapidement devenu sur internet une légende des Lost Media. C'est en 2003 que la borne d'arcade fait surface sur internet, avec des gens qui commencent à en parler autour d'eux et à en savoir plus sur sa disponibilité. Est-ce que les États-Unis commencent lentement à retirer les machines de Dance Dance Revolution jusqu'à ce qu'elles n'existent même plus aux USA ou quelque chose comme ça? Ou bien est-ce que les machines de Dance Dance Revolution deviennent-elles lentement rares, comme une machine d'arcade Jammer Lay Me en 1999? Ce truc existe vraiment? Je commençais à penser que ce n'était qu'un mythe, je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. Oui, elle existe. Cette photo que je vous montre, c'est longtemps resté la seule photo de bonne qualité qui montre le jeu dans son intégralité. Datant de 2002, c'est sur internet l'instance la plus vieille qu'on a de Jammer Lay Me Now. Elle nous provient du site Wiley Video Amusements et elle faisait partie d'une série de photos d'autres bornes d'arcade qui étaient apparemment destinées à la vente. Les internautes iront doubler d'énergie en ce qui concerne leurs recherches lors des années 2008, afin de trouver le maximum d'images de la borne sur internet, ainsi que des images de gameplay si possible. Et ils ont vraiment trouvé de véritables pépites.
comme par exemple cette image de Ricky, le neveu d'un mec qui a fait un blog parlant de son voyage au Japon, ou encore ce flyer de la borne d'arcade présenté avec 2 de ses autres frères, issus du magazine Game Machine en février 2000. Ou encore cette image de 2 Umjamer Lemina côte à côte dans une salle d'arcade Namco au Japon, issue du magazine numéro 27 de Nours. Avec également cette image où on y voit un Umjamer Leminao accompagné de Guitar Jam, Quest for Fame et Million Hits juste à côté de lui. Et si c'est pas assez, on a encore ces photos issues de magazines où on la voit tapie dans l'ombre. Ou encore cette image qui, encore une fois, provient d'un blog personnel d'une personne ayant voyagé au Japon. Et que ces photos ne nous apportent pas grand chose sur la bande d'arcade est une chose, mais le fait qu'elles permettent de clairement confirmer qu'elle était bel et bien disponible au grand public en est une autre. Cependant, la trouvaille la plus mémorable lors de cette période va être une des plus grandes sources d'informations autour du jeu. Il s'agit littéralement d'un mini-site internet complémentaire à celui de Namco dans les années 2000. Mini-site entièrement dédié à Umjamer Leminao. Sur ce tout petit site, il y avait 2-3 petites pages nous donnant des détails sur la présentation générale du jeu, ainsi que sur l'utilisation de la nouvelle manette Guitar Table, et ce à travers des petits schémas explicatifs. D'ailleurs, il y avait également une image nous donnant plus d'informations sur l'interface du jeu, et comme image d'exemple, ils ont pris cette image qui... attendez, c'est le premier stage de Umjamer Lemi ça, et on voit Parappa sur la scène. Donc ça veut dire que le premier stage du jeu sera enfin jouable en mode versus, coop et avec Parappa. Ça sent bon cette histoire. Enfin bref, il y avait ce petit site, il y avait quelques petites images par-ci par-là, mais toujours aucune piste potentielle menant vers un exemplaire fonctionnel de la borne. Et pendant ces recherches très fructueuses, Jonathan Ross, une célébrité britannique, connu pour être présentateur, acteur, scénariste et producteur télé, avec sa fameuse émission The Jonathan Ross Show, débarque de nulle part et ira poster sur son compte Twitter en 2009 une image de la borne d'arcade en fonctionnement. C'était vraiment le tout premier coup de boost qu'on avait depuis le début des recherches. On avait enfin la preuve qu'une cabine de jeu était encore fonctionnelle et était en la possession d'un particulier. Il fallait ainsi contacter Jonathan Ross pour en savoir plus, me diriez-vous. Mais malheureusement, ce dernier est injoignable malgré toutes les tentatives des internautes. C'était la seule piste qu'on avait et, spoiler alert, c'est la seule qu'on aura. Cependant, ce que les chercheurs iront retenir le plus durant ces recherches, en plus du tweet de Jonathan, c'est une photo de plutôt bonne qualité de la manette Guitar Table et surtout ce flyer publicitaire de Umjamer Leminao. Ce flyer vient justement de la collection des 4 frères guitares où ils ont chacun eu le droit à un carton du style. Néanmoins, il y a une chose dont on s'est vite rendu compte et qui allait mettre des bâtons dans les roues des chercheurs. En fait, ce que vous voyez actuellement, ce n'est pas Umjamer Leminao. Du moins, pas encore en fait. Pour faire simple, il existait 2 versions de la borne d'arcade. En effet, lors de la première mise à disposition de la machine pour le public, le jeu ne s'appelait pas Umjamer Leminao, mais seulement Umjamer Lemi, l'adaptation arcade. Et cette version prototype de la borne montre un bon nombre de différences par rapport à la version finale nommée Umjamer Leminao. Par exemple, la manette guitare avait une allure altérée de la version qu'on connaît, les boutons étaient carrés et non triangulaires, la Jochin Turntable était plate au lieu d'avoir des petites prises pour mieux contrôler le jeu, le bouton start était différent, bref, c'est pas du tout la même chose. Le plus flagrant, c'est quand même l'allure de la borne. Ici, vous voyez l'artwork de la machine issue du flyer, donc la première version du jeu, et ici, c'est l'artwork principal de la version finale du jeu, qu'on peut voir dans de nombreux magazines en faisant la promotion. Et c'est vraiment un jeu des 7 différences. Il y a le logo Namco d'une couleur différente, les parties métalliques en bas de la cabine ont disparu entre deux, les panneaux sur le côté qui expliquaient comment jouer au jeu ont changé d'allure, de même pour le panneau publicitaire de Jochin posé en haut de l'écran, et bien sûr le plus important, et sur quoi les chercheurs iront se baser afin de différencier les deux, c'est bien sûr l'apparition du petit logo Now en dessous du titre du jeu, qui est bel et bien absent sur la version bêta. Et très vite, on comprend que le mot Now est venu s'ajouter au titre plus tard dans le développement pour pouvoir facilement différencier le jeu PlayStation 1 et le jeu d'arcade. Et avec cet ajout, ils ont perfectionné certains aspects extérieurs de la borne afin d'en faire un beau produit fini qu'on connaît sous le doux nom de Umjamer Leminao.
Et en fait ça, c'est noté si on regarde bien dans le coin inférieur droit du verso du flyer. Le châssis, l'écran et le système de jeu sont en cours de développement. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Du coup, on peut en même temps notifier que la version de la borne de Jonathan Ross se trouve être la version finale du jeu. Cependant, bien qu'on connaisse toutes les différences entre les deux cabines sur l'aspect esthétique, en ce qui concerne l'aspect gameplay, c'est une autre paire de manches. Car actuellement, on n'a toujours pas d'image du jeu. On se doute bien que ça va être très similaire au jeu PS1, mais c'est terriblement frustrant. Toutes ces trouvailles et pas une seule vidéo. Et puis, le 14 mai 2017, lorsque les recherches commencèrent à stagner un peu, on a enfin trouvé des images de gameplay. L'extrait que je suis en train de vous montrer nous vient tout droit d'un vieux documentaire de plus de 40 minutes, nous retraçant les événements de 2 salons de jeux vidéo qui se sont déroulés fin 99. Le 37e Amusement Machine Show, aussi appelé le AM Show, et le Tokyo Game Show d'automne. Et celui qui nous intéresse, c'est le 37e AM Show, qui s'est déroulé entre le 10 et le 12 septembre 1999. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il nous intéresse ? Parce qu'il s'agit de l'événement et de la date où Jammer Let Me Know a été présenté pour la toute première fois au grand public par l'équipe de Namco. Et donc, dans ce documentaire, lorsque l'IM Show est évoqué, à un moment, lorsque le caméraman filme les jeux exhibés sur le stand Namco, on y voit clairement une personne en train de jouer à Jammer Let Me Know, plus précisément le 3e stage du jeu de base. Et en faisant un arrêt sur image, on y voit plus en détail la devanture de la cabine, où le logo Now n'est pas présent. On y perçoit également un plan sur les guitares en train d'être utilisé, avec ses fameux boutons carrés et tout ce qui va avec. On a donc devant nous une vidéo qui est, encore à ce jour, la seule source vidéo qui montre la version bêta du jeu en action. Donc oui, la version test de Jammer Let Me Know a bel et bien été mise à disposition du public, même si ce n'était pas un produit fini. Le jeu était toujours en développement comme on a pu le constater, mais ça ne l'empêchera pas d'être fermement médiatisé dans les journaux japonais parlant de cette convention, dans des magazines comme le Sega Dreamcast, le Game Machine ou des vieux blogs internet de l'époque. Beaucoup de photos de personnes jouant à ces versions d'exposition de Jammer Let Me Know ont été prises, et ces photos nous permettent d'avoir une vision claire et panoramique de la zone où Namco présentait le jeu. Et comme on peut le remarquer, sur le stand Namco, en plus d'une petite scénette où le staff présentait le jeu, il y avait 2 bornes disponibles. 2 bornes disponibles. Donc oui, il est possible que seulement 2 de ces cabines test de Jammer Let Me Know ont été produites, et ce, seulement pour l'événement. Donc si vous avez bien suivi, dès à présent, il nous faut retrouver 2 versions d'une même borne d'arcade complètement perdue, et pour une de ces versions, on n'est même pas sûr si elle a été conservée par le staff lors de la fin de sa présentation. Et bien qu'on avait enfin réussi à trouver des images de gameplay du jeu, paradoxalement, cette découverte a quelque peu découragé les chercheurs. Mais ça se comprend, le contenu que propose la version bêta est très certainement différent ou altéré dans la version finale. Ça impliquerait qu'il faut maintenant retrouver les 2 versions fonctionnelles du jeu pour avoir enfin le fin mot de l'histoire et couvrir tout ce que l'adaptation arcade de Jammer Let Me propose. Ça paraissait vraiment inconcevable de parvenir à cet exploit. Mais le 10 novembre 2019, un certain Paper Thin Man, plus connu dans la communauté sous le nom de Kamirappa sur Twitter, poste quelque chose qui va bien remotiver les troupes. Voilà ce qui est possiblement l'objet le plus rare de ma collection Parappa the Rapper et Jammer Let Me. C'est le manuel d'utilisation de la borne d'arcade Jammer Let Me Know. On venait d'en retrouver un. Un manuel du jeu a été retrouvé et évidemment il a été scanné pour que les traducteurs japonais puissent enfin le décortiquer dans son ensemble. Et grâce à ça, on a pu obtenir une quantité monstrueuse d'informations sur le jeu, surtout niveau détails techniques. Évidemment, c'est pas dans le manuel d'une borne d'arcade qu'on va vous expliquer l'intégralité du gameplay. Une borne d'arcade, ça a surtout besoin d'entretien. Et les infos présentes dans ce manuel nous donnent principalement des détails sur la maintenance générale de la cabine. Mais on y apprend des faits très surprenants. Jammer Let Me Know est le seul jeu Namco System 12 à utiliser un lecteur optique.
Le manuel vous avertit de ne pas essayer d'installer le lecteur sur d'autres cartes Système 12 et de ne pas utiliser le CD inclus dans d'autres lecteurs. Le CD inclus contient les données de jeu. Personne ne s'attendait à ce que le jeu soit stocké sur un support CD, mais le manuel n'était pas très explicite sur son contenu. Est-ce que le CD contenait la ROM complète du jeu, qui était disponible comme sur le support PS1, ou d'autres données relatives au fonctionnement du jeu qui n'ont rien à voir? Pour le moment, ce n'était qu'un mystère. Et puis, dans tous ces amas de diagrammes, d'anatomie de la cabine et des manettes, à la toute fin du manuel, on y lit ceci. Lorsque vous mettez cette machine à la casse, collectez, transportez et éliminez-la conformément aux lois et réglementations en vigueur. Lors de l'externalisation de la collecte, du transport et de la mise au rebut de cette machine, veuillez les confier à une société spécialisée. Si vous décidez de mettre cet appareil au rebut, pliez le CD-ROM fourni avec cet appareil en 3 parties, de façon à ce que vous ne puissiez plus l'utiliser, puis jetez-le avec cet appareil. Lire ces instructions me donne envie de me pendre. Le manuel vous demande littéralement de détruire le jeu lorsque vous avez fini de l'utiliser. Et puis, quand même, plier le CD en 3. En 3, bordel! Les lois au Japon, c'est vraiment de la merde. Et je pense très honnêtement que c'est cette règle qui a détruit plusieurs centaines de ces bornes. Ainsi, on comprend une chose. Les bornes d'arcade Home Jammer Now peuvent encore exister seulement chez les particuliers, comme on a pu le voir avec Jonathan Ross, et non dans les entrepôts de salles d'arcade. Malgré tous ces ascenseurs émotionnels, la dernière pièce de média trouvée autour de Home Jammer Now lors de cette période est quand même très massive. C'est tout simplement de nouvelles images de gameplay de la borne d'arcade. Et cette fois-ci, il s'agit bel et bien de la version finale de Home Jammer Now. Elle a été retrouvée le 15 avril 2021, issue d'une émission télé japonaise où on y voit 2 personnes jouant au jeu en mode bataille, avec beaucoup plus de détails et de plans. On y apprend vachement plus de choses sur l'interface générale du jeu et sur l'ouverture des niveaux, comme par exemple le fait que les parties se déroulent entièrement par une narration inédite de Joe Chin. Donc ça c'est super! Ça voudrait dire qu'en plus de nouveaux dialogues, on a une chance d'avoir également des cinématiques exclusives? Attendez, qu'est-ce qu'on voit là? C'est Parappa sur le stage 1 là, on est d'accord. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. C'est officiel, Parappa et les modes de joueurs seront disponibles dans le stage 1. Mais concrètement, comment est-ce que ça allait se présenter à l'écran? Eh bien pour ça, va falloir se contenter de cette pauvre vidéo pour le moment. Comme ça a été le cas pendant 20 ans. 20 ans de recherche. Toutes ces années, on a tenté de mettre la main dessus. Toutes ces années, on ne pouvait que théoriser sur ce trésor des Lost Media. Toutes ces années, on s'est donné du mal pour pouvoir décortiquer le plus de choses possible. Des dizaines de milliers de personnes mobilisées afin de pouvoir percer tous les secrets de ce jeu considéré comme un fantôme, un spectre qui a disparu à l'abri des regards. Mais heureusement, tous ces efforts qui furent intensifs allaient enfin pouvoir porter leurs fruits. Et toutes ces années de recherche allaient enfin être mises à terme. Car le 1er février 2023, on a retrouvé Home Jammer Now! C'était irréel. Les gens qui avaient l'espoir de le retrouver étaient hystériques et les détracteurs qui pensaient que le jeu était perdu à tout jamais furent totalement déphasés. Mais cette retrouvaille, on la doit à un homme, du nom de Eric Yoki. En fait, personne ne le savait à l'époque, mais Eric Yoki avait réussi à avoir une réponse de Jonathan Ross fin 2019 et avait organisé une rencontre afin de pouvoir mettre la main sur la cabine afin de l'archiver. Sauf que 2020 quoi. Et début 2023, ils ont enfin pu concrétiser cette rencontre. Et Eric Yoki a pu montrer la cabine et ses composants sous tous ses angles, ainsi que tout le contenu que proposait la borne d'arcade. Et c'est après quelques mois que la ROM a pu être dumpée dans la précaution et la tranquillité la plus absolue. Et la borne en elle-même?
Eh bien, elle est là, intacte, dans les mains de Jonathan Ross. Et pour fêter l'événement le plus important de l'histoire de la communauté Parappa depuis plus de 20 ans, les gérants du subreddit r/Parappa ont organisé sur leur Discord une conférence avec les modérateurs Eric Yoki et Jonathan Ross. Ouais, Jonathan Ross, le Jimmy Fallon du Royaume-Uni, qui rencontre des stars presque tous les soirs sur son plateau, a fait une conférence avec ces mecs qui voulaient juste archiver un jeu qui parle d'une agnelle qui fait de la guitare. With there's our two special guests, Eric and Jonathan Ross. You guys, if you wanted to introduce yourself. Yeah. Hello. I'm Jonathan. How you doing? I'm just going to go and sit down so I can see you, or you can see me, or whatever. Franchement, je pense que la plupart des gens ne se rendaient pas forcément compte de l'improbabilité de la scène qui se jouait sous nos yeux. Mais bon, tout le monde était là et Jonathan et Eric étaient donc prêts à répondre aux éventuelles questions des internautes concernant le Lost Media le plus convoité de ces 20 dernières années dans le milieu du jeu de rythme. We're here to ask questions to you guys about Jammy Lammy now, which recently got found, and how the subreddit went berserk over the announcement. They have the community has some questions for you both about the technological side and also about the arcade game itself. In the videos, it seems like we've seen new content of Parappa the Rapper. Us fans, we haven't received anything new from Nananoshan for a really long time, as we're all big fans of the community of the game here. Ainsi, pour ceux qui ont eu besoin de se rafraîchir la mémoire, les deux vedettes de cette conférence se sont présentées. Yeah, my name's Eric. I've been in touch with Jonathan for about 4 years now, trying to get this nailed down, but coronavirus and everything else happened, and the stars happened to align at a time when I had enough money to go out there and actually do it in person. So ended up being a much bigger deal than I was originally expecting. But yeah, I'm just a game producer designer. I'm a TV host in England. I've been doing it for like 35 years. I'm a games enthusiast. I also collect comics and Japanese toys, and as Eric can confirm, almost anything shiny that catches my eye. Après ces présentations, ils se sont mis à répondre aux nombreuses questions venant des membres du serveur Discord. Et évidemment, la chose que tout le monde veut savoir, c'est quand et comment as-tu mis la main sur cette machine ? To be honest with you, unfortunately, I can't give you a particularly interesting answer because I don't really 100% remember. I loved the game. I would play it with my kids, and we loved Parappa because it was such an amazing idea. We like rhythm games anyway. Then when Jamalami came out, we loved that as well. Probably even more, I think. In actual fact, we preferred it. And then some years later, maybe 2004 or 5, Eric, I think, might know the date, I saw the cabinet for sale. I think it was on eBay. And it wasn't, I don't think, wildly expensive compared to what it is. I bought it not knowing that it was ever going to be rare. I just bought it because I love the game, but I thought Jamalami would be a lot smaller. So when it turned up, I was slightly annoyed that I had to take the front off to fit it through the door even, because it's a deep cabinet as well with that kind of blown plastic front with all the details on, and then the guitar stands, which come off quite easily. It's amazing it survived because I'm not the most technically minded person, so I took it apart myself and we rebuilt it in the house. Then took it apart again when I was changing this house. We didn't have room for it anymore, and we moved it to a house I have in the country. And that's when the saga kind of begins with Eric, because I had it in storage there. And Eric contacted me and said, have you still got that machine? And I said, yep. And he said, oh, could I come and look at it? And I said, nope, it's still covered in cloth and it's got piled under a room full of boxes. And until I sort that part of the house out, we're not going to get it out. I genuinely didn't know there was a community of people looking for it. I might have got off my backside and tried to get it out earlier. I just thought Eric was just this one lone weirdo who had a thing about Jamalami. Frankly, was a little concerned for his health. When he contacted me the week just before COVID, then he said, oh no, look, there's been quite a lot of, we've been searching for this and we can't seem to find this data, the chips and the game and the ROM anywhere else. And I said, okay, well, look, definitely, as soon as I get it out, I'll let you know. And then he contacted me again, I think towards the end of last year or the beginning of this year. And I said, yep, it's out, it's working, tell me when you can come over. And then we went for that. I really bought it because I love the game. I love Japanese design. I like the quirkiness of the design. It's an amazing cabinet, even if it never works again. And at the moment, we're a little bit worried about it, but I think Eric thinks we can get it fixed. Even if it never works again fully, I would still keep it just as an amazing piece of sculpture. Ensuite, envers Eric Yoki, les questions ont pris une tournure un peu plus technique. La première question le concernant étant tout de même comment vous vous êtes organisé pour archiver petit à petit la borne d'arcade. Yeah, for the CD, that was the first thing that we did is eject the CD and get the ISO from it. So I ripped all of that. There is no game logic on the CD. All it is the videos that play, of which there are a lot actually. Then all of the game music, and then a bunch of Joe Chin clips, like a ton of them, because he's the announcer for the game.
Beautiful! My heart is still beating very fast. Let's move on. The game flow is extremely different from the PlayStation version. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu savoir. Même avec le manuel du jeu à notre disposition, le contenu du CD n'a jamais été très clair. Mais maintenant, on sait que ce ne sera pas dans ce CD qu'on va pouvoir dumper le jeu. C'est pas comme si c'était un disque de PlayStation. Du coup, moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas une protection anti-copie ou anti-piratage sur le CD. Et gentils comme ils sont, ils ont répondu à ma question. There might be. It was a regular CD, but like I said, there's no game logic on it, so I don't know that any protection was necessary. It's also basically a prototype cabinet. It's usually kind of unlikely that those have a ton of protection on them also. Puis, après quelques questions, Jonathan Ross demanda quelque chose à Eric. Why don't you show some of you playing in fever mode maybe? Would that be interesting? Eric, qui avait prévu de poster le contenu filmé de Umjamer Leminao sur sa chaîne YouTube, décida de nous donner en avant-première un avant-goût de ses vidéos et nous montre donc le stage 1 d'Umjamer Leminao avec Parappa, qui est le seul stage exclusif à la version arcade. Cependant, Eric rencontre quelques problèmes techniques lors du partage d'écran Discord. Donc Jonathan, en attendant, nous a fait un petit room tour de chez lui, en nous montrant sa collection de jouets vintage et également sa collection d'automates. Here's one here, which is a really cool one. He's like a gambling monkey. And then I got this new one, this is top secret. This is the birthday present for my wife. It's a weird one from an amusement arcade, and they cut his head off at the end and blood drops down, which is the perfect gift. Yeah. Puis après toutes ces péripéties, le partage d'écran s'est enfin accompli. Et on a pu voir en exclusivité des images de gameplay du stage 1 de Umjamer Leminao. Bon, évidemment, il fallait que pour moi ça bug. Et après quelques questions en plus, la conférence s'est terminée dans la joie. Et la communauté a enfin pu combler un vide dans leur cœur. Un vide qui a persisté pendant plus de 2 décennies. Voir Umjamer Leminao être enfin décrypté en direct était une des choses les plus dingues que j'ai vécues de ma vie. Et après cette conférence, Eric Yoki a archivé à 100% le jeu sur archive.org. Puis sur sa chaîne YouTube, il a posté en 4K toutes les cinématiques de l'attract mode de la cabine. C'est-à-dire ce que diffuse l'écran lorsque aucune partie est en jeu, quand la bande d'arcade se doit d'attirer les joueurs afin qu'ils aient envie de jouer. If there's anything you want concerning the milk can, we definitely have it. Il a également posté des vidéos de gameplay complet du mode facile et normal, et également des parties avec Jonathan Ross. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que en regardant tout le contenu qu'Eric a mis en ligne, que ce soit sur archive.org ou sur YouTube, on se doutait bien que Umjamer Leminao allait nous livrer du contenu inédit et exclusif, comme des cinématiques ou des musiques. Mais alors là, on a été servi. En fait, il y a vraiment beaucoup, et je dis bien beaucoup, de clips audio, d'easter eggs et de lore apportés dans les nombreuses images que la cabine nous diffuse. Par exemple, la durée totale des vidéos diffusées lors de l'attract mode dépasse les 25 minutes. C'est absolument gigantesque pour un jeu d'arcade. Mais en tout cas, lorsque Eric Yoki a posté toutes ces vidéos sur YouTube, c'était honnêtement grisant de voir tout ça. Elles avaient été postées avant que le jeu soit dumpé, donc autant vous dire que les gens étaient hypés de fou. On va en reparler plus tard de ces vidéos présentes dans l'attract mode, car la plupart sont liées à d'autres entrées de l'iceberg. Mais dans tous les cas, personne n'a été laissé sur sa faim, après avoir visionné ce qui aurait pu être des cinématiques totalement perdues de l'univers de Umjamer Lemi. À l'heure où je vous parle, la borne d'arcade réside tranquillement chez Jonathan Ross, en Angleterre. Et Jonathan a affirmé sur Reddit qu'il souhaitait léguer la cabine à quelqu'un d'autre, qui saurait en prendre mieux soin que lui. Et ce que tout le monde trouve le plus judicieux, c'est de laisser la borne d'arcade à une salle d'arcade de renom, ou du moins la rendre disponible lors de salons et autres conventions, afin que tout le monde puisse en profiter. Umjamer Leminao est réellement mythique. C'est une relique venant d'un temps où la seule chose dont les gens se souciaient, c'était s'amuser. S'amuser sur un jeu plus que simple dans ses intentions. Répandre la joie et la bonne humeur. Et puis, savoir que seulement un seul exemplaire du jeu a finalement réussi à être conservé renforce son côté ectoplasmique, son côté discret. Car c'est tout ce qu'a été ce jeu. Il a débarqué malencontreusement dans la plus grande indifférence, a donné tout ce qu'il avait de plus beau à proposer, puis a disparu de la mémoire des gens qui y ont joué et même de ses propres créateurs.
Et la seule chose qui a fait naître l'espoir de le retrouver après 23 ans, c'était l'espoir. Car, comme disait Parappa, vous devez y croire. Il n'y a aucun autre produit culturel qui ne lui ressemble. Et ce n'est pas juste la curiosité la plus fascinante de la franchise Parappa, c'est aussi probablement un des jeux vidéo avec l'histoire la plus folle de tout le paysage vidéoludique du début de ce millénaire. Bon, on vient de faire la surface. Bon, c'est vrai que c'était assez long, mais on n'a même pas fait la moitié de l'iceberg en fait. On en est qu'à 30%. Donc, après tout ce baratin sur Homejammer Let Me Now, je pense qu'il est enfin temps de plonger la tête sous l'eau. On va se rendre sous la surface. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Parappa a bel et bien une sœur. Plus connue sous le nom de Pinto Rappa, elle n'est apparue nulle part dans les jeux, et elle fait seulement acte de présence dans l'anime, au même titre que son animal de compagnie nommé Ue. On peut penser que c'est encore un personnage bouche-trou pour l'anime comme Paula Fox, mais ça aurait quand même été sympa qu'elle apparaisse dans les jeux, histoire que la famille de Parappa se démarque un petit peu plus au fil des jeux. Dans Homejammer Let Me et dans tous les autres jeux Parappa, si jamais le jeu considère que vous jouez pas assez bien, vous passez en bad mode, un mode où la musique et le décor sera distordus et confus, pour traduire votre manque de rythme et de talent. Et ce qu'il y a en dessous de ce bad mode, c'est lawful mode, où l'ambiance du niveau deviendra encore plus chaotique. Et si vous jouez toujours aussi mal dans ce mode, après 2 mesures, c'est le game over. Et avec ce game over, votre instructeur ira vous balancer une réplique un peu humiliante, genre haha lol t'es nul, retourne chez ta mère. You're the worst! Come back next year, why don't ya? What? Uh-oh. I didn't expect you to do this bad. Neither did I. Mais dans Homejammer Let Me, il y a une de ces répliques qui a fait tiquer la majorité des joueurs. Cette réplique, c'est celle de Yoko Teriyaki lorsque vous perdez lors du stage 6. En effet, elle dit ça. Bon, encore là, ça va, c'est de l'humiliation classique, mais ce qui est le plus intriguant, c'est la réponse de l'ami. From every game, even this one? Évidemment, là, les théoriciens sont partis en vrille après ça. Avec le 4e mur qui se retrouve brisé après cette réplique, ils se posèrent la question suivante. Est-ce que l'ami est consciente d'être dans un jeu ? Parce qu'en plus de ça, dans la version originale de la cinématique d'introduction du stage 6, l'ami dit ça. Am I dead? Is this hell? If I'm dead, then the game's over. What a stupid game. Dans cas échéant, cette question ouvre un paquet de théories sur le jeu. Mais c'est un jeu de Rodney Greenblatt, donc ça m'étonnerait qu'il y ait un sens profond dans ces dialogues. Je pense juste que c'est l'ami qui brise le 4e mur pour le fun, pour ajouter un côté marrant à la scène. Sur internet, on arrive très souvent à mettre la main sur les premières ébauches de personnages de jeux vidéo. Et évidemment, ça a été le cas pour Parappa. On peut retrouver ainsi des archives de Rodney sur les premiers designs de Parappa datant du 11 novembre 1995, qu'on peut retrouver dans des magazines et également dans les guides stratégiques.
Sur ces dessins, Parappa possède une allure un peu moins mignonne, mais plus grotesque, ressemblant un peu plus à un chiot pour le coup. Il existe aussi d'autres prototypes de Parappa, trouvables dans un vieux magazine Sony, où on voit des versions de Parappa où Parappa n'avait absolument rien d'un chien. Rodney testait différentes espèces de créatures pour voir ce qui collait le mieux avec la personnalité du héros. On s'est donc retrouvé avec Parappa Oignon, Parappa Renard, Parappa Palourde et mon préféré, Parappa Godzilla. Comme quoi, on est bien content que l'idée d'un chien rappeur a été retenue pour le produit final. Il existe sur internet une version prototype de Jammer Lemmy qui a été trouvée le 17 avril 2021, qui date du 22 janvier 1999. Soit 1 mois et 24 jours avant la sortie japonaise du jeu. Dans cette bêta, il y a quelques différences mineures au niveau des cinématiques, des textures et des sons, qui sont si peu pertinentes qu'on se demande pourquoi les développeurs se sont cassés la tête à changer ces éléments avant de sortir le jeu à peine 2 mois plus tard. Par exemple, le jingle d'introduction du jeu avec le logo de Nanaonsha a été légèrement modifié, enlevant l'effet de kaléidoscope. Puis, il y a 2 petits changements en ce qui concerne les graphismes. Déjà, la main de l'ami qui est censée être posée sur le nourrisson lors de la cinématique d'entrée du stage 3 est placée cette fois-ci juste derrière le bébé. Cela vient apparemment d'une erreur de compilation d'animation. Avec les vieux logiciels de rendu 3D de l'époque, ça pouvait arriver. On a également ce personnage en forme d'os qui a été remplacé par ce personnage saxophone. Et au niveau des sons, la plupart des notes des boutons L et R produisent des sons différents par rapport à la version finale du jeu. Je me demande vraiment pourquoi ces éléments-là ont été modifiés de manière si précise. Est-ce que ça en valait la peine? En tout cas, cette version bêta du jeu reste quand même pertinente pour retracer l'histoire du développement du jeu. D'ailleurs, sachez qu'il existe d'autres versions prototypes du jeu, qui sont, pour la plupart, des démos présentées lors de salons et de conventions. Mais les différences sont si peu notables que je ne vais pas prendre la peine de vous les présenter, ça serait redondant. Parappa the Rapper 2 est sorti au Japon en 2001. Et voulant relancer la hype Parappa perdue depuis un petit moment, le jeu a une commercialisation moins chargée, mais tout aussi bruyante partout au Japon. Et qu'est-ce qui a grave monté en popularité au début des années 2000 ? McDonald's bien sûr. Et si vous preniez un menu Happy Meal 3 mois avant la sortie du jeu, vous auriez eu la possibilité d'obtenir un certain disque promotionnel. Ce disque, c'était le McDonald's Original Happy Disc. Ce jeu de PlayStation 2 reprenait en fait 2 démos de jeux à venir. Il y avait une démo de Ape Escape 2001 et bien sûr, cette fameuse version McDonald's de Parappa the Rapper 2. Cette version contenait seulement le premier stage du jeu avec Beard Burger Master, mais avec une interface de jeu totalement différente. Il y a pas mal de différences graphiques, comme l'écran titre qui change, mais en ce qui concerne ce qu'il y a dans le jeu, c'est assez particulier et je trouve ça un peu drôle. Déjà, la barre de score, de ranking et du rating des professeurs, la palette de couleurs, la forme et la police d'écriture de ces dernières n'ont rien à voir avec la version finale du jeu. Et puis, accessoirement, il y a beaucoup de logos McDonald's un peu partout. Que ce soit en forme de banderole sur les murs ou même en tant que pictogramme du teacher, vous allez voir ce logo très souvent. Je n'ai jamais vu une telle campagne marketing de la part d'un jeu qui, en plus de ça, n'ira même pas jouir du succès qu'il souhaitait à l'époque. Mais bon, on va dire qu'on a vu pire en termes de jeux vidéo retouchés par McDonald's. Dans Parappa the Rapper 2, il y a une mécanique secrète interprétée comme un cheat code pour le jeu. Si en lançant un stage, vous appuyez en même temps sur les boutons R1 et R2 de votre manette, vous allez jouer le stage en mode Ninja Star. Dans ce mode, les touches à appuyer seront remplacées par ces étoiles jaunes, et vous n'aurez pas d'ordre de bouton défini pour rapper correctement. En gros, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour construire une phrase de rap correcte. Cet easter egg peut être considéré comme les restes d'un éventuel mode facile pour le jeu qui a été laissé par les développeurs. Ou bien, c'est simplement un mode conçu pour ceux qui veulent plus profiter des musiques entraînantes de Parappa the Rapper 2. Dans tous les cas, ça restera un mystère pour tout le monde. Vous ne le savez peut-être pas, mais Jammer Lemmy possède bel et bien un écran d'anti-piratage, qui se lançait si on jouait le jeu avec une console modée. Et non, je ne parle pas d'un truc cringe où on voit l'ami avec des yeux injectés de sang, non, je parle de quelque chose de beaucoup plus direct et simple. Mais le truc chelou, c'est que la version PAL du jeu utilise l'écran d'anti-piratage japonais, et non nord-américain.
Et c'est un problème technique également visible sur le jeu Dino Crisis, sorti la même année en Europe. Dans tous les stages de Parappa the Rapper 1, si vous maintenez la touche haut de la croix directionnelle et que vous continuez à rapper, après une certaine durée, plusieurs éléments du décor vont changer, et Parappa peut se mettre à avoir ses mouvements altérés. Par exemple, si vous appliquez ces manipulations lors du stage 1, l'arrière-plan devrait s'ouvrir pendant une petite seconde et révéler l'image d'un homme oignon sous la douche. Ou encore, si vous faites de même lors du dernier stage, vous allez voir Parappa qui se met à faire du breakdance. Je trouve ça plutôt marrant de voir tous ces secrets, et je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer les gens qui ont découvert ça sans faire exprès. Ça a dû être un moment particulier. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert par moi-même, et franchement, je trouve ça honteux. Sur l'arrière de la boîte française de Parappa the Rapper 1 sur PlayStation 1, il y a 2 fautes de frappe dans la description. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour que vous les cherchiez par vous-même. Tout comme Parappa, on a retrouvé un design préliminaire de Rami, mais cette fois-ci dans le guide officiel de Jammer dans la partie mettant en avant les designs conceptuels des décors du jeu. Ici, Rami a une allure un peu moins sévère, une tête plus plate et elle a une guitare complètement différente. Guitare qui finalement sera calquée sur celle de l'ami. Et d'ailleurs, j'aimerais le préciser ici pour éviter tout quiproquo, mais il existe 2 versions du guide de Jammer. Il y a le premier guide qui trace l'arc narratif de l'ami, puis le deuxième qui est basé sur celui de Parappa grossièrement. Ce guide du post-game, on l'appelle le guide Ura, comme les origines du nom de Rami. C'est un guide qui couvre les zones plus ombrées dans le jeu, et toutes les pages de ce livre sont entrecoupées d'interviews, d'arts and crafts, des partitions et bien d'autres choses mystérieuses sur la série, dont on ira reparler plus tard également. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai parlé des conventions spéciales que Jammer avait eu le droit lors de sa sortie ? Eh bien, mêlé à cette overhype, pour fêter la sortie de Jammer en Amérique, une convention fut organisée le 26 août 1999 à New York, dans la salle The Roxy, dans l'arrondissement de Manhattan. Et au milieu de tous les stands de merch de la série et des kiosques de jeux, autour de tous ces t-shirts, jouets et peluches Parappa, sur une certaine scène, des personnes ont pu assister à quelque chose d'unique au monde. Un concert de Milkan. Et oui, une grande majorité des doubleurs des personnages et tous les musiciens du jeu étaient sur scène pour un concert où un paquet de musiques du jeu ont été interprétées, y compris certaines exclusivités comme des musiques de l'album Make It Sweet, ainsi que des musiques de Parappa the Rapper sur PS1. Et je dis bien, tout le monde était là, enfin presque. Sarah Ramirez, l'interprète de l'ami, Michelle Burks, la fameuse voix de Katy Cat qui ira diriger tout le groupe, Ryo Watabe, la voix de Chop Chop Master Onion, Joe Chin, Captain Fusion Pepper et Masan, Dread Fox, la voix de Parappa en personne, et bien sûr Masaya Matsuura qui se fera accompagner par un bassiste, un batteur et un guitariste. Ce fut la première et dernière fois que ces personnes se sont montrées de manière publique, et pendant mes recherches, j'ai retrouvé une vieille archive d'un blog écrit par un anonyme, posté sur le site The Gaming Intelligence Agency, qui date du 31 août 1999, soit 5 jours après le concert. Et sur ce blog, cette personne a assisté à tout le show. Elle nous raconte son vécu par rapport à cette convention, accompagnée de quelques photos prises pendant l'événement. Et je vais vous lire quelques extraits car il ne faut pas oublier que ce sont des informations toutes fraîches de la part de l'anonyme qui a posté ce blog. Je trouve ça super qu'on ait accès à ça. C'est vraiment une capsule temporelle. So, without further ado, ladies and gentlemen, please give a PlayStation welcome to Masaya Matsuura and Milkan. Jeudi soir dernier, au Roxy de New York, Sony a organisé une grande fête pour le lancement de son nouveau jeu musical Jammer. Le créateur Masaya Matsuura et son groupe de 5 musiciens Milkan ont donné un concert en 2 parties, avec un concours surprise à l'entracte. Michelle Burks, qui joue le rôle de Katy Cat dans Parappa the Rapper et Jammer, a mené le groupe avec sa voix enjouée, chantant une voix chaude et luxuriante. Just keep your eyes on the
Matsuura jouait au clavier et était assisté d'un batteur, un bassiste et un guitariste. Pendant l'entracte, des passionnés de jeux vidéo de videogames.com et de PS Extreme sont montés sur scène pour se disputer le droit de se vanter et, au terme d'une performance déglinguée et honteuse, c'est le plus mauvais des deux, Gertzman, qui a remporté le prix. Mais les deux ont gagné des objets. Gertzman a gagné une guitare à pile de $300 avec un haut-parleur intégré et des images de l'ami peintes dessus, et Greg Hoff a reçu un animal en peluche en forme de l'ami pour la 2e place. Oh, isn't she sexy though, man? She is one sexy looking lamb, man. With a great pair of chops. Dans la 2e partie du spectacle, le groupe est remonté sur scène et a interprété le reste des chansons du jeu, et a très bien interprété les musiques des niveaux. Et les chansons merveilleusement entraînantes de Parappa the Rapper ont été jouées pour terminer le concert. La plus grande surprise de l'événement, eh bien, c'était voir qui a donné la voix de Parappa et de Chop Chop. Chop Chop a l'air d'être le maître de la musique dans les jeux, un personnage qui domine tout le monde. Et pourtant, Ryu Watabe est un petit homme asiatique avec une présence scénique féroce. Et Parappa, qui avait l'air d'un petit personnage timide, est, dans la vraie vie, un afro-américain géant avec des dreadlocks. Voir ces personnages dans la vraie vie a été une merveilleuse surprise. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans l'ensemble, le concert était génial. Le groupe a dégagé un sentiment de chaleur et d'énergie tout le long du concert, et les musiciens ont joué chaque chanson de manière impeccable. Le public n'était pas aussi nombreux que je le pensais, et j'ai été surpris de voir de moins en moins de monde sur la piste de danse à la fin du concert. À quoi pensait-il ? Mais bon, tout le monde a passé un bon moment. Et heureusement, après le concert, nous avons pu rencontrer chaque membre du groupe et leur raconter nos propres expériences avec Parappa et l'ami. Maintenant, je peux dire que j'ai officiellement rencontré Parappa the Rapper. Et ça, c'était pour moi la meilleure partie. Pendant un long moment, on pensait que les enregistrements vidéo de ce concert étaient perdus à jamais. Mais le 2 décembre 2016, l'utilisateur Jack Liavit a posté la totalité du concert sur YouTube. C'est plus d'1 heure de concert et c'est probablement une des plus belles choses que les businessmen du jeu ont pu nous offrir. Et puis la façon dont la vidéo est tournée, la mauvaise qualité audio et vidéo, et puis ressentir toute la frénésie des gens présents sur la piste. Frénésie due à l'engouement d'une chose ayant fait son temps il y a plus de 2 décennies. C'est agréablement nostalgique. Et puis, se dire que ce fut la première et dernière fois qu'un événement d'une telle envergure ait eu lieu, c'est également déprimant. Mais ça déprime joyeusement, car comme le disait Dr Seuss, ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. Dans le même type d'entrée de l'iceberg qui aborde des fichiers inutilisés du jeu, dans Parappa the Rapper 1, il existe un fichier audio contenant les lignes de dialogue de l'instructeur Mussolini, l'instructeur du stage 2, qui apprend à Parappa comment conduire. Ce fichier audio est en fait une version non utilisée de la ligne de dialogue que Mussolini prononce lorsque Parappa fait un game over. En effet, dans le jeu final, elle prononce ça. You gotta do it again. What? Mais dans la version bêta de cette ligne de dialogue, Mussolini dit ça. That's because you gotta do it again. What? Alors oui, c'est juste 2 mots en plus, mais on peut quand même se questionner sur l'existence de ce fichier audio. C'est une première version de la réplique du game over du stage, et que, vu que l'instructeur dit souvent « Do you know why we stopped the car ?», c'est beaucoup plus fluide que l'instructeur ajoute un « That's because » pour humilier Parappa sur sa conduite. Mais c'était peut-être compliqué à coder, alors ils ont dû abandonner cette idée.
Et j'imagine que la doubleuse de ce personnage, Sondra Williams de son nom complet, n'est même pas au courant de cette curiosité. Pas vrai? No, I didn't know that. Well, congratulations, you just passed this stage. And yeah, that part was a bit more nostalgic, wouldn't you think? I do. Well, now we're about to explore the center of the iceberg. And halfway through this adventure, we're going to uncover many curiosities that a lot of people just don't know about. So, for me, Instructor Mussolini, take a deep breath and good luck. Il existait, avant la sortie initiale du jeu au Japon, un disque promotionnel de Parappa the Rapper du type Not for Resale ou NFR, contenu dans ce qu'on appelle un press kit, qui est une sorte de petit coffret dans lequel peut se trouver le jeu accompagné d'une multitude d'objets, de supports médias et autres, qui est destiné aux journalistes et autres testeurs. Alors les jeux vidéo estampillés NFR, c'est quelque chose de très fréquent à l'époque. Ça indiquait que cet exemplaire du jeu n'était pas destiné à la vente, mais plutôt à la presse, afin qu'elle le teste et donne des avis dessus pour les affaires marketing. Les journalistes en tout genre avaient donc la possibilité de se procurer le jeu de manière prématurée, avant la date de sortie. Donc, le press kit de Parappa the Rapper venait avec des petits stickers, un grand carton expliquant le gameplay et une boîte contenant le CD du jeu. Cependant, cette édition n'était pas une démo. Elle était bel et bien complète, elle contenait tous les stages du jeu, mais elle présentait quand même beaucoup de différences avec le jeu final. C'est pas mal de changements mineurs, genre des tailles de personnages qui sont un peu altérées ou des textures alternatives, mais quelque chose qui tranche avec les autres versions spéciales qu'on a vues auparavant, un truc plutôt cool et unique qu'il y a dans ce CD, c'est un guide du jeu sous forme de vidéo, un véritable tutoriel monté pour apprendre comment jouer et quelles touches font quoi. Et franchement, cette option aurait très bien pu finir dans les versions finales du jeu. Et c'est très probable que ça allait être le cas. Mais cette idée a sûrement été avortée dû à un manque de place sur le disque. Quand on sait que 70% des données du jeu sont principalement de l'audio et des vidéos pré-rendues, c'est quelque chose dont il fallait s'y attendre. Tout comme ceux de Parappa, on a retrouvé parmi les multiples archives de Rodney plusieurs designs annulés et antédiluviens de l'ami, que ce soit dans les guides stratégiques ou dans les magazines, mais pour le moment, je vais en flouter certains, car on va en reparler dans un instant, et je ne veux pas vous divulgacher une partie assez majeure de l'iceberg. Dites-vous simplement qu'on pensait une fois de plus avoir perdu une certaine partie de l'histoire du développement de Umjamer Lemmy, ainsi que des designs des différents personnages, et ce, dû au temps qui passe bien sûr. Mais Rodney, lui, c'est un artiste, il garde absolument tout, et le fait qu'il ait une mentalité très conservatrice en ce qui concerne ses productions diverses, ça a retourné la communauté il y a très peu de temps. Nous sommes en 1998, en plein dans le développement de Umjamer Lemmy. Et Rodney Greenblatt, lui, continue de travailler d'arrache-pied sur le chara-design des nouveaux personnages du jeu, en même temps que de travailler sur les nombreuses cinématiques du jeu, qui sont un élément que les développeurs iront centraliser dans leurs efforts titanesques. Et évidemment, cela demande pas mal de peaufinement avant de sortir un produit fini. Et puis finalement, mars 99, Umjamer Lemmy sort au Japon. Et c'est un carton, on connaît déjà l'histoire. Maintenant, nous sommes en 2022, et ce jeu est toujours autant, voire encore plus apprécié qu'il ne l'a été lors de sa sortie, grâce à sa solide et fidèle fanbase. Les internautes introduits à la série sont notamment fascinés par les nombreux cas de Lost Media qui datent de l'effervescence de la franchise, et les fans ne savent même pas si, du jour au lendemain, ils en retrouveront un dont ils ne se doutaient même pas de l'existence. Et du coup, qu'en est-il de la nature conservatrice de Rodney ? Eh bien, le 27 avril 2022, il ouvre sa chaîne YouTube et il se met à poster de vieilles archives vidéo datant depuis la création du premier jeu Parappa. On y trouve en premier lieu la toute première version de la toute première cutscene du premier jeu de la licence. On était vraiment au balbutiement de l'animation 3D et on peut y voir la tronche écœurante du tout premier design de Parappa. Une sorte d'extraterrestre bleu à la tête piquante. Ouais, on vient de loin.
Rodney en profitera également pour poster la majorité des publicités du jeu sur sa chaîne, pour une fois de plus les archiver efficacement et ce de manière publique, ce qui est très intelligent de sa part. Puis le 10 mai 2022, il ira poster une vidéo de 14 minutes qui ira renverser la communauté. Il s'agit des versions test des cinématiques de Jammer que Rodney réalisait lors du développement du jeu en 1998. Voici ce que Rodney dit dans la description de la vidéo. Ce sont les premières versions des cinématiques de Jammer que j'ai reçues en VHS à l'époque. Et c'est amusant de voir ma première version de l'ami qui, finalement, a été rejetée. Je suis d'accord pour dire que la version la plus tardive aux cheveux rouges était la meilleure, mais je pense que la version rose bouclée ressemblait davantage à un agneau. Et c'est également la première fois qu'on voit la scène coupée du niveau de l'enfer, supprimée plus tard dans la version américaine. Toute la fanbase était sous le choc, personne ne l'a vu venir. Personne, à part Rodney, qui était au courant de l'existence de ces versions bêta de ses cinématiques. On peut donc découvrir un autre des designs antérieurs de l'ami. Ce design est bien plus trapu que la version finale et ressemble un peu plus à un agneau comme le soulignait Rodney. Mais ce design précis a toute une histoire farfelue derrière. Car, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce ne sont pas dans ces vidéos postées par Rodney qu'on a pu voir ce look de l'ami pour la première fois. Dans de vieilles interviews présentes dans le guide de Jammer, on a quelques croquis de ce design de l'ami qui abordait joliment la page. Et dans cette interview, on y apprend que le développement du personnage de l'ami était un enfer. Rodney a pondu plusieurs dizaines d'apparences pour ce personnage principal du jeu, et il défendait bec et ongle le prototype qu'on a pu voir dans ses vidéos. Il appréciait beaucoup ce look et il était à 2 doigts de finir dans la version complète. La preuve étant, c'est avec ce design que les ébauches des cinématiques se sont faites. Et c'est là qu'on voit le lien avec le design prototype de Rami que je vous ai présenté plus tôt. Il est basé sur ce design de l'ami, ce qui montre vraiment que le personnage était proche de son stage final de développement. Mais malgré tout ça, l'idée fut abandonnée et la version de l'ami qu'on connaît est celle qui aura le plus convaincu Masaya Matsuura. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas s'en servir un minimum, car oui, en hommage à ce prototype de l'ami, on peut retrouver sa tête sur le t-shirt de Rami, en mode crâne démoniaque. Je trouve ce détail trop chou. Mais du coup, le t-shirt de l'ami, il représente quoi? Un design prototype de l'ami? Alors non, mais oui en fait, c'est le cas. Ce petit gribouillis sur le haut de l'ami, les développeurs l'ont appelé le Pofu. Et à votre avis, ça représente quoi? Un soleil? Une fleur? Pas du tout. Et l'histoire de ce symbole curieux, on peut la retrouver une fois de plus dans le guide de Jammer en tant que bonus. Et l'anecdote racontée par Masaya est très rigolote. La voici, mieux contextualisée, traduite du japonais au français. Le design du Pofu a été conçu au cours d'un débat houleux sur l'apparence de l'ami. Il est né à une époque où l'on se chamaillait beaucoup au sujet du physique de l'ami. Un moment, après d'innombrables propositions de design par Rodney qui ont fini par être rejetées, Rodney, agacé, a pris une feuille et a gribouillé une sorte de torchon pour laisser sortir sa frustration. Puis a dit « Ça te va comme design pour l'ami ?» Malgré le manque de sérieux dont il a fait preuve pour dessiner le Pofu, Rodney l'aimait bien et cela l'amusait. Il a même envoyé un fax à Masaya pour lui dire « Regarde, elle est encore plus mignonne que la grenouille de Parappa !» Nous avions donc décidé de garder ce Pofu sur le t-shirt de l'ami, en tant que symbole de cette période de développement. Assez ironique de se dire que le personnage fétiche de Rodney n'a pas survécu, mais qu'un gribouillis fait en 3 secondes a fini dans le jeu final. Voilà, c'était l'aparté sur le Pofu. Bref, revenons à la vidéo postée par Rodney qui nous montrait les cinématiques préliminaires du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces cinématiques qui changent par rapport à la version finale? Eh bien, beaucoup trop de choses. Des cinématiques complètement différentes, des cinématiques qui n'existent même pas dans le jeu final, des musiques qu'on n'a jamais entendues, il y a beaucoup à dire. Guess I have no choice now. Leave it to Lemmy! That's right. My guitar's in my mind. Leave it to C'est pour ça que je vous invite à regarder la compilation vous-même. Ces véritables trouvailles archéologiques ont quelque chose de profondément charmant. Mais je vais quand même vous raconter 2-3 trucs intéressants sur ces archives. Déjà, l'entièreté des dialogues sont doublés par Ryuichi Watabe. Évidemment, toutes les voix des personnages n'étaient pas prévues pour être doublées par lui, c'est tout simplement pour tester les dialogues du jeu. I only have 3 more minutes.
but I'm close enough now. Thanks, sir. D'autant plus que c'est l'homme à qui donner la tâche. Car en plus de doubler un paquet de personnages iconiques de la franchise, c'est également le lyriciste en chef de toutes les musiques du jeu. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une cinématique qui est la première présente sur la vidéo. Elle n'est pas présente dans le jeu final et elle nous montre le groupe Milk-Can dans leur loge avant le lancement d'un concert. Mais l'ami, comme à son habitude, est en retard. Don't worry, she'll be here. I hope she's still not in bed. No way, that can't happen. She'll be here. Lammy will be here. I'm sure she's on her way. Et c'est sûrement une version alternative de la cinématique d'introduction du jeu. Bon, après, c'est vrai que entre ça... Lammy's not here yet. What are we gonna do? Et ça... Je pense que le choix est vite fait. Et j'aimerais rajouter une dernière petite chose pour finir avec cette entrée de l'iceberg. Saviez-vous qu'il existait une trace de cette cinématique dans le CD Make It Sweet dont j'ai parlé? En effet, il existe une piste sur le CD, la piste numéro 10, s'appelant Radio Signal Jam, qui est en fait une entracte se présentant comme une sorte de chronique radio, s'appelant en français « Vous pouvez avoir l'air de jouer de la guitare même si vous n'êtes pas très bon ». Hi rockers, welcome to You Can Look Like You're Playing the Guitar Even Though You're Not That Good. Cependant, les premières paroles de cet enregistrement, c'est tout simplement l'annonce de Jochin sur le concert de Milk-Can qu'on peut entendre dans cette fameuse cinématique datant de 1998. Mot par mot, c'est exactement la même chose. Jochin to the Jochin. And at 6 p.m. tonight, live from the Chop Chop Master Arena, we will be featuring a special performance by the brand new sexy, hot, and dynamite group, the Milk-Cans. For more information, please call 1-800-MILK-CAN, 1-800-MILK-CAN, or look us up at milkcan.com, milkcan.com. So everybody be there or be square. And at 6 p.m. tonight, live from the Chop Chop Master Arena, we'll be featuring a special performance by the brand new, sexy, hot, and dynamite group, the Milk-Can. Personne ne savait vraiment pourquoi cette piste existait sur l'album. Surtout qu'on n'a jamais entendu quelque chose de tel dans le jeu final. Mais maintenant, on sait enfin d'où ça vient. Et j'imagine que Masaya Matsuura voulait recycler un peu le taf qui a été fait sur cette cinématique qui, au final, n'a jamais vu le jour sur les versions finales du jeu. Mais je peux vous dire que c'était quasi sûr qu'on allait retrouver cette cinématique dans le jeu final, étant donné qu'il existe une autre piste sur le CD qui est aussi un extrait audio d'une cinématique du jeu. Sauf que celle-ci existe bel et bien. C'est la piste numéro 6, PG Berry Jam, qui est un extrait audio de la cinématique d'ouverture de l'arc de Parappa dans Jammer Lemmy. Hey Katie, I heard you started a band. Uh-huh, it's a great band. Can't we help? Yeah, we'd love to help. Hey Katie, I heard you started a band. Uh-huh, it's a great band. Can't we help? Yeah, we'd love to help. It'd be nice if Sonny can just... Donc en suivant cette logique, je suis sûr qu'on était à ça de retrouver cette cinématique dans le jeu final. Dommage qu'elle a été abandonnée, car elle avait du potentiel. En tout cas, c'est très marrant et cocasse de se dire que dans ce CD se trouvait un élément qui venait de la version bêta des cinématiques du jeu, sans que personne ne le sache. Milk-Can.com, c'est le nom donné au site officiel du groupe Milk-Can. En réalité, c'était plus un outil promotionnel pour le jeu, une fois de plus. Aujourd'hui, le site n'existe plus. Mais Dieu merci, on a accès à de vieilles archives datant des années 2000 sur la Wayback Machine. Et grâce à ce fabuleux outil, le site est presque intact. Du moins, en ce qui concerne tout ce qui est texte. Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? Le site nous communiquait un peu tout et n'importe quoi sur l'univers de Jammer Lemmy. Et les personnes gérant les affaires marketing du jeu n'hésitaient pas à faire du bourrage de crâne compulsif pour forcer les gens à aller sur milkcan.com, à travers le merch, les CD et même à travers Jammer Lemmy Now bien sûr. C'est ici qu'on pouvait trouver les paroles officielles des chansons par exemple, avec également les crédits de toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Et c'est justement sur ce site qu'a été mis en téléchargement l'album Make It Sweet. Il y avait aussi pas mal de petits blogs sur l'actualité de la série et on pouvait même envoyer un message au gérant du site. Mais le site nous demandait indirectement de considérer ça comme un message destiné aux membres du groupe.
Bien sûr, en 2023, ce service est indisponible, mais c'est très biscornu de lire ces messages datant d'il y a plus de 24 ans en pleine hype de Jammer Lemmy et Parappa the Rapper. Tout comme le concert, c'est un véritable dépoussiérage de souvenirs. Regardez ce qu'on a également, un message de Masaya Matsuura en personne qui nous dit ceci le 24 octobre 2000. Je suis désolé que le site n'a rien de nouveau récemment, mais je suis toujours réjoui de voir vos messages ici. En tout cas, nous travaillons sur un nouveau projet. Il sortira un jour le 21e siècle. Ne le ratez pas. Et oui, si on observe la temporalité, il nous teasait l'arrivée de Parappa the Rapper 2 sur la PlayStation 2, qui sortira en avril 2001. C'est beau, hein? Regardez ce qu'on a aussi. Milkan, c'est cool, j'aime bien, j'adore le jeu, j'adore les musiques et elles sont les meilleures. Ressentez-vous l'engouement imprévisible et indubitable pour la série à travers ce message? Quand je vous ai dit que c'était vu comme le bijou de la décennie, c'était pas une blague. Et un des trucs que je trouve le plus cool sur le site, c'est un hyperlien caché en ce qui concerne le fameux concert dont j'ai parlé tout à l'heure. En effet, dans la catégorie Hot Chart, qui est grosso modo l'espace du site où on révélait des nouveautés en ce qui concerne le merch, il y a ceci décrit. Saviez-vous que Jammer Lemmy est maintenant vendu aux États-Unis? Vous saviez que nous avons fait une fête pour célébrer ça? Et saviez-vous que vous pouvez voir des images de cette fête ici? Il y a un petit lien attaché au mot ici, et lorsqu'on clique dessus, on tombe sur une petite compilation de photos prises de la convention où a eu lieu le concert. Donc en plus de photos prises par les fans, on a aussi des photos prises officiellement par le staff de l'événement. Malheureusement, une part de cette section a été corrompue et les archives n'ont pas pu récupérer une partie de ces photos. On a donc une bonne vieille photo de Rodney et Masaya hyper jeunes en pleine conférence et on a également d'autres photos du point de vue général de la scène où a eu lieu le concert. Et malheureusement, c'est tout. Mais aussi, et j'en reviens, on trouvait bel et bien sur ce site des infos sur Jammer Lemmy Now. La borne venait tout juste de sortir à l'époque et c'était un sujet dont ils étaient sacrément friands. C'était une fois de plus dans la catégorie Hot Chart, et en se baladant dessus, on peut y lire de petits détails sur les nouveautés qu'apporte ce jeu dit révolutionnaire. Le jeu est fondamentalement le même, à l'exception de ce nouveau dispositif Guitar and Table, qui rend le jeu encore plus amusant. Vous pouvez même voir les interviews des membres de Milkan. Attends, comment ça, les interviews des membres de Milkan? En complément avec l'entrée qui parlait de milkan.com, sur ce site, il y avait une autre catégorie, la catégorie MCTV, pour Milkan Television. Et dans cette section, on y lisait ça. Bienvenue à Milkan TV. Les membres de Milkan avaient refusé des offres pour jouer à la télévision. Mais pour répondre à tous les fans de Milkan, ils ont accepté notre interview et notre interview seulement. Ne manquez pas cette interview exclusive, ici même sur Milkan TV. Pour faire simple, il était possible de visionner dans cette section 3 petites vidéos animées comme les cinématiques du jeu le sont, d'à peine 20 secondes chacune. Dans ces dernières, des sortes de mini-interviews sont réalisées avec chaque membre de Milkan, Lamy, Cathy Cat et Masan, où concrètement, elles faisaient de la pub pour leur album Make It Sweet. Cependant, lorsque la communauté est tombée sur la prétendue diffusion de ces vidéos sur le site, à une époque où visiblement tout le monde est passé à côté, tout le monde pensait qu'elles avaient été réalisées exclusivement pour le site web, et que leur présence dans Jammer Lemmy Now était anecdotique, et que leur but était seulement de faire la promotion du nouvel album de Milkan, qui venait tout juste de sortir à l'époque. La tracasserie avec ces vidéos, c'est que ces interviews furent des lost media pendant longtemps. En fait, le site les diffusait via Adobe Flash Player à l'époque. Donc forcément, c'était dur à archiver de base, et en plus, Adobe Flash Player a tristement fermé ses portes en 2021. Du coup, lorsque milkan.com a fermé ses portes dû à une trop grande inactivité vers 2005, on en a conclu qu'on venait de perdre les 3 interviews de ce site. Cependant, l'interview de Cathy Cat, elle, est longuement restée la seule à avoir réussi à être téléchargée et à être archivée sur YouTube. La vidéo étant postée en 2010, elle est de qualité médiocre, mais c'est déjà un bon début. Hi, this is Katie from Milkan. We want you to listen to our new single, Got to Move, from our new album, Make It Sweet. Hope you like the game too, Jammer Lemmy. That's a good idea. Mais malheureusement, il nous manquait 2 interviews sur 3. Plus tard dans les recherches, des sources telles que Reddit affirment que les 3 interviews ont été hébergées sur YouTube en 2010. Mais 2 d'entre elles, c'est-à-dire celles de Lamy et de Masan, ont été retirées pour une raison inconnue. Donc bon, peu voire aucun espoir qu'on puisse les retrouver un jour, non?
Et ben ça, c'était ce qu'on se disait tous pendant plus d'une décennie. Juste avant que Rodney, une fois de plus, poste le 11 mai 2022 sur sa chaîne les 3 interviews des membres de Milkan, anciennement présentes sur milkan.com. Well, I'd say the music and the rhythms. It's all really fun to listen to and fun to dance to, and I think people would love it. So buy it. It'd be good for you to have. Même si les vidéos étaient courtes, sans grand intérêt et manquant de fond, ça faisait grandement plaisir de voir que le designer de la série lui-même les a postées sur sa chaîne. Donc, tout est bien qui finit bien, non ? Et pourtant, l'histoire n'est pas finie. Rappelez-vous du moment où Milkan.com nous a notifié la présence de ces vidéos dans Jammer Leminao. Le site affirmait que ces vidéos de courte durée étaient diffusées sur l'écran de la cabine. Le truc, c'est que ces 3 petites vidéos, autrefois présentes sur le site, puis repostées sur YouTube, ne sont qu'un minuscule aperçu de ce que sont les vraies interviews des membres de Milkan. En réalité, les interviews qui étaient diffusées lors de la séquence d'attraction de Jammer Leminao duraient bien plus longtemps. C'était de vraies interviews composées de vraies questions, de nouvelles performances vocales, du lore inconnu au bataillon, bref, un autre exemple de la quantité astronomique de nouveaux contenus cinématographiques autrement perdus pendant plus de 20 ans que nous cachait la fameuse cabine. Yeah, the game, Jamalami. No cutting corners. Et en fait ça, certaines personnes s'en doutaient un peu, que la cabine nous donnait plus de choses sur ces interviews exclusives à la bande d'arcade. Parce que sur cette photo, qui je rappelle a longuement été restée la seule photo de bonne qualité montrant Jammer Leminao, on voyait à l'écran une des frames de l'interview de Massan, qui était pour sûr tirée d'un extrait qu'on n'avait jamais vu auparavant. Extrait qui semblait donc exclusif à la bande d'arcade. Les interviews des membres de Milkan ont eu des espoirs de recherche aussi virevoltants qu'un yo-yo. On pensait que tout était perdu juste avant que Rodney ravive nos sourires, une fois les interviews de Milkan.com postées sur YouTube. Et puis, pour ceux qui spéculaient sur la présence d'autres interviews inédites, se baladant dans le vide vertigineux que représentent les Lost Media non trouvés, la redécouverte de ce qui est considéré comme le dernier exemplaire de Jammer Leminao ira enfin leur offrir le festin dont ils souhaitaient. Et puis, c'est assez particulier comme situation. On parle de quelque chose qui fut concret et accessible il y a longtemps, dont on est conscient de l'existence, mais sans moyen de mettre la main dessus. Et découvrir du contenu qui est inédit aux yeux d'une communauté, mais pas pour la toile que représentent les productions du monde vaste du jeu vidéo et de l'audiovisuel, c'est limite encore plus satisfaisant et euphorique qu'une annonce d'un quelconque nouveau jeu que vous attendiez depuis longtemps. Et dans le cas des interviews et des cinématiques exclusives de Jammer Leminao, vous avez la joie de la redécouverte se ressentant à travers toute une communauté dévouée qui, après longtemps, comble un vide inutilement profond. Et pour ce genre d'événement improbable, aussi improbable que la retrouvaille de quelques petites vidéos insignifiantes pour des personnes lambda, eh bien comptez bien sur la communauté de Parappa the Rapper pour en vivre encore et encore. Dans le lore de la franchise, on n'est pas trop mal renseigné sur la famille de Parappa. On sait qu'il a une sœur avec son animal de compagnie, il a aussi son père et sa mère aussi. Alors, on sait très peu de choses sur elle en fait, et on ne la voit pour ainsi dire jamais en jeu, contrairement à Papa Parappa. Enfin, ça, c'est ce qu'on irait se dire si on se creuse pas plus la tête et qu'on ne va pas plus loin que ce que les jeux nous apportent. Dans la collection de comics Rodney Fun Comic Collection, basée sur l'univers de Parappa, on peut y lire 5 petites histoires sur les personnages du jeu, plus précisément sur Parappa, PJ Berry, Sunny Funny, Catty Cat et Squarey Bear, un autre personnage conçu par Rodney Greenblatt qui n'a pas de lien direct avec Parappa the Rapper. Et dans le livre de Parappa, on a un passage où on voit ce personnage juste à côté de Papa Parappa. Et il est ostensiblement présenté comme la mère de Parappa, à travers sa gestuelle et ses dialogues. Ce personnage, s'il vous dit quelque chose, c'est normal. C'est tout simplement la personne venant apporter la manette Guitar in Table lors de la séquence d'introduction de Jammer Leminao, accompagnée de Joe Chin. Mais ce n'est pas tout, on la revoit discrètement en tant que personnage de fond de scène lors du stage 2 de Jammer Lemi. Mais à part ça, rien d'autre quoi.
C'est un personnage extrêmement discret et sans le moindre renseignement, vous n'aurez aucun signe que c'est bel et bien la maman de Parappa. En fait, la seule ligne de dialogue qui fait référence à la réelle mère de Parappa dans toute la franchise, c'est lors de la cinématique du stage 6 de Parappa the Rapper 2. Found it. What? A picture of me and my wife on our honeymoon. She used to be really nice. Alors, d'autant plus, on sait que les parents de Parappa sont mariés, mais alors, cette photo de cette lune de miel, à quoi elle ressemble ? Alors, je vous vois déjà venir, les développeurs ne l'ont pas modélisé, étant donné que le cadre photo ne se montre jamais à l'écran. Enfin, si, on le voit sur un plan, mais le cadre est très loin du spectateur, et c'est difficile d'en tirer quelque chose. Mais grâce à l'aide des data miners, on a récupéré la texture. Et voici à quoi elle ressemble. Bon, la texture est toute petite, donc c'est dur de discerner avec précision ce qu'on voit. Dessus, on distingue assez facilement Papa Parappa à gauche, et à droite, on aperçoit une silhouette ressemblant à peu près à Mama Parappa. Mais ça reste compliqué à analyser. C'est le seul élément du jeu qui témoigne le lien qui entretient Papa Parappa et Mama Parappa. Mais alors pourquoi les développeurs ont décidé d'en faire un personnage aussi discret et absent ? Contrairement à Papa Parappa, lui, qui est devenu un personnage crucial au scénario de Parappa the Rapper 2. On ne le saura jamais. Bon, celui-ci est marrant, mais ça va vous faire lever le sourcil. Dans Parappa the Rapper 2, les joueurs ont fini par remarquer un pattern assez louche dans la progression du jeu. En fait, tout le long de l'aventure, il est possible que vous voyez des doubles sens un peu partout. Surtout dans les paroles. Et ce sont des doubles sens, disons, un peu curieux. En gros, il y a des passages du jeu où on dirait des allusions sexuelles assez flagrantes. Par exemple, lors du stage 7, Colonel Noodles nous sort un vieux « Slurp it, suck it, I know you all like it » dès le début du stage. Bon, ça ne vous suffit pas ? Ok. Lors du tout premier stage du jeu, on entend Beard Burger Master dire ceci lorsque Parappa prononce « Toast the buns ». Alors, si vous saviez pas, en gros, buns, ça veut dire brioche, mais c'est aussi un mot familier pour désigner les fesses. En gros, my buns are very toasty, c'est une façon de dire j'ai un bon petit cul. Vous êtes toujours pas convaincu ? Il y a aussi l'entièreté du stage 3, le stage de Guru Ant. Encore une fois, c'est hyper tiré par les cheveux, mais le nom de ce stage, c'est Big. Bon, ok. Et le truc un peu suspect, c'est que les gens pensent que cette chanson est une sorte de métaphore de la première érection de Parappa. Et vous avez fumé quoi, les gars ? En vrai, je veux bien comprendre, les paroles peuvent paraître assez louches sans le contexte adéquat, et tu mélanges ça avec la voix hyper suave et sensuelle de Guru Ant, et tu te retrouves avec une tension sexuelle omniprésente et non désirée qui s'installe entre Parappa et son professeur de rap. Bon, en vrai, je ne crois pas du tout en cette théorie. Juste, ça me fait beaucoup rire de voir tout ça, mais faut avouer que ça reste quand même assez cocasse. Ça fait quand même un bon nombre de coïncidences, mais bon, dans un jeu fait par un homme qui pratique l'art avec un grand A depuis toujours, qui a enseigné la matière, qui a participé à plusieurs expositions prestigieuses et qui dirige une maison d'édition de livres pour enfants, je ne pense pas qu'il accepterait que les scénaristes du jeu, qui utilisent ses propres personnages innocents, mettent des blagues de cul et des doubles sens dans un jeu pour une jeune audience. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de ce fameux 3e album qui est sorti pour glorifier les valeurs musicales de Umjamer Lemmy ? Un album très rare que je n'ai vu qu'une seule fois disponible à la vente sur eBay, et cet album, c'est Ice Cream de Parappa et PJ. Parmi les 4 albums, c'est certainement le plus unique. Pourquoi ? Parce que cet album est une représentation de ce qu'aurait pu sortir Parappa comme musique s'il était un vrai rappeur. Pour faire simple, c'est un album contenant les chansons des stages de Umjamer Lemmy, mais de l'arc de Parappa, donc légèrement remixé, mais avec des paroles totalement inédites et originales, et construites comme de vraies chansons de rap. Bon, je pense qu'un exemple sera plus parlant. Testing, 1, 2, 3, it's the milk cans and the capital P. Just happy to be alive, inspired from my dreams. Go to birthday parties, chocolate cake and ice cream. Nightmares are like nice dreams. Fighting is mean, it's not good for my team. Cet album, c'est un grand favori des fans. D'une part parce que l'attitude de Parappa dans ses chansons est bien plus critique,
Peut-être dû à une tentative de Parappa de faire une mixtape et de jouer plus brutalement pour paraître plus fort, mais aussi parce qu'il s'agit quand même du résultat de la carrière solo de Parappa. Malheureusement, il n'y a pas plus de choses à dire dessus. L'album reste quand même très sympa, bien qu'il ne dure que 18 petites minutes en tout. Bon, après c'est pas du Stupéflip ou du Orelsan, donc ne vous attendez pas à trouver de la profondeur dans ces chansons. Mais c'est quand même rigolo d'entendre Parappa dire que mentir et la drogue, c'est pas bien. Prenez exemple sur lui, voyons. Never do drugs, never tell lie. Check to make sure I zipped up my fly. Yeah. Jung Rhythm, c'est un jeu sorti le 15 janvier 1998 sur la Sega Saturn. Ce jeu, il est décrit comme ni plus ni moins le clone sans aucune race de Parappa the Rapper, mais sur Saturn. La Saturn, pour ceux qui l'ont oublié, c'est l'avant-dernière console de Sega, sortie lors de la 5e génération de consoles en 1994, aux côtés de la PlayStation bien sûr, et de la Nintendo 64, et de la Jaguar, et de la 3DO. Ah, et aussi de la CD32. Ah, et aussi la pipine, j'ai tendance à l'oublier celle-là. Bref, le jeu est sorti uniquement au Japon, donc c'est loin d'être étonnant qu'il soit considéré comme un jeu très obscur, appartenant à son époque. Le gameplay est exactement le même que celui du premier Parappa the Rapper, et cette inspiration, le jeu ne s'en cache pas du tout. Cependant, il est considéré comme bien plus dur. Le système de notation est beaucoup plus sévère et faire quelques erreurs peuvent vous coûter la vie. Il faut atteindre la perfection pour compléter correctement les 7 stages disponibles. Et il est très probable que vous vous fassiez huer pour des combinaisons de touches que vous semblez avoir réussi de toute façon. J'aime plutôt bien la direction artistique, ça fait très japonais et on sent bien le style de la Saturn, que ce soit dans le jeu ou dans les cinématiques. Mais malgré tout, le jeu n'est pas considéré comme incroyable. Et c'est juste le Parappa the Rapper du pauvre qui a floppé lors de son lancement. Personne ne lui a donné une chance, car il n'avait rien de très original à proposer. Dans Jammer Lemmy, juste après avoir éteint le feu de l'immeuble du stage 2, l'amie se met à continuer sa route, jusqu'à ce qu'elle se fasse interpeller par un personnage bien dérangeant. Cathy Pilar. Well, are you in labor? Well, you don't need to worry anymore. Bon, rien que là, c'est déjà très chelou. Le personnage a un design un peu décalé par rapport aux autres, sa voix est saccadée et elle n'arrête pas de vomir une substance étrange sur l'ami. Substance qu'on peut d'ailleurs faire chez soi en suivant un tutoriel présent dans le guide de Jammer Lemmy. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et la foule qu'il y a autour d'elle, que ce soit d'humains ou de bébés, ça rend la scène encore plus stressante. D'autant plus que le tournant que prend le scénario à ce moment-là est assez atypique. Pour faire simple, à la fin du stage 2, l'ami arrive, avec l'aide du pompier Chief Puddle, à éteindre un immeuble étant en feu. Et cet immeuble étant une pizzeria, pour savourer sa victoire, elle se met à manger des pizzas cuites par l'incendie. Et elle en mange beaucoup. Et ayant trop mangé, son ventre s'est mis à beaucoup gonfler. Et c'est là que Cathy Pilar arrive. Cathy Pilar est une sage-femme, elle pense que l'amie est enceinte et qu'elle va bientôt accoucher, donc elle veut la prendre en charge. Donc tout ça, ça rend la scène juste complètement surréaliste et vraiment particulière, même pour les standards de la série. Et quand on se balade un peu sur internet, on se rend compte à quel point ce personnage en a traumatisé plus d'un. Pour un jeu ayant une esthétique aussi enfantine que Jammer Lemmy, tomber sur ça d'un coup quand on est gamin, ça peut en surprendre un paquet. Et je trouve ça légitime. Là où Chief Puddle nous faisait goûter avec finesse la saveur funky et un poil déjanté du scénario, bah Cathy Pilar, c'est celle qui est la plus spéciale je trouve. Donc en vrai, c'est pas si étonnant que ça que les gens ont aussi mal vécu son introduction. Mais bon, ça n'empêchera pas son stage d'être super stylé. Revenons encore une fois sur les CD de Jammer Lemmy. Parmi ces 4 albums, il y en a un qui est très particulier. Et ce CD, c'est un single contenant la meilleure musique du jeu d'après les développeurs, les fans et n'importe qui d'autre en fait. Got to Move. Voyez-vous, Got to Move, c'est vraiment le porte-étendard de Jammer Lemmy.
Bien que toutes les musiques sont appréciées à leur juste valeur, c'est la chanson la plus représentative du jeu. Et en plus de sa présence en tant que dernière piste du CD de Make It Sweet, la chanson a aussi eu le droit à son single, avec notamment Power of Power On en bonus, qui est la musique du stage 5. Et petite nuance par rapport aux autres CD, ce single était sous le format d'un petit disque, et non un disque classique. Le problème, c'est que, contrairement aux autres CD, ce single était vendu en édition très limitée, ce qui fait de ce single un des produits de la franchise les plus rares qui existent, mais pas forcément le plus convoité. En fait, je ne l'ai vu disponible sur Mercari seulement une fois, et la seule fois où je l'ai vu disponible sur eBay, c'était dans cette magnifique annonce où un utilisateur vendait pour plus de 200 € tous les CD sortis du jeu à ce jour. On a l'OST de Parappa the Rapper 1 et Jammer Lemmy, le CD de Make It Sweet, le CD de Ice Cream et le single. Et les gens ne le savaient peut-être pas, mais cette photo, c'est la seule photo du single qu'on avait hors scan. Car oui, le single a quand même fini par être archivé en scannant les artworks, le CD, les beaux stickers qui venaient avec, tout ça, mais personne n'avait une idée d'à quoi il ressemblait physiquement, genre quelle taille il faisait, et personne ne l'avait montré en caméra, jusqu'à maintenant. Parmi tous les CD de musique basés sur le jeu qui sont sortis à ce jour, entre la sortie de Parappa the Rapper 1 et Parappa the Rapper 2, c'est très certainement le plus rare, mais aussi le plus obscur. C'est vrai que comparé avec les autres médias audio sortis pour promouvoir Jammer Lemmy, l'existence du single de Got to Move paraît assez redondante, donc peu de personnes ont vu l'intérêt de se le procurer. Et c'est ce qui en a fait une perle que peu de personnes ont eu l'opportunité d'obtenir. All We Need Is Music, c'est le titre de la toute première piste présente sur l'album Ice Cream. Il s'agit plus précisément de la version rap de la musique du stage 2 de Jammer Lemmy, avec Chief Puddle présente dans le post-game. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Eh bien, devinez à quoi est liée cette entrée de l'iceberg. Allez-y, devinez. Eh oui, encore lui. Pour faire simple, plusieurs clips ont été produits pour amener de la visibilité sur les musiques phares de Jammer Lemmy. Got to Move a eu en effet son propre clip vidéo, diffusé lors de nombreuses occasions sur internet, lors de salons de jeux vidéo, lors du concert au Roxy et également en tant que clip présent dans la séquence d'attraction de Jammer Lemmy Now. Cependant, ce n'est pas le seul clip en circulation, parce que All We Need Is Music a lui aussi le droit à une telle chose. Le souci, c'est que sa distribution sur les réseaux fut très discrète et timide, et assez peu de monde fut mis au courant de son existence, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, on est encore face à un cas similaire de ces vidéos présentes exclusivement sur milkan.com, qui donc ne furent pas archivées au fil du temps, ce qui a réduit ce clip vidéo à l'état de Lost Media pendant très longtemps. Et de plus, ce clip ne fut pas vraiment réalisé avec les mêmes intentions que celui de Got to Move, parce que le clip de All We Need Is Music, lui, n'était qu'à vocation d'outil promotionnel de Jammer Lemmy Now. Et Jammer Lemmy Now ayant bidé, ce clip a inévitablement bidé lui aussi. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce clip ? Eh bien, on y voit majoritairement Parappa danser avec l'ami, et également la cabine de Jammer Lemmy Now qui a miraculeusement pris vie. Parappa et l'ami font tous les deux une partie en coop, puis ils perdent, du coup ils ragent tous les deux, ils se mettent à courser la bande qui prend les jambes à son cou, mais la bande se transforme en un gros monstre et menace de détruire Parappa Town. Ainsi, pour protéger leur ville, Parappa et l'ami balancent un laser direction la tronche de la borne. Oui, c'est vraiment du n'importe quoi. Et d'ailleurs, sachez que cette personnification de la borne à travers ce modèle 3D, eh bien, Nanaonsha lui a donné un nom. Il s'appelle Mr. Kyutai, et on peut souvent le croiser dans d'autres flyers et articles de magazines. Ça lui donne vraiment un côté mignon et affectueux, ce qui n'est pas étonnant de la part de l'ambiance du jeu de base. Le truc assez cocasse, c'est que cette vidéo fut retrouvée, non seulement par hasard, mais elle fut aussi redécouverte avant l'archivage de la bande d'arcade après plus de 20 ans. Du coup, maintenant qu'on a découvert la totalité du contenu de Jammer Lemmy Now, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines images du clip qui, sans qu'on le sache, dévoilent en fait énormément d'éléments de gameplay ainsi que des passages de la track mode de la bande d'arcade. Je pense par exemple à ce moment où on voit des portions des interviews des membres de Milkan, autrefois perdues je rappelle, ou encore ces images montrant Joe Chin qui met en scène une partie de Jammer Lemmy Now.
il y a de nombreux autres passages identiques à ce qu'on peut trouver dans la borne. Et honnêtement, avant qu'on ne couvre la totalité des vidéos présentes dans la séquence de pré-jeu de la cabine, je pensais qu'on allait retrouver également le clip de All We Need Is Music. Tout est présenté de la même manière que le clip de Got to Move, qui lui est pourtant présent dans la borne. Et ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre au niveau marketing. En gros, sur le site milkan.com, le clip fait la promotion de Jammer Let Me Now et incite les gens à aller y jouer. Et si le clip aurait été diffusé sur l'écran de la borne, il aurait fait indirectement de la promo pour Ice Cream. Promo qui aurait très certainement fait du bien aux ventes du CD, je pense. Toujours pas là. Bon, on vient de faire plus de la moitié de l'iceberg. Alors déjà, bravo, un grand bravo à vous, vous êtes courageux. Donc maintenant, il nous reste 2 dernières parties. Ça paraît rien comparé à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais ces 2 dernières parties vont être assez conséquentes en termes de contenu. Donc, on va pas tergiverser plus longtemps. Je pense qu'il est temps de s'attaquer au fond de l'iceberg. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous vous souvenez du press kit de Parappa the Rapper, premier du nom? Évidemment, il fallait que Jammer Let Me en possède un. Un press kit qui est d'ailleurs encore plus rare que le précédent, et qui nous offre une multitude de petits cadeaux, mais pas le jeu, ce qui est bizarre. Dedans se trouve premièrement un flyer nous présentant les membres de Milkan, accompagné d'une rapide biographie de Masaya Matsuura et de Rodney Greenblatt. Ensuite, il y a un grand classeur accompagné de ses intercalaires et de ses stickers Lamy, puis 2 t-shirts exclusifs non réservés à la vente, un en taillure homme et un autre en taillure femme. Plutôt cool, non ? Maintenant, c'est là que ça devient croustillant. Dans le classeur que je viens d'évoquer, il y avait un paquet de cellules photos. Non, en fait, c'est des diapositives. Qui étaient apparemment censées être utilisées dans les articles de journalistes pour les illustrer ou être affichées avec un projecteur comme à l'ancienne. La réelle utilité de ces cellules n'est pas certaine cependant. Mais non, c'est des diapositives. Vu la très maigre quantité d'informations qu'on a dessus. Néanmoins, on peut y noter quelque chose de très intéressant. Sur une des cellules qui sont censées montrer les moments clés du jeu, sur une des diapositives, tu voulais dire, on peut y voir celle-ci. Bon, c'est tout simplement la scène du stage 1 avec Chop Chop Master Onion, Catty Cat et Massan, me diriez-vous. Eh bien, en réalité, cette cellule est celle qui sort le plus du lot. Diapositive. Car il s'agit en fait d'une version bêta de cette même scène. Si on met le produit fini à côté de la version du press kit, on peut y noter de nombreuses différences. Bon, encore ça peut vous en toucher une sans faire bouger l'autre. Par contre, le dernier objet présent dans ce press kit, c'est ni plus ni moins qu'une cassette VHS. Une cassette dont on n'a pas archivé son contenu vidéo. Sur la couverture, il est marqué que cette cassette montre les débuts de Milkan, mais on peut pas faire plus flou comme description. Peut-être que c'est un des trailers qui est sorti entre 98 et 99, mais on n'a absolument aucune idée de ce qu'il se trouve dans cette VHS. Et c'est possible qu'on soit encore face à un cas de média inédit, produit par l'équipe de Jammer Let Me, qui n'a jamais été vu auparavant, comme les interviews des membres de Milkan, et qui n'attend que d'être archivé. Qui sait, peut-être que ce sont les interviews. Mais là pour le coup, je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, vu à quel point ce coffret est rarissime. Dans tous les cas, le press kit de Jammer Let Me reste une autre de ces centaines de babioles inconnues et ignorées de la licence Parappa, qui n'ont pas vraiment su se démarquer et qui auraient très bien pu rentrer dans le cercle tristement ouvert des produits culturels perdus par la négligence et la discrétion de la part de leurs créateurs respectifs. Pour cette entrée de l'iceberg, on va reparler du merge de la licence. Et cette fois-ci, je vais vous raconter l'histoire des objets qui sont le plus passés inaperçus. Enfin presque. Mais dont on a quand même réussi par miracle à avoir des informations. Et seulement grâce à la motivation d'internautes voulant absolument se les arracher. Je veux parler
des peluches d'Oomjammer Lemmy. Évidemment, il y a eu des peluches qui ont été produites entre 96 et 99, lorsque Parappa the Rapper 1 était le seul jeu de la série. Des peluches qui sont plutôt communes et existantes sous plusieurs gammes, comme on l'a vu auparavant. Mais dans le cas de celles qui ont été produites pour fêter la sortie de Oomjammer Lemmy, c'est tout le contraire. En fait, il existe seulement une seule gamme de peluches pour le jeu. Des peluches à l'effigie de Lammy, Catty Cat, Massan, et également Chop Chop Master Onion et Chief Puddle. Sauf que les mesures de distribution de ces peluches furent extrêmement floues. Cependant, on a réussi à trouver une photo de certaines de ces peluches dans l'édition de juin 1999 du magazine Jugemu. Dans une interview de Masaya Matsuura, il y a une photographie de lui attachée à l'article où on y voit clairement les peluches de Chop Chop Master Onion, Chief Puddle et en complément un petit bout du haut de la peluche de Lammy. Mais alors, en ce qui concerne la disponibilité de ces peluches à l'époque, c'était comment? Par quels moyens on pouvait se les procurer? Eh bien, on n'en sait quasi rien. On se doute bien que c'était un produit vendu en édition limitée. Cependant, pendant mes investigations, je me suis rendu compte de quelque chose de très intéressant. Rappelez-vous de cette photo que je vous avais montrée lorsque je vous parlais de cette fameuse convention que Sony avait organisée pour célébrer la sortie de Oomjammer Lemmy en Amérique. Cette photographie nous montre un stand qui exposait plein de merchandising, plus précisément celui qui était déjà disponible au Japon à ce moment-là. Et c'était une occasion unique pour les Américains de se procurer des jouets et autres produits de la licence qui n'étaient pas et ne seront jamais disponibles sur leur territoire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce stand? Eh bien, on peut apercevoir le toaster Parappa, l'animatronique de Lammy, des t-shirts, on peut même remarquer une ZO3 UJL et 3 exemplaires des vinyles collector de Parappa the Rapper. Et qu'est-ce qu'on voit attaché sur ces vinyles? Les peluches de Lammy, Catty Cat et Massan. Et encore mieux, sur une autre des photos qui était attachée sur le blog de The Gaming Intelligence Agency, on peut y voir Sarah Ramirez, la doubleuse de Lammy, avec l'animatronique de son personnage dans les bras. Et qu'est-ce qu'il y a juste derrière elle dans la vitrine? Eh ouais, là on peut très clairement voir que la peluche de Lammy, et donc toutes les autres peluches de la même collection, étaient disponibles pour d'éventuels clients sur place. Et ça, c'est la seule et unique fois où on peut être certain de où et quand exactement les peluches étaient vendues. Donc c'est clair que si la convention d'août 99 était la seule occasion de se les procurer, je pense qu'on peut dire avec certitude que c'est de loin le produit le plus rare de toute la série. À présent, on va aborder le sujet passionnant et mystérieux des stages avortés de la franchise Parappa. Des idées de stages musicaux qui ne sont pas restés dans le produit final. Et on va commencer par le seul stage de Oomjammer Lemmy qui n'est resté qu'à l'état de prototype. Et le processus de création de ce dernier est assez palpitant. Tout commence dans le guide Oura de Oomjammer Lemmy, qui, je le rappelle, est le deuxième volume des guides stratégiques de Oomjammer Lemmy, qui couvre plus d'informations sur le développement du jeu et sur le post-game. Vers la fin de l'ouvrage, les rédacteurs nous couvrent d'anecdotes multiples et hétéroclites. On ne sait pas vraiment où donner de la tête, mais il y a une section en particulier qui attire tout de suite l'attention. Une section qui porte le nom de Parappa Baitohen, ce qui littéralement veut dire Parappa et son emploi à temps partiel. Et il est accompagné par 7 captures d'écran plus qu'intrigantes. On y voit Parappa sur la droite et PJ sur la gauche, tenant ce qui a l'air d'être des vêtements, avec au-dessus du cadre de sous-titres, des informations de débugage. Et en haut, la ligne de rap est abordée par... Ok, alors ça, c'est un des anciens designs de Lammy. Un design où elle a un look un peu plus aérobique sportive. Avec tout ce que je viens de vous dire, on peut donc en déduire que ces images inédites nous montrent bien un stage de Oomjammer Lemmy qui n'a pas été gardé. Mais pour ce qui est de l'histoire de ce dernier, on n'a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent. Mais c'est en lisant le texte, écrit par Masaya, qui accompagne cette capture d'écran, que tout devient plus clair. Et surtout captivant. Le voici, une fois de plus, traduit en français. J'étais tellement captivé et absorbé par l'histoire de Milkan, le groupe musical féminin, que beaucoup d'amis et de développeurs sont venus vers moi et m'ont dit « T'as pas envie d'inclure un stage Parappa ou quelque chose comme ça ?» Ainsi je me suis dit « Faisons ça ». J'ai donc modifié le texte à nouveau.
Il y a eu plusieurs versions de la façon dont Lamy et Parappa se sont entremêlés dans le scénario, mais la plus mémorable, c'est celle où les histoires de Lamy et de Parappa étaient parallèles. L'histoire de Lamy et de ses amis qui se précipitent au concert, et celle de Parappa qui gagne de l'argent grâce à son travail à temps partiel pour payer le transport jusqu'à la salle de concert éloignée. La scène visible sur la capture d'écran se déroule au même moment où Lamy fait face à l'incendie du stage 2. Parappa et PJ, eux, sont de l'autre côté de la route. Parappa dit à PJ « J'ai faim ». PJ répond « Moi, je vais mourir de faim ». Ils se rendent donc ainsi dans un magasin de beignets. Ils mangent à leur faim, puis soudain, un camion de pompiers passe devant la fenêtre, tandis qu'un personnage à bord hurle « Au feu !» Ainsi, ils sortent du magasin tous les deux avec de la nourriture. Mais ils n'ont plus d'argent pour le reste de leur vie. What? Comment vont-ils gagner de l'argent ? Les deux personnages essayent de trouver un moyen. Et en pleine contemplation silencieuse, Parappa lève la tête et s'exclame « Ah, I know, I gotta believe !» C'est ainsi que commence la phase de jeu. Pendant la grande célébration de Lamy, ils mettent en place une sorte de stand de vide-grenier. Ainsi, si vous regardez bien, vous verrez qu'ils vendent des t-shirts sur lesquels on peut y lire « Set me on fire ». Et c'est un commerce qui profite de la situation. Quelle histoire! Cependant, la quantité de données pour les cinématiques était trop importante pour être incluse dans le CD. Beaucoup de passages mettant en scène Parappa ont été coupés, et nous avons dû donc renoncer à entremêler son histoire avec celle de Lamy. Ça aurait pas été trop cool de voir les arcs de Lamy et Parappa se dérouler simultanément sans qu'on le sache? Parappa et Lamy étaient donc destinés, à la base, de se rencontrer dans le scénario principal. Mais quand on réfléchit à tout ça, ça amène à la triste réalité. C'est donc à cause d'un problème de place sur le support CD que Parappa n'a pas eu droit à ses propres stages originaux dans Jammer Lemmy. À la place, il a été réduit à rapper sur des remixes de chansons déjà existantes. Mais c'était bel et bien prévu que Parappa ait ses propres chansons, ce qui est vraiment dommage. Après, c'est techniquement possible pour eux de faire de nouveaux niveaux et de nouvelles cutscenes, mais ça aurait demandé de développer le jeu sur 2 CD au lieu d'un, ce qui, dans les faits, double la capacité de stockage, mais cela aurait coûté beaucoup plus cher pour Nanaonsha. Et donc, ce manque de stockage sur le CD, ça explique pourquoi les cinématiques de Parappa et les cinématiques en post-game, qui sont considérées comme négligeables et subalternes, possèdent un framerate aussi bas, soit du 8 images par seconde. C'est pour économiser de la place sur le disque. Ceci étant dit, il existe peut-être dans les archives de Nanaonsha cette fameuse cinématique de Parappa et PJ qui vont dans un magasin de beignets. Ça, l'avenir nous le dira. Comme vous le savez, il existe 4 CD qui sont sortis en 99, contenant les musiques nous venant tout droit de Jammer Lemmy. Elles sont souvent déclinées, comme avec Ice Cream, mais en général, les paroles restent les mêmes. Ceci étant dit, il y a une chanson en particulier qui a suivi un traitement très étrange lors de son exportation sur les CD du jeu. Cette chanson, c'est la chanson du stage 5, Power Off, Power On. Commençons par le jeu. Lors du refrain de cette chanson, les paroles, c'est ça. Ça, c'est la version présente dans le jeu, et donc elle est restée inchangée dans le CD de l'OST du jeu. Mais ensuite, on a la version du single de Got to Move, où le refrain, cette fois-ci, sonne comme ça. Et en addition, dans la version de Make It Sweet, c'est la même chose que la version du single, mais avec la voix de Cathy Cat par-dessus.
Plus précisément, c'est que le premier refrain qui a vu ses paroles changer. Le deuxième possède ainsi les mêmes paroles pour les 3 versions différentes. Pourquoi avoir changé les paroles de cette manière ? Pourquoi ces paroles ne sont pas dans le jeu ? Alors après, moi je suis d'accord, je préfère la version de Make It Sweet et du single, mais alors pourquoi on nous a donné une version exclusive au CD et inconnue pour les joueurs de base ? Le pire, c'est que ce n'est pas le seul morceau à avoir subi ce traitement. Taste of Teriyaki, la musique du stage 6, a subi exactement les mêmes modifications. Et cette fois-ci, c'est seulement sur Make It Sweet qu'on peut entendre en exclusivité une nouvelle performance vocale de la part de la chanteuse par rapport à la version du jeu. Au départ, je ne savais pas vraiment si je pouvais en tirer une conclusion ou une explication à cette étrangeté. Mais en faisant le lien avec l'entrée dont on a parlé précédemment, peut-être qu'il s'agit une fois de plus d'un souci de place sur le disque. Recycler des paroles, les dupliquer pour en faire un même refrain et ainsi économiser de l'espace sur le support, c'est sûrement ça qui a fait que les paroles sont exclusives au disque. Disques qui, eux, n'ont pas à se plier à cette contrainte dérangeante. Donc, ce qu'on entend sur ces CD, ce sont les versions finales et authentiques de ces chansons, celles que Masaya Matsuura avait composées depuis le début. Parappa on Desktop, ou Desuku Topu Jo no Parappa, était une application sortie en 1998 à installer sur son PC à l'aide d'un CD-ROM, qui permettait d'installer des petits fonds d'écran, des écrans de veille, des icônes, des curseurs et un petit Parappa qui se balade sur votre bureau. Le CD venait également avec un petit tapis de souris Parappa et il existait notamment une version avec PG Berry en égérie. Le CD est par la suite ressorti en 2001 pour promouvoir Parappa the Rapper 2 sous le nom de Parappa Desktop Accessories, avec cette fois-ci encore plus de contenu. Et si jamais vous souhaitez profiter des merveilles que ces disques proposent, sachez qu'ils ont été archivés sur archive.org. Alors foncez! Revenons un peu sur les stages abandonnés de Parappa the Rapper, avec cette fois-ci le stage abandonné du premier jeu de la série. Les data miners du jeu se sont rendus compte qu'il existait un dossier dans les fichiers du jeu nommé S4, soit stage 4. Et ce dossier est complètement vide. Ce qui laisse présager un stage supprimé qui aurait probablement eu lieu après que Parappa ait obtenu sa nouvelle voiture à la fin du stage 3. Et à cause de ce dossier vide, chaque stage après l'étape 3 est augmenté d'une unité, ce qui signifie que le stage 4, celui de Chip Chip, est en fait le stage 5 dans le code source du jeu, et ainsi de suite. On n'a donc aucune information concernant ce prétendu stage 4. Eh bien, détrompez-vous. Un dessin conceptuel de Rodney, daté du 12 septembre 1995, fut retrouvé, et il indique que le général Potter, le papa de Sunny Funny, était le professeur du stage 4 abandonné. Il n'apparaît dans le jeu final que dans la scène d'ouverture du stage 6, mais il jouera un rôle beaucoup plus important dans Parappa the Rapper 2. Seul souci, on ne sait pas du tout à quoi aurait ressemblé son stage. Et après un mail envoyé à Rodney Greenblatt, il affirme que lui-même ne s'en souvient pas. Donc pour le coup, là non plus, on n'aura pas plus d'informations sur cette bizarrerie. PG Berry no Mogu Mogu Monya Monya. C'est le nom donné au deuxième animé produit par Fuji TV en août 2016. Oui, vous avez bien entendu, un deuxième animé. En coopération avec Rodney Greenblatt, cet animé était constitué de 26 petits épisodes, d'à peu près 90 secondes en moyenne. Et l'intrigue était plutôt lunaire. Le scénario de la plupart des épisodes, surtout ceux de la saison 1, était que PJ était une sorte de donneur de conseils, aidant les autres à résoudre leurs problèmes pendant leur sommeil. PJ rêvait qu'il était le roi de PJ Land,
tandis que ses conseillers lui demandaient des solutions en cas de problème. Pendant que Parappa travaille à temps partiel au Chop Chop Fruit Café, dirigé par Chop Chop Master Onion. Comme quoi, l'histoire se répète. Et pour ceux qui n'ont pas vu la temporalité dans laquelle l'animé a été produit, tout ce que vous venez de voir ne servait qu'une fois de plus qu'à faire de la promo. Mais cette fois-ci, c'était de la promo pour la fête que Sony avait organisée pour le 20e anniversaire de Parappa, où le remaster du premier jeu est sorti sur PlayStation 4. Ainsi, cette hype-là, elle est passagère tout comme à l'époque, et Fuji TV, vous les connaissez, à cause de leur négligence à la con, cet animé-là a failli être un Lost Media à son tour. En fait non, même pas. Avant août 2018, il manquait une grande quantité d'épisodes que le public n'avait pas archivés, ce qui était suffisant pour le qualifier comme tel. En fait, l'animé avait son propre site web, sur lequel, de temps à autre, il diffusait des épisodes de manière journalière. Mais tous ces sites comme Crunchyroll qui hébergeaient cet animé, après la fin des célébrations des 20 ans de la franchise, c'était ciao. L'animé est passé sous les radars, exactement comme avec l'animé produit par la même chaîne de télévision en 2001. Pourtant, lors de cette même cérémonie, ils fêtaient en même temps les 15 ans de l'animé, ce que je trouve très culotté de leur part. Heureusement, tous les épisodes ont fini par être postés sur YouTube, mais la majorité ne sont pas sous-titrés. Donc, si vous avez le courage, vous pouvez rendre service à la communauté et sous-titrer plus de 35 minutes de contenu. Revenons du côté des sites web éteints de l'univers du petit chien rappeur. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à un site web si peu connu et visité qu'il aurait très bien pu ne jamais être archivé. Il existait en août 99, soit le mois de sortie de Lemmy en Amérique, un mini site flash accessible par les internautes non japonais, contrairement à milkan.com. C'était vraiment un tout petit site web se présentant comme un portfolio, faisant la présentation de l'univers déjanté de Milkan et de Lemmy. Cependant, rien qu'en 2004, le site a été discontinué, et on avait déjà perdu tout le contenu qu'il proposait. Et une fois de plus, à cause de la fermeture de Adobe Flash Player, la maigre quantité de liens archivés sur la Wayback Machine ne suffisait pas, et le site aujourd'hui est complètement cassé et irrécupérable. Tout le monde, moi le premier, avait peu d'espoir que ce site, bien que futile en apparence, sera refonctionnel un jour et qu'on arrivera à le refaire fonctionner afin de l'archiver. C'était sans compter sur SirBiscuit45, un ami à moi que j'apprécie beaucoup, qui, de par un bordel informatique, a réussi à récupérer les fichiers sources de ce site et à le reconstituer, comme à l'époque. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait sur ce fameux site ? Eh ben, rien d'inédit. Il y avait une petite galerie, des descriptions pour les nombreux nouveaux personnages, un schéma nous présentant la nouvelle interface. Ce site sert à initier les gens à ce nouveau jeu aux propriétés bien farfelues. Et même si le site n'a rien de nouveau à nous proposer, ça fait un site Parappa de sauver, comme il en existe beaucoup qui attendent qu'on les sauve. Tout à l'heure, on a parlé de versions alternatives de chansons présentes dans les CD. Des paroles qui changent, de nouveaux instruments, bref, ce sont des changements notifiables et qui ont tous plus ou moins une raison d'exister. Cependant, ici on va parler d'une chanson en particulier. Une chanson qui possède une autre version, dont personne ne comprend l'existence. On va parler du mixage alternatif de Got to Move. Bon, avant toute chose, on va résumer. Got to Move, c'est la dernière chanson du jeu. La chanson du dernier stage qui est vraiment la chanson la plus représentative de tout le jeu, si ce n'est de toute la franchise. Et parmi toutes les versions de cette chanson qui existent, il y a la version du jeu, qui est présente dans le CD de l'OST du jeu, la version du single, qui est exactement la même que la dernière piste de Make It Sweet, qu'on appelle aussi la version Millennium Girl, et enfin la version de Ice Cream. Mais celle-ci, elle est hors concours car elle est chantée par Parappa, tandis que les deux autres sont chantés par Katy Kat.
Il existe donc 2 versions de cette chanson chantée par Katy Cat, pas vrai? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que cette chanson a eu le droit à un clip vidéo? Ce clip, il est dans Jammer Let Me Now, il a été diffusé de nombreuses fois, et la version qu'on entend dans ce clip, c'est la version du single et de Make It Sweet. J'espère que jusqu'ici, je n'ai perdu personne. Cependant, le 9 décembre 2016, l'utilisateur Roro va poster sur YouTube le clip vidéo de Got to Move en Full HD 30 fps. Cette vidéo sera ensuite supprimée puis repostée par l'utilisateur Andrea. Et cette version, c'est la version non compressée par Nanaonsha, qui était diffusée à l'époque. Ce qui est certes vraiment formidable de pouvoir profiter pleinement de tous les détails et de toutes les couleurs de ce clip vraiment éclatant, mais j'ai 2 questions. 2 grandes questions. Déjà, comment est-ce qu'un utilisateur anonyme a pu mettre la main sur une telle archive numérique? Mais surtout, pourquoi la musique est différente? Genre, c'est Got to Move, oui, mais en fait, non. Le mixage de la chanson qu'on peut entendre dans ce clip n'a rien à voir avec les versions qu'on connaît depuis plus de 2 décennies. Ce n'est pas la même batterie, ce n'est pas la même basse, ce n'est pas la même guitare, et le plus flagrant, ce n'est pas la même performance vocale. C'est toujours Michelle Burks qui chante, bien évidemment, mais sa prestation sonne bien différemment. De plus, la balance des instruments a été peaufinée. La guitare de l'ami est beaucoup plus audible, la ligne de basse est plus présente. On a ici clairement affaire à un mixage inédit et pas piqué des hannetons de Got to Move. Une théorie stipule qu'il s'agisse de la première instance de Got to Move qui a été enregistrée. Ce qui pourrait être vrai, mais ça n'explique pas comment Roro a pu mettre la main dessus. Malheureusement pour nous, ce dernier est injoignable. Dommage. J'aurais vraiment aimé avoir le fin mot de l'histoire. Hey, hey, hey! What am I seeing here? You've crossed the whole iceberg! That is pure determination! Such bravery is going to make me cry! So, are you ready for the final chapter of this adventure? The abyss of the iceberg? Let's go! Language Learning and Technology, ou le LLT, c'est le nom donné à une revue de lecture destinée aux chercheurs et éducateurs en L2 qui s'intéressent au rôle de la technologie dans l'apprentissage et de l'enseignement des langues vivantes. C'est une énorme compilation d'études portées sur le numérique et en quoi son utilisation peut se montrer bénéfique pour les étudiants en langue. Le journal de LLT est publié en ligne depuis 1997 par le Centre national de ressources en langues étrangères, ou le NFLRC, de l'université d'Hawaï à Manoa. Il continue encore aujourd'hui à être productif et à ce jour, il comptabilise 28 volumes portant sur des études complexes et alambiquées de la part de chercheurs aguerris et dévoués qui nous viennent de tout autour du globe. Mais c'est quoi le rapport avec Parapaz the Rapper tout ça ? Eh bien, il y a un chapitre qui va beaucoup nous intéresser dans notre cas. C'est l'étude numéro 2 du volume 14 sorti en juin 2010, sobrement nommé « L'effet de l'interactivité d'un jeu vidéo musical sur la mémorisation du vocabulaire en langue secondaire ». Il s'agit donc d'un article retraçant les principes d'une étude rondement menée par Jonathan D. Hahn de l'université de Shizuoka, William Michael Reed de l'université de New York et de Radford, et enfin Katsuko Kuwada de l'université de Tohoku. Et voici ce qu'on peut retrouver dans la préface de ce document. Les jeux vidéo sont des sources potentielles d'apprentissage d'une seconde langue. Cependant, la caractéristique fondamentale du média, l'interactivité, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi en termes d'effet sur les résultats de l'apprentissage. Cette étude expérimentale a cherché à déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, l'interactivité des jeux vidéo aiderait ou entraverait la mémorisation et le rappel du vocabulaire d'une seconde langue.
Et là, vous voyez très certainement où est-ce que je veux en venir. Oui, c'est sur Parappa the Rapper 2 que les chercheurs iront tester leurs étudiants. Parappa the Rapper 2 a été utilisé en raison de sa langue anglaise authentique, de son langage sonore et textuel présenté simultanément et de ses éléments prototypiques de jeu de rythme. Le gameplay exige que les joueurs suivent un rythme musical. Donc, voici comment ils s'y sont pris. 80 étudiants japonais de premier cycle, sélectionnés au hasard, ont été jumelés sur la base de compétences similaires en anglais et en matière de jeux vidéo. L'un des sujets a joué à un jeu vidéo musical en anglais pendant 20 minutes, tandis que le sujet jumelé regardait le jeu simultanément sur un autre moniteur. Après la partie, un test de rappel de vocabulaire, une mesure de la charge cognitive, un questionnaire sur l'expérience et un test de rappel de vocabulaire différé de 2 semaines ont été administrés. Dans leurs documents, ils ont glissé de nombreux diagrammes pour faire en sorte que leur plan soit bien compréhensible pour tout le monde. L'idée, c'était de voir si l'interactivité avec un jeu vidéo, ici Parappa the Rapper 2, iront renforcer leur mémoire, que ce soit sonore ou visuel, pour retenir du vocabulaire étranger à leur répertoire. Et voici les résultats de l'étude. Les résultats ont été analysés à l'aide de tests d'échantillons appariés et de diverses analyses de variance. Les joueurs et les spectateurs du jeu vidéo se sont souvenus du vocabulaire du jeu, mais les joueurs se sont souvenus de beaucoup moins de vocabulaire que les spectateurs. Cela semble résulter de la charge cognitive supplémentaire induite par l'interactivité du jeu. Les joueurs ont perçu le jeu et son langage comme étant significativement plus difficiles que les spectateurs. Les joueurs avaient également indiqué qu'ils avaient du mal à s'occuper simultanément du jeu et du vocabulaire. Et tant les joueurs que les spectateurs ont oublié des quantités significatives de vocabulaire au cours de l'étude. Ainsi, on peut donc en tirer une conclusion assez lunaire. Parappa the Rapper 2 a été utilisé comme un outil d'apprentissage pour enseigner l'anglais à des étudiants. D'autant plus que le fameux test pour voir si les élèves se souvenaient bien du vocabulaire enseigné, c'est un texte à trous. Mais pas n'importe quel texte à trous, c'est tout simplement les paroles du premier stage de Parappa the Rapper 2. On peut donc affirmer que Parappa a contribué à la croissance du niveau linguistique de 80 étudiants. Et ce, de manière brevetée et officielle. Vous souvenez-vous du moment où j'ai mentionné le magazine Jugemu, plus précisément l'édition de juin 1999 ? Eh bien, il y a une autre chose très spéciale et unique dans cette édition. Juste après les pages couvrant l'interview inédite de Masaya Matsuura, celle où on a pu apercevoir les fameuses peluches ultra rares, juste derrière cette page se trouve une planche de BD Doomjammer Lemmy. Oui, une BD Doomjammer Lemmy, qui n'a pas été dessinée par Rodney Greenblatt. C'est une exclusivité pour ce magazine et je trouve ça vraiment chouette. Cependant, on a vraiment une très maigre quantité d'informations la concernant, car de 1, le magazine n'a malheureusement pas été scanné ou archivé, contrairement aux autres éditions de Jugemu qu'on peut retrouver sur Web Archive, et en addition, la BD n'a pas été traduite. Et cerise sur le gâteau, l'image que vous voyez actuellement, non seulement il s'agit du seul enregistrement de cette page de la BD, mais de plus, elle nous provenait d'un compte Twitter nommé Bogus Beetle. Et oui, elle nous provenait, car Bogus Beetle a supprimé son compte depuis, et la publication originale de cette photo a disparu sur internet. Donc si je n'avais pas sauvegardé cette image à temps, il n'existerait plus aucune trace de cette BD sur les réseaux. Tout ce qui nous reste, c'est cette image de mauvaise qualité où c'est difficile de déchiffrer ce qui y est écrit. Et ça demanderait de trouver un exemplaire de ce magazine et de le scanner, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Comme quoi, c'est révélateur d'un réflexe que tout le monde devrait avoir sur internet. Sauvegardez. Sauvegardez toutes les œuvres que vous pouvez, car nous sommes jamais à l'abri qu'un quelconque incident fasse disparaître à jamais les productions que vous aimez. On va désormais aborder une théorie un peu tirée par les cheveux, mais qui, je pense, a sa place dans l'iceberg. Colonel Noodles, c'est l'antagoniste principal de Parappa the Rapper 2. Son but, faire en sorte que toutes les nourritures du monde soient remplacées par son plat préféré, les nouilles. Ainsi, dès son plus jeune âge, il détestait son père, le Beard Burger Master, qui ne lui donnait que des burgers à manger, matin, midi et soir. Tous ses amis le détestaient pour cette raison. C'est pour cela qu'il cherche sa vengeance.
Mais comment allez-vous réagir si je vous disais que sa vengeance l'a amené à faire quelque chose de bien plus sombre? On le sait très bien, le Beard Burger Master est décédé. Dans son stage, on rappe avec son fantôme. Et avec ce détail, une poignée de gens affirment avec certitude que le colonel Noodles a tué son père. Lorsqu'il a pris du pouvoir avec ses larbins, il en a profité pour l'exécuter et pouvoir dominer le monde. Amenée de cette manière, on penserait que cette théorie est totalement infondée. Nonobstant, elle peut éventuellement se montrer crédible. Et ce, grâce à un petit détail. Il s'agit d'une illustration d'un certain Kanpei Kaneko, qu'on peut retrouver dans le guide de Parapaz the Rapper 2. La voici. Moi le premier, j'ai été perplexe face à cette œuvre. On y voit Colonel Noodles et ses acolytes célébrer la mort du Beard Burger Master. C'est vraiment très étrange. On rappelle qu'il s'agit de son père et qu'il n'a pas vraiment l'air si déprimé que sa figure paternelle ne fasse plus partie de ce monde. Peu importe l'issue de cette spéculation, ça reste très malsain dans tous les cas. Et venant d'un jeu aussi enfantin que Parapaz the Rapper 2, je suis le premier perturbé. Bon, je vous ai menti sur un point. Il y a une chose que je ne vous ai pas précisée au sujet des 4 CD produits pour la sortie de Umjamer Lemmy. Cette chose, c'est qu'en réalité, il n'y a pas eu 4 mais 5 CD qui ont existé. Avec les éléments contextuels présentés lors de cet iceberg, on peut placer dans l'ordre de sortie le single de Got to Move, l'album Make It Sweet, Ice Cream et enfin l'OST de Umjamer Lemmy. Et bien à présent, je vais en rajouter un autre entre ces deux-là. Cet album n'est pas un produit inédit dans son contenu, mais plutôt dans son support. Je veux parler du mini-disque de Make It Sweet. Le mini-disque aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu assez obsolète. Il s'agissait d'un support magnéto-optique d'enregistrement et de reproduction numérique développé en 1986 par Sony et lancé en 1992 par la même marque. En Occident, le format a un peu floppé. Les gens préféraient garder leur Walkman cassette et CD, puis les lecteurs MP3 allaient bientôt pointer le bout de leur nez. Par contre, au Japon, le mini-disque fut un véritable succès. Mais tout de même, vu l'échec de ce format en Occident, Sony annoncera en 2013 l'arrêt total de la production des mini-disques et de ses lecteurs. Donc le mini-disque, c'est quelque chose d'assez révolu. Un support audio anecdotique sorti entre la fin du XXe et le début du XXIe siècle. Mais comme je l'ai dit, au Japon, le mini-disque c'était très à la mode. Et donc, c'était une évidence qu'il fallait qu'un mini-disque qui mettait en scène Milkan existe tôt ou tard. C'est donc encore une fois grâce au label Vorn qu'un mini-disque de Make It Sweet fut produit en 1999, avec exactement les mêmes titres que la version CD sortie le 19 juin 1999. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est surtout parce que ce mini-disque est certainement le support audio le plus inaccessible qui existe autour de Parappa. Encore plus que le single en fait. Le seul endroit où il a été référencé sur internet, et également l'endroit où j'ai appris de son existence, c'est sur Discogs. Page Discogs qui contient la tracklist de tous les artworks scannés, et également le nombre de personnes qui l'ont en collection. Une seule personne l'a en sa possession, et c'est la même personne qui a créé cette page Discogs. Et cette personne, c'est un certain FM001. Curieux de connaître l'histoire de cette bizarrerie, je lui ai donc envoyé un message. Salut, j'étais curieux à propos de ce que vous avez dans votre collection et de ce que vous avez référencé sur Discogs, le mini-disque Milkan Make It Sweet. Je n'ai jamais vu ce mini-disque auparavant, il n'y a pas une seule image de ce CD sur internet et je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. Où l'avez-vous eu? Depuis quand? Et si possible, pouvez-vous m'envoyer des photos? Il a vraiment une belle tête et il doit être archivé d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. J'ai donc envoyé mon message et le 17 novembre 2024, j'ai eu une réponse. Le mini-disque a été commercialisé en quantité limitée avant la sortie initiale du CD. Mon mini-disque a été acheté il y a des années sur un site d'importation japonais en ligne. Les tentatives de numérisation du contenu du disque à l'aide de la technologie NetMD ont à chaque fois donné lieu à des dysfonctionnements. Cependant, le contenu du mini-disque et du CD est exactement le même. Il y a quelques années, le Rodney Shop de New York vendait des stocks restants du mini-disque. La meilleure option aujourd'hui est d'utiliser des sites web tels que Bailly et de chercher dans les résultats de Yahoo Auctions et Mercari.
Il y a des choses intéressantes à noter ici. Déjà, le mini-disque de Make It Sweet fut le seul et unique des 5 CD de Jammer Lemmy à avoir été disponible aux États-Unis. Et ce, bien après la sortie initiale du produit. Et si ce qui est écrit dans ce message est vrai, cela veut dire que les mini-disques restants ont été remis à la vente entre 2017 et 2020, soit pendant les 3 ans d'ouverture du Rodney Shop de New York. Et c'est une prouesse que seul ce mini-disque a su accomplir. Parlons une dernière fois de Jammer Lemmy Now. Et j'ai attendu avec impatience de vous parler de ce sujet, que je trouve fabuleux. Tout commence avec un article écrit le 17 janvier 2000 sur le site maintenant éteint SoftBank Game News. Namco mène actuellement une campagne intitulée Arcade Lemmy Campaign pour ce jeu d'action et de rythme Jammer Lemmy Now. Cette campagne offre des produits de première qualité grâce à un partenariat entre 114 salles d'arcade gérées directement par Namco, 75 salles d'arcade Kiddyland et 20 salles mixtes. Remplissez les informations requises sur les dépliants de candidature disponibles dans les magasins Kiddyland dans tout le pays et déposez-les dans les boîtes de candidature des magasins gérés directement par Namco où la campagne se déroule et vous participerez à un tirage au sort pour gagner l'un des 3 prix suivants. Une carte postale Jammer Lemmy Now, un tambourin à l'effigie de Milkan et le premier prix, une Jammer Lemmy Now Super Premiere Glowing Guitar and Table Controller qui peut être gagnée par carte postale ou par internet. La date limite pour ces 3 cadeaux est le 31 janvier. Pour plus d'informations sur les modalités de participation et les lieux où se déroule la campagne, veuillez consulter le site web du concours Jammer Lemmy Now. Un concours Jammer Lemmy Now pour gagner une véritable Guitar in Table et d'autres produits dérivés de la borne d'arcade. C'est juste incroyable, tellement incroyable que le concours a eu droit à son propre site web, comme nous le précise l'article. Allons y jeter un coup d'œil. Venez à la boutique de Namco pour une super chance d'obtenir la marchandise Jammer Lemmy Now. Il y aura des autocollants Kyo Tycoon originaux pour les 5000 premiers arrivants. L'un des heureux gagnants remportera une manette de guitare lumineuse Jammer Lemmy Now. Période de participation du 27 décembre jusqu'à ce que tous les bulletins de participation soient épuisés. Ok, donc ça c'est vraiment fou. Quelqu'un dans le monde a participé à ce concours et a gagné quelque chose d'absolument unique. Une Guitar and Table portable. C'est pas génial? Par contre, impossible de savoir qui a gagné le premier prix, pas vrai? Eh bien, détrompez-vous. Les résultats du concours ont été inclus dans le site. Et c'est une certaine Yumeko Ishikawa, provenant de Tama City à Tokyo, qui a remporté ce bijou. Vraiment cool, non? Ce qui est encore plus cool, c'est quand, après avoir passé des mois entiers à fouiller de fond en comble des scans de magazines de gaming datant du début des années 2000 entre le 15 décembre et le 31 février, on tombe sur cet article qui génère une aura bien nostalgique. Qui a fini par gagner le concours Jammer Lemmy Now? La cérémonie de remise de cet objet rare, indispensable aux fans, a eu lieu le dimanche 23 avril au Rodney Character Club et à l'exposition Post Office à Shibuya Parco. À l'issue d'un tirage au sort, la guitare a été remportée par Madame Yumeko Ishikawa, qui vit à Tokyo. Elle nous dira « Je suis très heureuse car je suis une fan de Rodney, je la garderai précieusement pour toujours ». L'exposition de Rodney Greenblatt, qui a conçu L'Ami et ses amis, se tiendra également au Parco de Nagoya, au cours de l'été. Si vous habitez dans les environs, n'hésitez pas à aller voir tous ces personnages. Les images parlent d'elles-mêmes. Mettez-vous à la place de Yumeko, entourée de Parappa, PJ, L'Ami, avec un objet inestimable entre les mains. Une manette Guitar and Table qu'on peut brancher sur sa PlayStation. Je me serais réjoui de la contacter pour savoir si elle l'a toujours en sa possession, mais je n'ai pas envie de me montrer trop intrusif. J'espère simplement qu'elle se porte bien et qu'elle prend soin de cette pièce de collection unique au monde. Jammer Lemmy, je vous le rappelle une énième fois, ça raconte la folle aventure que l'ami vit lorsqu'elle se réveille affolée et en retard pour son concert avec son groupe de musique. Et son retard, il est de combien de temps ? There's only 15 more minutes until the show. Gulp. 15 minutes.
15 minutes pour partir de chez elle et rejoindre ses copines. Néanmoins, cela ne l'empêchera pas de vivre, pendant ce laps de temps, une farandole d'événements improbables et précaires. Mais malgré tout ça, au dénouement de ses péripéties, elle finira par rejoindre ses amis et mettre la scène en feu. Comment est-ce faisable pour elle d'accomplir tout ce merdier sans nom en seulement un quart d'heure? C'est juste impossible, pas vrai? Eh bien, comment réagirez-vous si je vous disais que cela fait parfaitement sens et que tout était sous nos yeux depuis le début? Regardons d'abord cet extrait où elle se réveille. Déjà, à la vue du poster derrière elle, poster qui annonce justement ce fameux concert, on peut noter qu'il se déroule à 6 post-méridiem, c'est-à-dire 18h. Ensuite, il y a un plan sur son réveil. On voit très bien ici que les 2 aiguilles de l'horloge font la même longueur. Ainsi, cela signifie que l'ami a programmé son réveil soit à 17h45, soit à 9h30. Si on extrapole la position des aiguilles et à en juger à la couleur du ciel lors de cette cinématique, les 2 horaires sont plausibles. Mais vu qu'il lui reste 15 minutes avant son concert qui va se dérouler à 18h, on peut dire avec certitude qu'elle l'a mis à sonner à 17h45. Jusqu'ici c'est parfaitement logique, mais pourquoi aurait-elle mis son réveil à une heure aussi tardive juste avant son concert? Elle voulait volontairement se mettre dans la mouise? Ça, on y reviendra. Ensuite, quelque chose d'important à noter, c'est que la montre de l'ami, c'est un accessoire vraiment bien pensé pour son personnage, qui est toujours en retard et pressé. Ça établit une belle oxymore. Cependant, sur ce plan, on peut voir que, tout comme son réveil, les 2 aiguilles de sa montre sont de longueur équivalente. Mais c'est un détail sans importance, pas vrai? Eh bien, pas du tout. La cinématique que vous voyez actuellement, c'est la cinématique entre le stage 4 et le stage 5. Cinématique où l'ami se rend compte qu'elle a oublié sa guitare dans l'avion. Donc, elle file chez Paul Chuck pour essayer d'en gratter une pour 3 francs 6 sous. Mais juste pour être sûr qu'elle ne l'a pas sur elle, elle vide toutes ses poches remplies d'une montagne de babioles. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ses poches? Son réveil. Et quelle heure est-il? 16h ou minuit 20? Mais il ne peut pas être minuit 20, il ne fait pas nuit noire. Donc il est 16h. 16h? L'ami a mis son réveil à sonner pour 9h30, pas pour 17h45. Mais vu que les aiguilles sont de tailles égales, elle a pensé qu'il était 17h45 et que son concert allait se dérouler dans 15 minutes, alors qu'elle avait encore 8h30 devant elle. L'ami n'a jamais été en retard. Bon, on va se calmer. Il est possible que tout cela ne s'agisse que d'un concours de circonstances assez dingue. Mais tout de même, il est très probable que ces détails cachés soient volontaires de la part des scénaristes. Et que ça nous montre le véritable enjeu du scénario. Le fait que l'ami ne soit que tête en l'air et qu'elle fut tellement étourdie qu'elle a mal lu l'heure sur son réveil. Donc, avec du recul, ça rend le jeu encore plus drôle. La voir se presser pour rien pendant ces prétendues 15 minutes, et compte tenu de la direction artistique du jeu, je trouve que c'est du pur génie. Allez, il est temps de s'attaquer à la dernière entrée de l'iceberg. Il y a bien une raison pour laquelle j'ai mis ce sujet tout au fond de l'iceberg. Ce n'est que mon point de vue, mais pour moi, c'est le plus grand mystère ésotérique de toute la franchise. Une énigme à laquelle j'ai été, malgré moi, le catalyseur principal. Depuis août 2023, je suis le propriétaire d'un compte Instagram nommé Parappa the Collector, sur lequel je montre toutes sortes de pièces de collection de la franchise, des showcases de jouets, de CD, et également des mèmes en tout genre. C'était une initiative de ma part afin de prêcher la bonne parole, et de faire découvrir à des gens cette franchise injustement oubliée. Et sans m'y attendre, ce compte, avec comme intérêt principal Parappa, est devenu le plus suivi de la plateforme. Alors vraiment, n'y voyez aucune vantardise. Mais le fait est, beaucoup d'internautes viennent me contacter régulièrement au sujet de la franchise, afin de me poser des questions en tout genre, questions dont, en général, j'ai la réponse. Mais le 5 septembre 2023 à 17h11, un utilisateur du nom de Luke Matusa ira m'envoyer un message privé, sans se douter une seconde qu'il venait d'initier la plus grande enquête de ma vie. Bonjour,
j'ai vu ton compte et je me demandais si tu savais quelque chose à propos de cette copie spéciale de la version japonaise de Lemmy que j'ai reçue. Je n'arrive pas à trouver quelque chose à ce sujet en ligne. Bien sûr, montre-la-moi. Comme vous pouvez le voir, c'est très attrayant. On y voit le titre japonais de Lemmy et juste en dessous, 3 bouteilles en verre avec un bouchon rose contenant du lait posé sur de la pelouse. Bouteilles qui sont toutes les 3 étiquetées à l'effigie des 3 membres du groupe. Et moi directement, il y a quelque chose qui m'a rendu perplexe. Le logo PlayStation. Qu'est-ce que c'est que ce logo tout bizarre ? Il n'a rien à voir avec l'original. Ainsi, voilà la conclusion hâtive que j'ai pu lui proposer. À en juger au look du logo PlayStation et de l'aspect du boîtier, il s'agit probablement d'une fausse copie. Ce qui peut expliquer pourquoi tu ne trouves rien à ce sujet en ligne. Il est vrai que les jeux PlayStation ont été sujets à de nombreuses contrefaçons, et faute de ne pas utiliser le logo officiel, les auteurs conçoivent leur propre logo. Ainsi, ils me montrent toutes les facettes de la boîte. Et ils me montrent également le CD du jeu, qui lui est exactement le même que le CD de la version japonaise. Même chose pour son contenu. Après un test de la part de Luke sur sa PlayStation, le jeu est inchangé et possède exactement les mêmes données qu'un CD original japonais. Ceci étant dit, chacune des parties de ce boîtier sont originales. Rien ne correspond à la version japonaise sortie en 1999. Analysons donc en profondeur ce qu'il y a d'important à noter dessus. Commençons par la face de la boîte. Une chose qui a titillé ma curiosité, c'est le fait que les dessins des personnages sont originaux. Ils ne proviennent pas d'artwork existants. Donc, quelqu'un a dû les dessiner soi-même, pour en faire des étiquettes et les coller sur ses bouteilles. Et bien sûr, il y a ce logo étrange, qui reprend les couleurs du logo original de PlayStation, mais qui en change totalement la forme, avec également ce petit texte juste en dessous. Ce texte japonais qui veut tout simplement dire PlayStation. Pour le dos de l'illustration principale, on a cette image. Ce sont des capsules de bouteilles de lait éparpillées sur de l'herbe. Et on peut voir que ces capsules rouges et blanches sont estampillées Milkan, avec leur logo juste ici. Puis, le tour des capsules est arboré par un texte désignant le jeu et les membres du groupe. Lemmy, Cathy au chant et à la basse, Lamy à la guitare et Masan à la batterie. Ici, c'est un mot en mandarin qui se prononce Royinlao, soit boisson lactée, et juste ici, c'est le mot japonais Mirukukan, soit Milkan. Cette écriture accompagne donc le texte curviligne qu'on a vu un instant. Il y a une bonne vingtaine de ces capsules sur le sol, et chacune d'entre elles ont un numéro tamponné dessus. Passons aux tranches de la boîte. La tranche gauche arbore le titre du jeu en japonais, et la tranche droite, le titre du jeu en anglais. Cependant, la police d'écriture du jeu écrit en anglais est bien plus étirée que celle utilisée sur une version officielle. Et de plus, là où habituellement le haut de la tranche est couvert par un rectangle noir avec le texte blanc PlayStation écrit dessus, ici on a la même chose, mais cette fois-ci écrit en japonais, avec la même police qu'on retrouve sur ce fameux logo bizarre qu'on a vu sur la face de la boîte. Pour l'insert du CD, c'est simple, on retrouve le logo de Lemmy en grand sur un fond noir, avec sur le côté un texte en anglais où il y est écrit « Leave everything to Lamy as far as you have a guitar in mind », qui est une phrase qui détourne les 2 slogans phares du jeu, « Leave it to Lamy » et « My guitar is in my mind ». Finissons avec l'arrière de la boîte. Ici, on y retrouve en illustration centrale une de ces bouteilles de lait customisées, mais cette fois-ci vide, arborant une étiquette à l'effigie de Chop Chop Master Onion. La bouteille est posée sur ce qui semble être une table en bois en plein air, et une de ces capsules de lait rouge et blanche se trouve juste à côté du bouchon de la bouteille. Au-dessus de cette bouteille, une bulle de dialogue contenant la réplique de Chop Chop Master Onion. Dojo, Casino, it's all in the mind. Et en parallèle de tout ça, il y a les informations générales qu'il y a sur tous les autres jeux PlayStation japonais. Les conditions d'utilisation, les copyrights, le code barre, etc. C'est vraiment les mêmes inscriptions que l'on peut retrouver sur la version japonaise. Cependant, il y a quelques nuances. À la place du logo PlayStation copyrighté, il y a le logo original qu'on a vu. Les pictogrammes de conditions d'utilisation sont différents, et le logo Compact Disc est un logo qui, encore une fois, n'existe nulle part ailleurs à part sur la boîte de ce jeu. Et pour finir, le point final de toutes ces analyses en profondeur, le point le plus important de tous,
La couverture, l'arrière de cette dernière, les deux tranches et le dos de la boîte possèdent quelque part une inscription particulière. Cette inscription, c'est un certain numéro de série. SCPS 18011+. Cette série de chiffres et de lettres, c'est grosso modo la plaque d'immatriculation du jeu. SCPS veut dire Sony Computer PlayStation et il est suivi d'un numéro. Tous les jeux PlayStation en possèdent un. Et cette série de caractères sert à Sony pour référencer les jeux dans leur base de données. Comme par exemple celui de Parappa the Rapper 1, c'est SCPS 18002. Donc le SCPS de ce jeu, c'est 18011+. Et c'est quoi le SCPS du jeu original ? 18011. D'accord. Là, ça devient captivant. Ainsi, cette affaire s'est suivie par des kilos et des kilos de discussions avec Luke sur Instagram et Discord. On venait tous les deux de se rendre compte à quel point ce qu'il avait en sa possession était d'une grande valeur. Je lui ai ainsi demandé plus de détails sur comment il l'a obtenu. Il m'a expliqué qu'il l'a acheté dans le Book Off de Tokyo, plus précisément celui de la sortie ouest de la gare de Shinjuku en juin 2023. Book Off, c'est une chaîne de magasins à la revente comme Cash Express ou Cash Converters, qui vend de tout, des meubles, des vêtements, des livres, des CD, des DVD, des peluches, des jouets et bien sûr, des jeux vidéo. Après cela, j'ai eu une idée. Je lui ai demandé s'il pouvait sortir l'illustration principale de son compartiment, pour voir si la texture du papier semblait fausse et de mauvaise qualité. Et il m'a répondu que oui, cela semblait bien moins qualitatif que la texture du papier imprimé de jeux PlayStation officiels. Et en plus de cela, il a remarqué quelque chose d'étrange au dos du papier. On y voit les inscriptions Epson Photo Paper, ce qui signifie que les illustrations ont été imprimées avec les moyens du bord sur du papier photo Epson. Et après avoir scanné ces papiers, c'est encore plus flagrant. Cet élément pourrait éventuellement démontrer deux issues possibles pour cette histoire. Soit il s'agit d'une contrefaçon, soit il s'agit peut-être d'un design fait par un fan. Mais il y a une chose qui va totalement en défaveur de la théorie de la contrefaçon. C'est que le CD possède l'immatriculation SCPS 18011 et non SCPS 18011+. Quelqu'un avait donc le CD original et l'a placé dans cette boîte. Et même si les faux logos PlayStation et Compact Disc sont des vecteurs qui mènent vers une conclusion démontrant que c'est bel et bien une contrefaçon, pourquoi le disque est authentique ? Ça ne peut pas être une contrefaçon. Mais peu importe la véritable origine de cette boîte de jeu, le fait est, il y a une quantité phénoménale d'efforts qui ont été amenés à la conception de ces illustrations. Vous allez me faire croire que quelqu'un a pris le temps de concevoir des bouteilles de lait avec des autocollants et des capsules personnalisées à l'image des personnages du jeu, à les produire à la chaîne, à les prendre en photo dans un joli décor, à se procurer des assets et des logos du jeu de haute qualité que seul Nanaonsha a en sa possession, à réinscrire toutes les conditions d'utilisation de jeux PlayStation à l'arrière, à concevoir un autre logo PlayStation et un autre logo Compact Disc, et que tout cela ne s'agisse que d'une contrefaçon faite par une personne malhonnête ? Les suppositions de Luke et moi sont unanimes. On ressent beaucoup trop le style de Nanaonsha à travers ses photos et ses textes. Jamais un bootleg ira mettre autant d'efforts pour produire une chose pareille. J'avais besoin d'aide pour retrouver la personne qui a fait ça. Et pour ce faire, j'ai dû utiliser la manière forte. Comme pour les On the Hunt de Lost Media, j'ai pensé que c'était une bonne idée de concevoir un avis de recherche sous forme d'un flyer virtuel à partager sur Internet. Il y a les informations générales et majeures à savoir sur SCPS 18011+, et il y a également une traduction japonaise au cas où un natif reconnaîtrait le jeu. Directement, des personnes sont venues dans mes messages privés me donner leur théorie, notamment un certain Offscreen Gaming, qui m'a donné son ressenti sur cette histoire et qui m'a expliqué en quoi, selon lui, il s'agisse d'une contrefaçon. Bonjour, après avoir lu ton récent message à la recherche d'informations sur la version SCPS 18011+ de Gamer, je peux affirmer en toute confiance qu'il s'agit d'un bootleg. Permets-moi de commencer mon explication en disant que je suis un administrateur actif d'une base de données de jeux vidéo dans laquelle j'ai soumis des milliers d'entrées pour des articles japonais PlayStation.
Après avoir vu des gros plans de l'objet sur Reddit, ce qui saute aux yeux, c'est le logo PlayStation personnalisé sur l'insert avant et arrière. De même, les descripteurs de jeu au bas de l'insert arrière sont personnalisés. Ces deux détails ont toujours été officiels. À cet égard, la face arrière semble présenter des caractères beaucoup plus grands. Un autre détail important est que sur plus de 4650 articles japonais PlayStation avec lesquels j'ai interagi, je n'ai jamais rencontré de modificateur plus. Et puis, de l'autre côté du spectre, certaines personnes sont d'un autre avis. Je pense qu'il s'agissait d'une maquette pour que Sony l'approuve ou qu'elle soit interne aux développeurs de l'époque. Il faut aussi noter que les bootlegs ont tendance à utiliser des assets préexistants et des versions de mauvaise qualité d'art provenant de sources officielles. Mais encore une fois, toutes les images sur la boîte ont l'air uniques. Bien que les théories que les gens me relayaient semblaient pertinentes, le problème reste le même. On ne sait pas qui a fait cette boîte, quand elle a été faite, comment ou surtout pourquoi elle a été faite. À partir de ce moment-là, je n'avais plus trop le choix. Il fallait que je contacte soit Rodney Greenblatt, soit Nana Onsha. J'ai donc décidé de contacter Rodney. Bonjour Rodney, je voulais te contacter au sujet d'une version très étrange d'un jeu que tu as conçu il y a plus de 20 ans. Jammer Lemmy. Il y a un mois, des gens ont trouvé une version inédite de Jammer Lemmy, avec le label SCPS 18011+. Elle n'a été archivée ou documentée nulle part sur internet. Vous pouvez voir à quoi elle ressemble avec les images que je vous ai envoyées, mais comme vous pouvez le constater, elle est très spéciale. Certains pensent qu'il s'agit d'une copie du jeu ou peut-être d'un prototype de la pochette. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure chose à faire est de vous contacter pour voir si vous avez des informations à ce sujet, car personne ne sait d'où elle vient. C'est donc dans l'attente d'une réponse concluante que j'envoie ce mail le 18 septembre 2023 à 15h54. Et le lendemain, j'ai obtenu une réponse de sa part. La voici. Cher Jules, je n'ai jamais vu ça auparavant. À mon avis, il s'agit d'un design fait main. Merci d'être un fan, vous faites vivre l'ami. Même si ce n'était pas vraiment la réponse à laquelle je m'attendais, ce n'était pas avec un goût amer que j'ai lu ce mail. Cela m'a vraiment fait plaisir qu'il m'ait répondu, mais peut-être qu'après tout, ce n'était pas la bonne personne à contacter. Rodney habitait encore aux États-Unis en 1999, donc c'est tout à fait possible qu'il ne fût pas mis au courant de la conception de cette version d'Homejammer Lemmy. Ainsi, il fallait que je retente ma chance et que j'envoie un mail à Nana Onsha. J'ai donc envoyé un mail à Masaya Matsuura, le même que j'ai envoyé à Rodney, et après un mois d'attente, il m'a répondu. Jules, merci pour votre message et désolé pour la lenteur de notre réponse. D'après les photos de la boîte et du disque, nous avions jamais vu une telle chose auparavant. Merci, Nana Onsha. Retour au point de départ. Ni Nana Onsha ni Rodney n'a d'informations sur cette boîte de jeu, alors que c'était potentiellement la source d'information la plus fiable. À partir de ce moment-là, je ne savais plus vraiment quoi faire. Les pistes ne sont pas assez consistantes pour pouvoir amener à une quelconque réponse satisfaisante. Dans un élan de désespoir, j'ai même essayé d'enrôler 4chan dans la recherche, mais bon, stupide comme je suis, j'ai oublié que 4chan c'était 4chan. Et puis, le 23 septembre 2024, à 21h39, un utilisateur sur Instagram nommé Marv ira me rendre visite dans mes messages privés pour me parler de cette affaire. Et voici ce qu'il m'a dit. It might be a case that the actual book off may have just reprinted their own. And a lot of times when they're missing the covers, they'll make their own hand-drawn ones or they'll mock something up. Je n'y avais jamais pensé, mais dans les magasins à la revente comme Book Off, où les vendeurs reçoivent des jeux d'occasion, cela arrive très souvent que quelqu'un amène un jeu vidéo en loose, c'est-à-dire sans son boîtier ni sa notice. Cela arrive surtout avec les jeux en format cartouche, mais ça peut également arriver avec les CD. Dans le cas échéant, afin de les revendre correctement, soit on les met dans des boîtes vierges, soit le magasin en question décide de créer lui-même les illustrations de la boîte de jeu. En général, les employés réimpriment les artworks originaux des jeux qui ont été pris sur internet, mais parfois, certains font preuve de créativité. Et donc, vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir, et si c'était le Book Off en question qui avait produit ces images ?
Et avec du recul, on se rend compte que c'est la théorie la plus probable. Ça expliquerait partiellement le plus du SCP-S18011+, et puis ça expliquerait surtout pourquoi le disque, lui, est officiel. Quelqu'un voulait vendre son CD original de Homegame Lemmy au Book Off, mais il ne possédait plus la boîte. Le Book Off a tout de même accepté, et quelqu'un s'est chargé de concevoir un boîtier pour le jeu. Et cette personne en a sûrement profité pour exprimer son amour pour ce jeu, ainsi que ses talents artistiques à travers ses photographies, plus que fidèles à la direction artistique du jeu. Et ce qui est bien avec ces spéculations, c'est que là pour le coup, on peut en avoir tout à fait le cœur net. Et pour cela, il n'existe qu'une seule solution. Il fallait s'y rendre en personne. En février 2025, une de mes proches s'est rendue au Japon pendant plus de 2 semaines afin d'y passer des vacances. Et moi de mon côté, j'étais encore la tête plongée dans cette enquête plus que tenace. J'ai donc sauté sur l'occasion. Je lui ai confié une reproduction de la boîte SCP-S18011+, afin de l'amener physiquement au Book Off de Shinjuku. Le but était d'amener ce jeu à l'espace dédié à la revente de jeux vidéo et de poser au personnel ces 2 questions. Est-ce qu'il s'agit bel et bien d'un design fait par le Book Off en question? Et comment est-ce que vous avez fait? Puis, le 19 février, le messager a passé les portes du magasin. Puis, il a posé les questions cruciales à l'avancement de cette enquête. C'est donc avec un très lourd stress que j'attends la réponse du Book Off. Et à 10h57, soit à 18h57 au Japon, elle m'envoie un vocal. Alors du coup, je t'explique un peu ce qu'il m'a dit. Fallait pas s'attendre à grand chose. Ils ne savent pas si ça vient du Book Off qui a été... Enfin, ils savent rien à propos de l'image, à propos du jeu. En tout cas, il m'a dit qu'il sait rien du tout. Enfin, les 2 personnes que j'ai posé la question m'ont dit tous les 2 qu'ils savaient rien. Donc, je suis désolée. Bon, tant pis. Il est vrai que je m'attendais à avoir une réponse plutôt favorable en ce qui concerne l'origine de SCP-S18011+, en demandant directement aux responsables. Mais il semblerait bien que le Book Off de Shinjuku ne fait pas l'inventaire des ventes. Impossible d'en savoir plus. Donc, quelle conclusion on peut essayer d'établir pour toute cette histoire? Une contrefaçon? Un design fait par un fan? Un design préliminaire de la part de Nanaonsha? Une reproduction de la part du Book Off de Shinjuku? En tout cas, le noyau central de ces 4 théories, c'est qu'il y a un effort sincère, authentique et cordial qui a été investi à la création des images décorant cette boîte de CD. Je veux savoir qui l'a fait, comment il l'a fait, et surtout, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Et ce que je trouve beau et profond avec cette affaire, c'est que SCP-S18011+, nous témoigne de cet amour qu'ont les Japonais envers cette franchise. Que cette boîte soit une contrefaçon ou qu'elle soit l'œuvre d'un employé de chez Book Off, la personne qui a conçu ces dessins et pris ces photos aime Parappa the Rapper. Et ça, c'est indéniable. Et c'est d'autant plus touchant si on suppose que tout ça fut conçu lors de cette décennie. C'est un beau message envers chaque membre de n'importe quelle communauté du jeu vidéo. Peu importe si votre jeu est vieux, peu importe s'il est considéré comme has-been, peu importe s'il est dépassé, rien ne vous empêche de continuer à l'apprécier. Rien ne vous empêche de traduire votre passion à travers de petites intentions comme celle-ci. Tout le monde n'est personne pour vous dire quoi aimer. Un jeu vidéo, il ne se finit pas quand vous avez battu le boss final. Il ne se finit pas quand il y a marqué 100% à côté de votre sauvegarde. Il se finit lorsque vous l'oubliez. Et c'est grâce à ce genre d'histoire sans point final que je peux vous garantir que la franchise Parappa the Rapper vivra. Et ce, pour toujours. Quand je vois ce qu'est la franchise Parappa, je ne peux m'empêcher de me projeter plus d'un quart de siècle en arrière, me mettre dans le contexte de l'époque et me rendre compte à quel point le temps passe. Le temps qu'on ne peut pas stopper, qui altère constamment notre vision du monde. Et quand je vois ce qu'il a fait à certaines personnes et certains mouvements, je ne peux que avoir peur sur l'avenir des choses qui me tiennent à cœur.
Est-ce qu'elles parviendront à résister à la dégradation naturelle du temps ? Et pourtant, malgré l'âge et la quantité des choses que cette franchise a sorties au cours de sa vie, pratiquement tout nous est disponible grâce aux initiatives des internautes, archivant ces œuvres aux auras si particulières. Imaginez un monde où personne n'ira poster sur YouTube un album que vous aimez en entier, ou un monde où personne n'ira penser à sauvegarder des images de let's play d'un jeu qui vous fait vibrer. Eh bien, c'est exactement ça qu'on a risqué avec la franchise Parappa the Rapper. Car en ce qui concerne sa productivité, c'est un cas à part. Elle fut tellement active pendant si peu de temps et ça aurait pu la condamner à disparaître totalement. Et ce, dans une triste indifférence. Pour illustrer ça avec la sortie de Jammerlemi par exemple, le jeu est sorti le 18 mars 1999. À peine un mois plus tard, le premier guide stratégique du jeu est sorti. Et le lendemain, c'était le single Got to Move qui était disponible dans les magasins de disques. Fin mai, c'était le guide Oura qui sortait, et 20 jours plus tard, Make It Sweet entrait en scène. Vers mi-août, Jammerlemi est sorti aux États-Unis, et pour fêter ça, 9 jours plus tard, le concert live à la salle The Roxy fut joué. Et moins d'un mois plus tard, c'est Ice Cream qui fut disponible. Et entre ça, il y a également eu le Amusement Machine Show où Jammerlemi Now fut montré pour la toute première fois. Près de 2 mois plus tard, l'OST de Jammerlemi fut le dernier CD à sortir. Et même pas 10 jours plus tard, Jammerlemi sortait enfin chez nous. Et puis, mi-décembre, fin 1999, Jammerlemi Now fut disponible en salle d'arcade. Et encore, je ne compte même pas tous les jouets, sites, émissions et autres pubs qui ont été réalisés autour de Jammerlemi. Je doute que vous vous rendiez compte à quel point c'est immense comme emploi du temps. Tant de choses variées sortant en une cadence survoltée qui aurait pu s'effacer de notre réalité de par une ignorance de la part du public. Et c'est exactement ça que j'admire tant avec cette série de jeux vidéo et de goodies. Elle vieillit comme un vin dans une cave toute poussiéreuse. C'est une série qui est à la fois bloquée dans le temps de par son esthétique, son activité et sa direction marketing, mais aujourd'hui, elle est encore plus vivante que jamais grâce à sa communauté d'une fidélité exemplaire, qui a su faire vivre ses jeux et leur univers coûte que coûte. Et ce, de par une motivation étrange, nourrie par une envie intrinsèque de faire connaître et de sauvegarder dans la mémoire des gens tous ces jeux, ces jouets, ces dessins animés, ces sites, qui sont toujours aussi rafraîchissants même presque 30 ans plus tard, et qui regorgent d'une nostalgie si profonde qu'on s'y perdrait dedans. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, un 4e jeu de la part de Nanaonsha ne serait point utile. Je ne dis pas que revoir un nouvel opus de Parappa the Rapper ne me ferait pas plaisir, au contraire, mais je pense qu'il vaut mieux laisser cette série de jeux vidéo se reposer au plus profond du panthéon des jeux de rythme. D'autant plus que Parappa the Rapper 2 fut le dernier jeu, et ce, par pur choix de Nanaonsha. Vous souvenez-vous, au début de cet iceberg, je vous ai parlé d'une cinématique spéciale dans Parappa the Rapper 2, se lançant que dans des conditions spécifiques. Une cinématique inédite jouant le thème principal de Come a Long Way, une chanson d'amour chantée par Sunny Funny. Et qu'est-ce qu'on aperçoit dans cette cinématique ? Eh bien, Parappa et Sunny, ensemble, et se tenant la main. Vous ne l'aurez peut-être pas saisi du premier coup, mais cette cinématique, c'est le message des développeurs pour dire aux joueurs que oui, après tout ce temps, ils sortent enfin ensemble. Et on comprend aussi que Sunny Funny avait des sentiments pour Parappa depuis le début, notamment grâce aux paroles de la chanson qui collent parfaitement à la situation. Parappa est enfin parvenu à la fin de sa quête, conquérir le cœur de sa bien-aimée. Et donc, quand on voit ce que Nanaonsha a produit après, on se rend compte que, depuis le début, cette cinématique est un adieu des développeurs. Cette cinématique, c'est le point final de toute cette histoire. C'est le dernier souffle de ce qu'elle aura produit de meilleur. C'est le signe que, cette fois-ci, il n'y aura plus aucun jeu autour de Parappa the Rapper. Voilà pourquoi il n'y aura pas de nouveau jeu. Et pourtant, tout le monde s'en fiche, car c'est une franchise unique, qui ne vous veut que du bien. Rien n'évoque des idées noires chez Parappa. Si vous aimez Parappa, vous aimez la vie. Vous aimez comment le temps vous affecte, et vous aimerez ce que vous deviendrez.
L'intérêt de l'épopée que je vous ai fait traverser aujourd'hui, c'était bien sûr une façon longue et large de vous initier à tout cet univers loufoque qui mérite tellement plus de reconnaissance, mais également de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont travaillé d'arrache-pied sur ces jeux, simplement pour nous faire passer un bon moment à travers un écran à tube cathodique. Toutes ces personnes qui ont su faire preuve de professionnalisme, mais également d'humanisme dans leurs intérêts. Et vu que je ne porterai jamais assez de discours dithyrambiques à tout cet univers, je pense que je vais m'arrêter là. Ah si, une dernière chose. Une toute dernière chose. Tout comme Parappa nous le fait comprendre, croyez en vous. Ne pas croire en vous, c'est la seule chose qui vous fera reculer. Croyez en vos capacités et en vos rêves. Et je vous promets que vous vous frayerez un chemin vers le bonheur. Celui que vous cherchez. Et moi, je pense l'avoir trouvé. Et ce sont 2 figures qui me l'ont instruit. Un rappeur et une guitariste. Et bon sang, qu'est-ce qu'il déchire!